mlle bates. À ce moment m weston arriva et ayant été mis au courant de ce dont il s'agissait donna son entière approbation. Certainement, Frank. Allez chercher mlle bates. Elle approuvera notre plan, j'en suis sûr. Je ne connais pas une personne plus apte à dénouer les difficultés. Nous faisons trop d'embarras. Elle nous enseignera la manière d'être content de tout. Mais amenez-les toutes les deux. Toutes les deux, monsieur? Est-ce que la vieille dame... La vieille dame? Mais non, je fais allusion à la jeune. Je vous considérerais comme un sot si vous ameniez la tante sans la nièce. Excusez ma distraction, monsieur. Puisque vous le désirez, je m'efforcerai de les amener l'une et l'autre. Et il partit sur-le-champ. Bien avant le retour de Frank Churchill, mme Weston avait examiné de nouveau le couloir et en femme soumise s'était rangée à l'avis de son mari. En conséquence, il fut décidé que la salle à manger serait utilisée. Tout le reste du programme, du moins en théorie, paraissait extrêmement simple. On se mit d'accord sur l'éclairage, la musique, le thé, le souper. mme Weston et mme Stokes devaient résoudre les petites difficultés qui pourraient se présenter par la suite. On savait pouvoir compter sur tous les invités. Frank avait déjà écrit à Enscombe pour demander de rester quelques jours de plus et il escomptait une réponse favorable. Mlle Bates, en arrivant, ne put qu'apporter ses félicitations. Elles furent du reste beaucoup mieux accueillies que ne l'eussent probablement été ses conseils. Pendant une demi-heure encore, ils allèrent et vinrent à travers les pièces et diverses améliorations de détails furent suggérées. Au moment de l'adieu, Frank Churchill renouvela son invitation à Emma pour les premières danses. Peu après, celle-ci entendit m Weston murmurer à l'oreille de sa femme: « Naturellement, ma chère, il a invité. » Fin du chapitre 29. Enregistré par Margot. Chapitre 30 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 30. Au bout de quelques jours, arriva une lettre d'Enscombe accordant l'autorisation demandée. Les termes de la réponse indiquaient que les Churchill n'étaient pas satisfaits de cette prolongation de séjour, mais ils ne s'y opposèrent pas. Tout paraissait donc marcher à souhait. La bonne humeur était générale. Jane Fairfax elle-même se montrait enthousiaste. Elle en devenait animée, franche et dit spontanément: « Oh, mademoiselle Woodhouse, j'espère qu'il n'arrivera rien pour empêcher cette réunion. Je m'en fais, je l'avoue, un véritable plaisir. » Seul m Knightley continuait à ne laisser paraître aucun intérêt. En réponse aux communications d'Emma, il se contentait de répondre: « Très bien. S'il plaît aux Weston de se donner tant de peine pour quelques heures d'un amusement bruyant, c'est leur affaire. Mais il ne dépend pas d'eux que j'y prenne plaisir. Naturellement, je ne peux pas refuser. Je ferai de mon mieux pour rester éveillé. Toutefois, j'aurais préféré de beaucoup rester à la maison pour examiner les contes de William Larkins. Je ne danse pas et je ne trouve aucun charme au rôle de spectateur. Du reste, la plupart de ceux qui ne prennent pas une part active au bal partagent mon indifférence. Bien danser procure sans doute une satisfaction intérieure comme la vertu. Hélas, toute raison de divergence avec m Knightley devait bientôt disparaître. Après 2 jours d'une fausse sécurité, Frank Churchill reçut une lettre de son oncle le priant de revenir sans délai. Mme Churchill était très malade.
Déjà fort souffrante en répondant à son neveu, elle n'avait pas voulu, dans son désir de lui éviter un désappointement, faire allusion à son état de santé. Emma fut aussitôt mise au courant par un billet de mme Weston. Frank ira à Highbury après déjeuner prendre congé de ses amis. Vous le verrez d'ici peu à Hartfield. Cette triste communication mit fin au déjeuner d'Emma. Ses regrets étaient proportionnés au plaisir qu'elle s'était promis de cette fête. Les sentiments de m woodhouse étaient très différents. Il se préoccupait particulièrement de la maladie de mme churchill et aurait voulu savoir le traitement qu'elle suivait. Frank Churchill se fit un peu attendre. Il arriva enfin. La tristesse et l'abattement étaient peints sur son visage. Après les salutations d'usage, il s'assit et garda le silence pendant quelques instants. Mais il dit: « Je ne m'attendais pas à vous dire adieu aujourd'hui. » « Mais vous reviendrez, dit Emma. Ce ne sera pas votre seule visite à Randalls. Je ferai certainement tout mon possible. Ce sera ma préoccupation continuelle, et si mon oncle et ma tante vont au printemps à la ville, mais j'ai bien peur que ce soit une habitude perdue. L'année dernière, ils n'ont pas bougé. Il nous faut donc renoncer à notre pauvre bal. Ah, pourquoi avons-nous tant attendu? Que n'avons-nous saisi le plaisir lorsqu'il était à portée? Vous l'aviez prédit. Hélas, vous avez toujours raison. Je regrette bien d'avoir eu raison. J'aurais de beaucoup préféré être heureuse que perspicace. De toute façon, le bal aura lieu. Mon père compte bien que ce n'est que partie remise. N'oubliez pas votre promesse. Emma sourit gracieusement. Chaque journée augmentait mon regret de partir. Heureux ceux qui restent à Highbury. Puisque vous nous jugez si favorablement à présent, dit Emma, je me permettrai de vous demander si vous n'étiez pas à un moment donné un peu prévenu contre nous. Vous vous seriez décidé à venir depuis longtemps si vous aviez eu une bonne opinion de Highbury. Il se mit à rire en protestant contre cette allégation. Et il faut que vous partiez ce matin? Oui, mon père doit me rejoindre ici. Nous rentrerons ensemble et je me mettrai en route sur l'heure. Je crains de le voir arriver d'un instant à l'autre. Quoi? Vous n'aurez même pas 5 minutes à consacrer à vos amis, mademoiselle Fairfax et mademoiselle Bates? C'est bien fâcheux. L'immuable logique de mademoiselle Bates aurait pu avoir une bonne influence sur votre esprit à cette heure de désarroi. J'ai déjà pris congé de ces dames. En passant devant la porte, je suis entré comme il convenait. Je voulais rester 3 minutes, mais j'ai été forcé de prolonger ma visite et d'attendre le retour de mademoiselle Bates qui était sortie. C'est une femme dont il est difficile de ne pas se moquer, mais je n'aurais pas voulu l'offenser. J'ai profité de l'occasion. Il hésita, se leva et alla à la fenêtre. En un mot, dit-il, mademoiselle Woodhouse, il n'est pas possible que vous n'ayez pas quelques soupçons. Il la regarda comme pour lire dans la pensée de la jeune fille. Emma se sentait mal à l'aise. Ces paroles semblaient le prélude d'une déclaration et elle ne désirait pas l'écouter. Se forçant à parler dans l'espoir d'amener une diversion, elle reprit: vous avez eu bien raison. Il était tout naturel de profiter de votre passage à travers Highbury pour faire cette visite. Il se tut, semblant chercher à deviner le sens de cette réponse. Puis elle entendit soupirer. Évidemment, il se rendait compte qu'elle ne voulait pas l'encourager. La gêne du jeune homme persista quelques moments encore, puis il dit d'un ton plus décidé: de cette façon, j'ai pu consacrer le reste de mon temps à Hartfield. Il s'arrêta de nouveau, l'air embarrassé. Emma se demandait comment cette scène se terminerait,
lorsque m weston apparut suivi de m woodhouse. Après quelques minutes de conversation, m weston se leva et annonça qu'il était temps de partir. j'aurai de vos nouvelles à tous, dit frank churchill. je saurai tout ce qui se passe ici. j'ai demandé à mme weston de m'écrire et elle a bien voulu me le promettre. en lisant ces lettres, je me croirais encore à highbury. une très cordiale poignée de main accompagnée de souhaits réciproques mit fin à l'entretien et la porte se referma sur les deux hommes. emma ne tarda pas à s'apercevoir des conséquences de ce départ. les rencontres avec frank churchill avaient été presque journalières. sans aucun doute sa présence à randalls avait apporté une grande animation. chaque jour elle attendait sa visite et elle était sûre de le trouver aussi attentif, aussi plein d'entrain. cette dernière quinzaine avait été agréablement employée et le retour à la vie courante d'hartfield ne pouvait manquer de paraître triste. de plus, au cours de leur dernière entrevue, frank churchill lui avait laissé entendre qu'il l'aimait, et de ce fait le prestige du jeune homme se trouvait rehaussé. emma cherchait à se rendre compte de l'état de son propre cœur. je dois certainement être amoureuse, se dit-elle. cette sensation de fatigue, d'ennui, ce dégoût de m'asseoir et de m'appliquer à une tâche quelconque, ce sont là tous les symptômes de l'amour. enfin, le mal des uns fait le bonheur des autres. je ne serai pas la seule à regretter le bal. mais m knightley sera heureux. il pourra passer la soirée en compagnie de son cher william larkins. à l'encontre de ces prévisions, m knightley ne manifesta aucun sentiment de triomphe. il ne pouvait pas affecter de regretter personnellement la fête. sa mine réjouie aurait suffi à le contredire. mais il déclara compatir au désappointement de tous, et il ajouta avec bonté: pour vous, emma, qui avez si peu l'occasion de danser, ce n'est vraiment pas de chance. emma s'attendait à ce que jane fairfax prît une part active aux regrets causés par ce contretemps, mais à quelques jours de là elle put constater la parfaite indifférence de la jeune fille. celle-ci avait été assez souffrante de maux de tête, et mlle bates déclara que de toute façon sa nièce n'aurait pu assister au bal. l'inconcevable sang-froid dont jane fit preuve dans cette circonstance fut pour emma un nouveau grief ajouté à beaucoup d'autres. Chapitre 31 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 31. Emma reconnut bientôt que les ravages causés par frank churchill étaient peu considérables. elle avait grand plaisir à entendre parler de lui. elle espérait qu'une visite au printemps serait possible, mais elle n'était nullement malheureuse. le premier moment passé, elle s'était mise à vaquer gaiement comme d'habitude à ses occupations. tout en rendant justice aux qualités du jeune homme, elle voyait clairement ses défauts. et de plus, si le souvenir de frank churchill occupait souvent sa pensée, aux heures de loisir, les plans, les dialogues, les lettres, les déclarations qu'elle imaginait aboutissaient invariablement à un refus de sa part. ils se séparaient avec de tendres paroles, mais la séparation était fatale. elle se rendait compte que malgré sa résolution de ne pas quitter son père, de ne jamais se marier, un attachement sérieux lui aurait rendu la lutte plus pénible. il n'appert pas que je fasse grand usage du mot sacrifice, se dit-elle, dans mes aimables refus,
ni dans mes spirituelles réponses. Frank Churchill, évidemment, n'est pas nécessaire à mon bonheur, et je m'en réjouis. D'autre part, il est, je crois, très amoureux, et s'il revient, je me tiendrai sur mes gardes, et j'éviterai toute apparence d'encouragement. Ce serait inexcusable d'agir autrement, étant décidé à ne pas l'épouser. Du reste, je ne pense pas qu'il ait pu à aucun moment se méprendre sur mon attitude. Dans ce cas, ses regards et son langage eussent été très différents à l'heure de la séparation. Néanmoins, je m'observerai encore plus. Je ne m'imagine pas qu'il soit capable de constance. Ses sentiments sont chauds, mais je les crois sujets à variation. Dieu merci. Mon bonheur n'est pas sérieusement en jeu. Tout le monde, dit-on, doit être amoureux une fois dans sa vie. Et me voici quitte à bon compte. Quand mme Weston apporta à Hartfield la première lettre de son beau-fils, Emma la parcourut aussitôt avec plaisir et intérêt. C'était une longue missive et une description imagée de son voyage. Le jeune homme s'adressait à mme Weston avec une véritable affection, et la transition de Highbury à Enscombe, le contraste entre les deux endroits, au point de vue des principaux avantages de la vie, était indiqué autant que les convenances le permettaient. Le nom de mlle Woodhouse apparaissait à plusieurs reprises, mêlé à une allusion aimable, à un compliment, à un rappel d'un propos tenu par la jeune fille. En post-scriptum, il avait ajouté: je n'ai pas eu mardi un instant de libre, comme vous le savez, pour saluer la petite amie de mlle Woodhouse. Veuillez transmettre à Miss Smith mes excuses et mes adieux. Emma goûta la délicatesse de cette attention détournée dont Harriet n'était que le prétexte. Mme Churchill allait mieux, mais il ne pouvait, même en imagination, fixer une date pour son retour à Randalls. Emma replia la lettre et la rendit à mme Weston. Après, comme avant cette lecture, elle sentait pouvoir fort bien se passer de Frank Churchill, et elle souhaita que ce dernier apprît à se passer de mlle Woodhouse. L'arrivée de Frank Churchill avait été pendant une quinzaine de jours le sujet principal des conversations à Highbury. Mais dès la disparition de ce dernier, les faits et gestes de m elton reprirent leur ancien intérêt. Le jour du mariage fut bientôt fixé. Bientôt m elton serait de retour avec sa femme. Emma fut péniblement affectée en apprenant cette nouvelle. Sans doute le moral d'Harriet s'était fortifié et la perspective du bal de m weston avait grandement contribué à apaiser ses regrets. Mais Emma craignait qu'elle n'eût pas encore atteint le degré d'indifférence nécessaire pour affronter les événements actuels. En effet, la pauvre Harriet fut bientôt dans une disposition d'esprit nécessitant toute la patience d'Emma. Celle-ci considérait comme son devoir le plus strict de donner à son amie toutes les preuves d'affection possibles. Pourtant, c'était un travail ingrat que de prêcher sans produire jamais aucun effet. Harriet écoutait toujours avec soumission. C'est très juste, c'est exactement ainsi. Ce n'est pas la peine de penser à eux. Mais le résultat était nul, et au bout d'une demi-heure, Harriet était aussi anxieuse et inquiète qu'auparavant. À bout de ressources, Emma chercha à faire vibrer une autre corde chez Harriet, et elle lui dit: en vous laissant aller à être si malheureuse à cause du mariage de m elton, vous ne pouvez me faire sentir plus durement l'erreur dans laquelle je suis tombée. C'est moi qui suis responsable de tout. Je ne l'ai pas oublié, je vous assure. Trompée moi-même, je vous ai trompée à mon tour. Ce sera pour moi un sujet de triste méditation. Harriet fut trop touchée de ce discours pour pouvoir faire mieux que de protester par quelques monosyllabes.
Emma continua. Je ne vous ai jamais dit, Harriet. Faites des efforts à cause de moi. Pensez moins. Parlez moins de M. Elton par égard pour moi. Vous aviez d'autres motifs d'agir ainsi et plus graves. J'ai fait appel à votre raison, vous représentant la nécessité de prendre l'habitude de rester maître de soi, l'importance de ne pas provoquer les soupçons des autres, l'urgence de sauvegarder votre santé. Mon seul but était de vous éviter des souffrances inutiles. Peut-être, pourtant, ai-je quelquefois pensé qu'Harriet ne pouvait pas oublier les égards que l'affection doit inspirer. Cet appel aux sentiments d'Harriet fut en partie couronné de succès. L'idée de manquer de reconnaissance et de considération pour mlle Woodhouse la rendit tout à fait malheureuse. Vous avez été pour moi la meilleure des amies. Personne ne vous vaut. Je n'aime personne autant que vous. Je sais combien j'ai été ingrate, mademoiselle Woodhouse. Ces protestations appuyées de la plus tendre mimique touchèrent le cœur d'Emma. La spontanéité d'un cœur aimant a un charme incomparable, se dit-elle ensuite à elle-même. C'est la nature affectueuse de mon père et d'Isabelle qui les font aimer de tous. Je n'ai pas ces qualités, mais je sais les apprécier et les respecter. Harriet m'est de beaucoup supérieure à ce point de vue. Chère Harriet, je ne voudrais pas vous changer pour la plus intelligente des créatures humaines. Fin du chapitre 31. Enregistré par Margot. Chapitre 32 de Emma. Ceci est un enregistrement d'Ibrivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 32. Ce fut dans l'église d'Highbury que Mme Elton s'offrit pour la première fois aux regards. Cette apparition suffit à interrompre les dévotions, mais non, pas à satisfaire la curiosité. Emma tenait à présenter sans délai ses félicitations. Elle se décida à amener Harriet avec elle, afin d'adoucir pour son amie, dans la mesure du possible, l'émoi de la première entrevue. Néanmoins, Harriet se comporta fort bien et ne laissa pas percer son émotion. Elle était seulement plus pâle et plus silencieuse que de coutume. Naturellement, la visite fut courte. La gêne était inévitable de part et d'autre. Dans ces conditions, Emma se promit de ne pas porter un jugement hâtif sur la jeune femme. La première impression n'était pas favorable. Chez une étrangère, une jeune mariée, il y avait excès d'aisance. La tournure était agréable, le visage également, mais Emma ne discerna ni dans les traits ni dans le maintien aucune distinction naturelle. Quant à M. Elton, elle était disposée à se montrer indulgente. Les visites de noces sont de toute façon une épreuve redoutable. Il faut une extrême bonne grâce à un homme pour bien s'acquitter de sa fonction. Le rôle de la femme est plus facile. Elle a toujours le privilège de la timidité. Dans ce cas particulier, il convenait de tenir compte à M. Elton de la situation particulièrement délicate où il se trouvait. N'était-il pas entouré de la femme qu'il venait d'épouser, de la jeune fille qu'il avait demandée en mariage et de celle qu'on lui avait destinée? Emma lui reconnaissait bien volontiers le droit d'être mal à l'aise et de mettre quelque affectation à ne le point paraître. Eh bien, mademoiselle Woodhouse, dit Harriet en quittant la maison, eh bien, que pensez-vous de mme Elton? N'est-elle pas charmante? Emma hésita un moment et répondit. Oh oui, certainement, une très aimable jeune femme.
Je la trouve très jolie. En tout cas, elle est fort bien habillée. Elle avait une robe très élégante. Je ne suis pas étonné le moins du monde qu'il en soit tombé amoureux. Rien n'est moins surprenant. Une jolie fortune qui s'est trouvée sur son chemin. Certainement, reprit Harriet avec un soupir, elle doit avoir un grand attachement pour lui. C'est possible, mais tous les hommes n'ont pas le bonheur d'épouser la femme qui les aime le plus. Mademoiselle Hawkins, sans doute, désirait s'établir, et elle a pensé qu'elle ne trouverait pas mieux. Oui, dit Harriet, elle a eu bien raison. Il est impossible d'imaginer un meilleur parti. Eh bien, je leur souhaite de tout mon cœur d'être heureux. Et maintenant, mademoiselle Woodhouse, je ne crois pas qu'il me sera pénible de les revoir. J'admirerai toujours M. Elton, mais je le considérerai sous un autre jour. La pensée qu'il a fait un bon mariage me console. Heureuse créature, il a appelé Augusta. Comme c'est délicieux. Peu de jours après, m et mme Elton vinrent à Hartfield et Emma fut à même de se former une opinion. Elle était seule avec son père. M. Elton entretint m Woodhouse et elle put se consacrer à la jeune mariée. Un quart d'heure de conversation suffit à la convaincre que mme Elton était une femme vaine, contente d'elle-même, pleine de prétentions. Ses manières avaient été formées à mauvaise école. Elle était impertinente et familière. Elle ne paraissait pas sotte, mais Emma la soupçonna de ne pas être particulièrement instruite. Mme Elton commenta aussitôt par faire part à Emma de la bonne impression que lui produisait Hartfield. Cette maison me rappelle tout à fait Maple Grove, dit-elle, la propriété de mon beau-frère, M. Suckling. Cette pièce est précisément de la grandeur et de la forme de celle où ma sœur se tient le plus volontiers. Elle en appela à M. Elton. La ressemblance n'est-elle pas frappante? Et l'escalier? Quand je suis entrée, je n'ai pu m'empêcher de pousser une exclamation. J'ai, je dois l'avouer, une grande prédilection pour Maple Grove, que je considère comme mon véritable home. Si jamais, mademoiselle Woodhouse, vous êtes transplantée comme je le suis, vous comprendrez combien il est délicieux de rencontrer sur son chemin un décor familier. Emma fit une réponse aussi évasive que possible, mais mme Elton s'en contenta et reprit. Le parc également est tout à fait dans le même style. Il y a à Maple Grove des lauriers en abondance comme ici, et disposés d'une manière identique. J'ai aperçu un grand arbre encerclé d'un banc qui a éveillé chez moi de tendres souvenirs. Mon beau-frère et ma sœur seront enchantés de Hartfield. Des gens qui possèdent eux-mêmes de vastes propriétés prennent toujours intérêt aux domaines du même genre. Emma doutait fort de la vérité de cet aphorisme, du reste évidemment émis pour amener un parallèle flatteur. Aussi se contenta-t-elle de répondre. Quand vous aurez parcouru ce pays, les charmes d'Hartfield vous apparaîtront, je le crains, plus modestes. Le Surrey est très favorisé au point de vue du pittoresque. Oh, je sais parfaitement à quoi m'en tenir. Ce comté est le jardin de l'Angleterre. Oui, mais il ne faut pas appuyer notre opinion sur ce dicton, car si je ne me trompe, plusieurs autres provinces se parent de cette couronne. Je ne l'ai jamais entendu dire, assura mme Elton avec un sourire satisfait. Emma n'insista pas. Mon beau-frère et ma sœur nous ont promis de venir nous voir au commencement de l'été, continua mme Elton. Pendant leur séjour, nous comptons explorer le pays. Ils amèneront probablement leur landau dans lequel 4 personnes tiennent à l'aise. De cette façon, nous serons à même de visiter les différents sites fort commodément. À cette époque de l'année, ils n'auront certainement pas l'idée de voyager dans leur berline, mais pour éviter toute surprise, je vais leur écrire à ce propos.
M. Suckling aime beaucoup les excursions. L'été dernier, nous avons été jusqu'à King Weston dans les meilleures conditions, précisément après l'acquisition du landau. Je suppose, mademoiselle Woodhouse, que vous faites souvent de grandes promenades. Non, nous sommes un peu éloignés des points de vue réputés, et d'autre part, nous sommes tous ici, je crois, extrêmement casaniers et peu disposés à organiser des parties de plaisir. Personne n'est plus attaché à son home que moi. Mon amour de la maison était passé en proverbe à Maple Grove. Combien de fois Célina n'a-t-elle pas dit, en se mettant en route pour Bristol: je renonce à demander à Augusta de m'accompagner. Je déteste pourtant bien être assise seule dans le landau, mais je sais par expérience qu'il n'est pas possible de lui faire franchir la grille du parc. En même temps, je ne suis pas partisan d'une réclusion absolue. J'estime au contraire qu'il faut se mêler au monde et prendre part avec mesure aux distractions de la société. Néanmoins, je comprends parfaitement votre situation, mademoiselle Woodhouse. L'état de santé de votre père doit être pour vous un empêchement sérieux. Pourquoi n'essaye-t-il pas le traitement de Bath? Laissez-moi vous recommander Bath. Je suis sûre que les eaux réussiraient parfaitement à M. Woodhouse. Mon père a suivi ce traitement à maintes reprises autrefois, mais sans profit. Et M. Perry, dont le nom ne vous est sans doute pas inconnu, ne juge pas opportun de le lui conseiller actuellement. Je vous assure, mademoiselle Woodhouse, qu'on obtient des résultats incroyables. Pendant mon séjour à Bath, j'ai été à même de constater des cures merveilleuses. D'autre part, les avantages de Bath pour les jeunes filles sont connus. Ce serait un excellent milieu pour vos débuts dans le monde. Un mot de moi vous ferait accueillir cordialement par la meilleure société de l'endroit. Mon amie intime, madame Partridge, la dame chez qui j'ai toujours habité pendant mes séjours à Bath, serait trop heureuse de s'occuper de vous et de vous servir de chaperon. Madame Elton se tut à cet endroit de son discours. Ce fut heureux, car elle avait atteint la limite de ce qu'Emma pouvait entendre sans être impolie. Celle-ci frémit à l'idée d'être obligée de Madame Elton d'aller dans le monde sous les auspices d'une amie de cette dernière, probablement quelque veuve vulgaire et intrigante. La dignité de mademoiselle Woodhouse était véritablement écrasée. Néanmoins, elle s'efforça de dissimuler son irritation et se contenta de remercier froidement Madame Elton. Il ne peut être question pour nous d'aller à Bath, répondit-elle. Je ne suis pas sûre du reste si l'endroit me conviendrait plus qu'à mon père. Pour éviter le retour de nouveaux outrages, Emma se hâta de changer de conversation. Je ne vous demande pas si vous êtes musicienne, Madame Elton. Dans ces occasions, on est généralement au courant de toutes les qualités d'une personne avant de la connaître. Highbury sait depuis longtemps que vous avez un talent supérieur. Oh non, du tout. Je proteste contre cette allégation. Réfléchissez à quelle source vous avez puisé vos informations. J'aime beaucoup la musique, passionnément même, et je ne suis pas, au dire de mes amis, dépourvue de goût. Mais quant au reste, sur mon honneur, mon jeu est tout à fait médiocre. Mais vous, mademoiselle Woodhouse, vous jouez, paraît-il, délicieusement. Ce sera une vraie joie pour moi de vous entendre. Je ne puis pas, à la lettre, me passer de musique. Au début de notre engagement, M. Elton, en me décrivant ma future résidence, m'exprimait sa crainte que je ne trouvasse la vie trop retirée. Il s'inquiétait aussi de l'infériorité de la maison. Je lui répondis: je renonce volontiers au monde, au théâtre, au bal, et je ne crains pas du tout la solitude. 2 voitures ne sont pas nécessaires à mon bonheur, pas plus que des appartements d'une certaine dimension. Mais en toute franchise, je vous avoue que je m'habituerai difficilement à vivre dans un milieu où la musique ne serait pas en honneur. Il me tranquillisa aussitôt.
Sans aucun doute, reprit Emma en souriant. M. Elton a courageusement affirmé que vous trouveriez à Highbury une réunion de mélomanes. Vous jugerez qu'il a outrepassé la vérité plus qu'il n'était nécessaire. Je n'ai plus aucune inquiétude à ce sujet. Je suis enchantée. Nous devrions, mademoiselle Woodhouse, fonder un club musical et avoir des réunions hebdomadaires chez vous ou chez moi. Qu'en dites-vous? Si nous nous donnons la peine de faire les premiers pas, je suis sûre que nous serons bientôt suivis. De cette façon, je serai forcée d'étudier régulièrement. Les femmes mariées ont une détestable réputation à ce point de vue. Elles sont très enclines à abandonner la musique. Pour vous, qui êtes si passionné, ce ne peut être le cas. Je l'espère, mais véritablement, je ne puis m'empêcher de trembler en regardant autour de moi. Célina a complètement renoncé à la musique. Elle n'ouvre jamais son piano, et pourtant elle jouait d'une façon charmante. Madame Jeffreys, née Clara Patridge, les demoiselles Milmans, maintenant Madame Bird et Madame James Cooper, sont dans le même cas. Sur ma parole, il y a de quoi se sentir inquiète. Je me suis souvent querellée à ce propos avec Célina, mais aujourd'hui, je me rends compte des multiples occupations d'une femme mariée. Je lui trouve des excuses. Je suis demeurée, ce matin, enfermée près d'une heure avec ma femme de charge. Mais une fois votre maison organisée, cela marchera tout seul. Eh bien, reprit Mme Elton en riant, nous verrons. Emma renonça à combattre une obstination si singulière, et après quelques instants de silence, Mme Elton aborda un autre sujet. Nous avons été faire une visite à Randalls, dit-elle. Ils étaient tous deux à la maison. Ils m'ont laissé une excellente impression. M. Weston paraît un charmant homme, pour lequel je ressens déjà une véritable prédilection, et je trouve qu'il y a chez mme Weston une sorte de douceur maternelle particulièrement touchante. Elle a été votre gouvernante, n'est-il pas vrai? Emma fut tellement surprise de ce manque de tact qu'elle ne sut que répondre. Du reste, mme Elton se hâta de continuer. Étant au courant de cette circonstance, je fus un peu étonnée de la trouver si comme il faut. C'est vraiment une femme du monde. Les manières de mme Weston, reprit Emma, ont toujours été parfaites. Leur élégance, leur simplicité, leur discrétion peuvent être données comme modèle à une jeune femme. Nous avons eu une surprise au moment de prendre congé. Devinez qui est entré dans le salon. Et Emma n'avait pas idée à qui mme Elton voulait faire allusion. Le ton indiquait une certaine intimité. Knightley, continua mme Elton, Knightley lui-même. J'ai été d'autant plus heureuse de le rencontrer que je n'étais pas chez moi lors de sa venue à la maison. Je nourrissais un vif désir de faire la connaissance de l'ami intime de m Elton. J'avais si souvent entendu mentionner mon ami Knightley. Je dois rendre justice à mon caro sposo. Il n'a pas à rougir de son ami. C'est bien le type de l'homme distingué. Il me plaît beaucoup. L'heure du départ sonna enfin, et Emma put respirer. Quelle insupportable créature! S'écria-t-elle. Elle surpasse de beaucoup mes prévisions les plus pessimistes. Knightley, je n'aurais pu le croire si on ne me l'avait raconté. Elle ne l'a auparavant jamais vu de sa vie, et elle l'appelle Knightley. Elle lui décerne un certificat de distinction. Je doute qu'il lui retourne le compliment. Je n'ai jamais vu une pareille vulgarité, aggravée de prétentions aussi exorbitantes et d'une élégance de mauvais aloi. Que dirait Frank Churchill s'il était là? Comme il se serait diverti et moqué. Ces pensées se succédèrent rapidement dans l'esprit d'Emma, et quand son père, une fois le brouhaha du départ apaisé, eut repris sa place, elle se trouva prête à lui donner la réplique. Eh bien, ma chère, dit m Woodhouse, c'est une aimable jeune femme,
et je suis sûre que vous lui avez fait une excellente impression. Elle parle un peu trop vite. J'ai l'oreille, il est vrai, extrêmement susceptible. Je n'aime pas les voix étrangères. Personne, du reste, n'a un timbre et une élocution comme vous et mademoiselle Taylor. Néanmoins, elle semble très bien élevée, et je ne doute pas qu'elle ne soit une excellente femme pour m elton. J'ai fait toutes les excuses possibles de n'avoir pas pu leur rendre visite à cette heureuse occasion. J'espère être en état d'aller chez eux pendant le courant de l'été, mais je n'aime pas, je l'avoue, tourner le coin de Vicarage Lane. Je suis sûre que vos excuses ont été acceptées. M elton connaît vos habitudes. Malgré tout, à moins d'impossibilité, je n'aurais pas dû me soustraire à cette obligation. J'ai forfait à toutes les règles de la politesse. Mon cher papa, vous n'êtes pas partisan du mariage. En conséquence, pourquoi vous montrez si anxieux de témoigner votre respect à une nouvelle mariée? Cet état ne devrait pas être une recommandation pour vous. C'est encourager les gens à se marier que de leur prodiguer des marques d'attention. Non, ma chère, mais il faut avoir des prévenances pour une jeune femme dans cette situation. Une nouvelle mariée a droit à la première place partout où elle se trouve. Eh bien, papa, je n'aurais jamais cru que vous donneriez votre appui à des coutumes qui vont à l'encontre de vos idées. Ma chère, vous ne me comprenez pas. C'est une question de bonne éducation. M. Woodhouse devenait nerveux et Emma n'insista pas. Fin du chapitre 32. Enregistré par Margot. Chapitre 33 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 33. Emma n'eut pas par la suite à modifier le jugement qu'elle avait porté sur mme elton lors de leur seconde entrevue. À chaque nouvelle rencontre, celle-ci apparut égale à elle-même, prétentieuse, hardie, familière et mal élevée. Elle manquait totalement de tact et se crut appelée à infuser une vie nouvelle à la société provinciale dont elle allait devenir un des membres. Elle s'imaginait de bonne foi que mademoiselle Hawkins avait occupé dans le monde une place considérable et se préparait, comme femme mariée, à jouer un rôle prépondérant. M. elton semblait partager cette manière de voir. Il se sentait fier d'avoir amené à Highbury une personne si supérieure. L'opinion générale se montrait du reste très favorable à la jeune mariée. Mademoiselle Bates avait donné le ton et l'éloge de mme elton passait de bouche en bouche. Emma ne voulait pas apporter une note discordante à ce concert et se contentait de reprendre sa première appréciation, très aimable et très bien habillée. Cependant, les manières de mme elton à l'égard d'Emma se modifièrent bientôt. Probablement offensée par le peu de succès qu'avaient rencontré ses propositions d'intimité, elle ne fit plus d'avance et se tint à l'écart. Les époux affectaient en outre de se montrer désagréables pour Harriet, avec l'intention de prendre ainsi une sorte de revanche indirecte. Emma ne doutait pas que l'attachement de la jeune fille n'eût été commenté dans le tête-à-tête conjugal, et son propre rôle dévoilé. Cette conduite, mesquine à l'écart de son amie, augmenta encore l'antipathie et la réserve d'Emma. D'autre part, mme elton afficha, dès son arrivée, une grande amitié pour Jane Fairfax. Elle ne se contentait pas d'exprimer une admiration raisonnable et naturelle, mais, sans en être priée, elle manifestait à tout propos son désir de venir en aide à la jeune fille.
Avant de perdre les bonnes grâces de mme elton, emma fut mise confidentiellement au courant. Jane Fairfax m'a fait une excellente impression, mademoiselle woodhouse. J'en suis fanatique. C'est une douce créature, si comme il faut et si bien douée. Elle joue du piano et elle chante délicieusement. Elle a un talent hors ligne. Je suis assez compétente en musique pour donner une opinion autorisée. Vous allez rire de mon enthousiasme, mais vous conviendrez avec moi que sa situation commande l'intérêt. Il faut nous efforcer, mademoiselle woodhouse, de lui venir en aide. Il importe qu'un talent de ce genre soit mis en valeur. Vous connaissez naturellement ces vers du poète. Combien de fleurs s'épanouissent loin de tout regard et gaspillent leur parfum dans l'air désert. Cette éventualité n'est pas à prévoir dans le cas présent, reprit Emma avec calme. Quand vous vous rendrez compte de la place occupée par Jane Fairfax dans la famille du colonel Campbell, vos craintes disparaîtront. Mais actuellement elle vit d'une façon si retirée. Quels que soient les avantages dont elle ait joui chez les Campbell, elle n'en profite plus aujourd'hui. Elle est très timide et réservée, et a besoin d'être encouragée. Je considère la timidité comme un charme de plus chez ceux qui se trouvent dans une position un peu inférieure. Cette réserve prévient en leur faveur. Je désire vivement lui être utile. Vos sentiments partent du cœur, mais je ne vois pas clairement de quelle façon vous pourriez lui témoigner votre bonne volonté, excepté les attentions que ses anciens amis ont toujours. Ma chère mademoiselle woodhouse, il nous appartient de prendre l'initiative et de donner l'exemple. Notre rang social nous offre les moyens d'action efficaces. Nous avons des voitures pour l'aller chercher et reconduire chez elle. Nous vivons sur un pied qui nous permet de ne pas nous apercevoir de la présence de Jane Fairfax. Je serais extrêmement fâchée si Wright nous servait un dîner qui pût me faire regretter d'avoir invité Jane Fairfax à le partager. Je n'imagine pas une chose pareille. Le danger pour moi, comme maîtresse de maison, serait plutôt de tomber dans l'excès contraire. Maple Grove sera probablement mon modèle plus que de raison, car nous n'avons aucunement la prétention de rivaliser avec mon beau-frère, m Sukling, pour la fortune. Je suis bien décidée à m'occuper de Jane Fairfax. Je l'inviterai très souvent chez moi. Je donnerai des soirées musicales en son honneur. Je serai continuellement à la recherche d'une situation convenable pour elle. Mes relations sont si étendues que je ne doute pas de pouvoir bientôt lui faire part d'une offre avantageuse. Naturellement, je la présenterai d'une façon toute particulière à mon beau-frère et à ma sœur, quand ils vont venir. Je suis sûre qu'elle leur plaira. De son côté, elle les appréciera beaucoup. Elle aura vite fait de surmonter son appréhension. Malgré leur fortune, en effet, ils sont très simples et n'ont rien d'intimidant. Nous lui trouverons probablement une place dans le landau pendant des excursions. Peu après, mme elton prit congé, laissant emma stupéfaite. Pauvre Jane Fairfax, se dit-elle, vous ne méritiez pas d'en être réduite à la protection et aux bontés de mme elton. Je veux croire qu'elle ne se permettra pas de parler de moi sur ce ton, mais sur mon honneur, il ne semble pas y avoir de limite à l'intempérance de langage chez cette femme. À partir de ce jour, emma ne fut plus appelée à recevoir les confidences de mme elton. Elle résigna sans regret le rôle d'amie intime de mme elton et celui de dame patronnesse de Jane Fairfax, et se contenta d'observer de loin ce qui se passait. Les attentions de mme elton pour Jane avaient éveillé chez mlle bates une reconnaissance sans bornes. mme elton devint bientôt l'objet de sa vénération. La plus affable, délicieuse, aimable femme, etc. Emma s'étonnait pourtant de voir Jane Fairfax tolérer les manières de mme elton,
accepter les invitations, prendre part aux promenades. Elle n'aurait pas cru possible que le goût et la fierté de mademoiselle Fairfax pussent agréer une pareille société, ni supporter le poids d'une amitié de ce genre. C'est une énigme, pensait Emma, préférer rester ici, exposée aux privations de toutes sortes, et subir maintenant la mortification d'être distinguée par mme Elton, plutôt que de retourner vers ceux dont la généreuse affection lui est acquise. Jane était venue à Highbury pour 3 mois. C'était précisément la durée éventuelle du séjour des Campbell en Irlande, mais ceux-ci avaient cédé aux sollicitations de leur fille et s'étaient décidés à rester une partie de l'été. On savait par mademoiselle Bates que mme Dixon écrivait de la façon la plus pressante pour décider Jane à venir les rejoindre. Toutes les dispositions étaient prises pour le voyage. Des voitures et des domestiques seraient envoyés, et des amis mis à contribution. Malgré tout, Jane persistait à refuser. Il faut qu'elle ait un motif sérieux pour ne pas accepter cette invitation, fut la conclusion d'Emma. Elle doit être sous le coup de quelque pénitence infligée par les Campbell. Il ne lui est pas permis de se trouver avec les Dixon. Mais pourquoi faut-il qu'elle consente à vivre dans l'intimité des Elton? C'est un second problème. Emma fit part un matin de son étonnement aux 2 personnes qui connaissaient son opinion sur mme Elton, mme Weston et m knightley. Elle ne trouve probablement pas grand plaisir au presbytère, ma chère Emma, répondit mme Weston. Cependant, cela vaut mieux que d'être toujours à la maison. Sa tante est une excellente créature, mais comme compagnie habituelle, elle doit être bien fatigante. Il convient de se rappeler le milieu où vit mademoiselle Fairfax avant de la condamner. Vous avez raison, madame Weston, dit m knightley avec animation. Mademoiselle Fairfax ne manque ni de discernement ni de goût. Eût-elle été à même d'élire une amie, elle n'aurait certainement pas choisi mme Elton. Mais, ajouta-t-il avec un sourire de reproche à l'adresse d'Emma, cette dernière se montre pleine de prévenance pour elle, alors que d'autres, mieux qualifiées pour intervenir, la négligent. Emma sentit que mme Weston lui jetait un regard à la dérobée, et fut elle-même frappée du ton de m knightley. En rougissant un peu, elle répondit: les attentions dont mme Elton comble mlle Fairfax devraient, il me semble, l'offenser et non la toucher. Je ne serais pas étonnée, reprit mme Weston, que l'empressement de la pauvre mlle Bates à accepter les invitations de mme Elton n'ait entraîné Jane au-delà des limites que son bon sens avait fixées. Elle se fût sans doute accommodée d'une intimité plus modérée. D'autre part, ajouta m knightley, soyez sûr que mme Elton, pour parler à Jane Fairfax, renonce à son ton d'humiliante protection. Nous savons tous, par expérience, combien diffère le langage selon qu'on emploie la troisième ou la seconde personne. Nous sentons la nécessité de plus grands ménagements dans nos rapports directs avec nos semblables. Nous gardons pour nous, en présence de l'intéressé, les conseils que nous ne lui ménagions pas 1 heure auparavant. De plus, en dehors de cette règle générale, mademoiselle Fairfax tient mme Elton en respect par sa supériorité d'esprit et de manières. Je ne doute pas qu'en tête-à-tête, mme Elton ne traite son invité avec toute la considération voulue. Je sais, dit Emma. Quelle haute opinion vous avez de mlle Fairfax? Oui, reprit-il, je ne cache pas combien je l'estime. Emma hésita un instant avant de répondre, mais le désir de savoir de suite à quoi s'en tenir l'emporta. Elle dit avec vivacité et le regard dur: je ne sais pas si vous êtes vous-même conscient de la force de ce sentiment.
Un jour ou l'autre, vous pourriez être conduit à passer la frontière de l'admiration. M. Knightley était à ce moment occupé à rattacher les boutons de ses épaisses guêtres de cuir. Il se releva, le sang aux joues, et répondit. En êtes-vous là? Vous arrivez en retard. Il y a 6 mois, M. Cole a déjà fait allusion à cette éventualité devant moi. Il s'arrêta. Emma sentit le pied de mme Weston s'appuyer sur le sien. Un instant après, m knightley continua. Mademoiselle fairfax ne voudrait pas de moi si je la demandais en mariage, et je suis parfaitement sûr que je ne la demanderai jamais. Emma fut assez satisfaite de cette déclaration et reprit. Vous n'êtes pas vaniteux, monsieur Knightley. Il faut vous rendre cette justice. Il ne parut pas l'entendre et dit d'un air mécontent. Ainsi, vous avez décidé que je devais épouser Jane Fairfax. Non, vraiment, reprit-elle. Vous m'avez trop de fois reproché de m'occuper des mariages pour que je me sois permise de prendre cette liberté avec vous. Je n'attachai aucune importance à ma remarque, qui m'a été inspirée par votre profession de foi. Oh non, sur ma parole, je n'ai pas la moindre envie de vous voir épouser Jane Fairfax. Je désire au contraire que vous demeuriez célibataire. Vous ne pourriez pas être assis entre nous aussi confortablement si vous étiez marié. M. Knightley demeura pensif. Au bout de 2 minutes, il reprit. Vous vous êtes méprise, Emma, sur la portée de mon admiration. Je n'ai jamais donné une pensée de ce genre à Jane Fairfax. C'est une jeune personne accomplie. Je me plais à le reconnaître. Pourtant, Jane Fairfax elle-même n'est pas parfaite. La franchise de caractère qu'un homme désirerait chez sa femme lui fait défaut. Cette constatation fut loin d'être désagréable à Emma, et elle dit eh bien, je suppose que vous avez imposé silence à M. Cole, sans délai. Oui, immédiatement. Il me pria de l'excuser et parla d'autre chose. Je me demande de quelle manière mme Elton désigne les Cole quand elle parle d'eux. Elle vous appelle Knightley. Elle doit avoir trouvé pour M. Cole un qualificatif particulièrement familier et vulgaire. Pour en revenir à Jane Fairfax, l'excuse invoquée par mme Weston me paraît valable, et je m'explique très bien son désir d'échapper à la compagnie de mlle Bates. Mais je ne puis, monsieur Knightley, partager vos illusions sur l'humilité de mme Elton. Je doute fort que celle-ci ait à aucun moment conscience de son infériorité. Elle n'aura d'autre frein dans ses rapports avec Jane que les préceptes d'une éducation inférieure. Elle l'insultera continuellement par ses éloges, ses encouragements et ses offres de service. Elle ne cessera pas de faire montre de sa générosité et de son intention de l'admettre à prendre part aux délicieuses excursions qui doivent avoir lieu dans le landau. Jane Fairfax a de grandes qualités, conclut m knightley. Son caractère est excellent, sa patience et sa maîtrise de soi exemplaires, mais elle me paraît être plus réservée qu'autrefois. Avant l'allusion de Cole à un autre genre de sentiment, je voyais Jane Fairfax avec plaisir, mais sans aucune arrière-pensée. M. Knightley se leva alors et prit congé. Eh bien, madame Weston, dit Emma triomphalement après le départ de ce dernier, que reste-t-il de votre hypothèse? À mon avis, ma chère Emma, m knightley me paraît être si préoccupé de ne pas être amoureux de Jane Fairfax que je ne serais pas étonnée si finalement il le devenait. Ne me battez pas. Fin du chapitre 33. Enregistré par Margot. Chapitre 34 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org.
enregistré par Camille en janvier 2019. Emma par Jane Austen, traduit par Pierre de Pouliga, chapitre 34. Tous les amis de M. Elton rivalisaient d'amabilité. Des dîners et des soirées furent organisés à l'occasion de son mariage, et les invitations se succédaient. Madame Elton eut bientôt l'agréable appréhension de n'avoir plus une soirée libre. Je vois, dit-elle, quel genre de vie je suis appelée à mener parmi vous. Sur ma parole, nous semblons être tout à fait à la mode. De lundi prochain à samedi, toutes nos soirées sont prises. Dans ces conditions, l'existence à la campagne n'a rien de terrible. Même une femme qui ne disposerait pas de mes ressources intellectuelles ne se sentirait nullement dépaysée. Les séjours à Bath avaient familiarisé Madame Elton avec certaines règles de l'étiquette mondaine, et les dîners de Maple Grove lui servaient de modèle. Elle fut un peu offusquée de ne pas trouver deux salons partout où elle allait, et de constater l'absence de glace et de sorbet aux réunions de Highbury. Elle se proposait, au commencement du printemps, de rendre toutes les politesses reçues, en organisant une réception de grand style. Elle ferait placer des tables de jeu avec des bougies séparées et des paquets de cartes neuves, selon le dernier genre. Des domestiques supplémentaires seraient engagés pour présenter les rafraîchissements à l'heure voulue et dans l'ordre établi. Emma, de son côté, avait décidé de donner un dîner en l'honneur des Elton. Elle tenait à faire comme tout le monde, afin d'éviter les commentaires. Au bout de 10 minutes de conversation préalable, M. Woodhouse se résigna. Il se contenta de stipuler qu'il ne serait pas assis en haut de la table. Les invités étaient tout indiqués. Outre les Elton, il y aurait les Weston et M. Knightley. La pauvre Harriet, naturellement, serait appelée à occuper la 8e place, mais elle pria Emma de lui permettre de refuser. Je préfère, dit-elle, ne pas me trouver en sa compagnie, à moins de force majeure. Je ne me sens pas le courage de supporter sa vue, ni celle de son heureuse et charmante femme. Si vous n'y voyez pas d'objection, je resterai à la maison. C'était précisément la réponse qu'Emma désirait. Elle jugeait en effet inopportune une rencontre sur le terrain même des anciens errements, et elle fut enchantée de la force de caractère manifestée par sa petite amie. Elle adressa aussitôt une invitation à Jane Fairfax. Depuis sa dernière rencontre avec M. Knightley, Emma avait éprouvé des remords. Elle se rappelait les reproches qu'il lui avait faits. Il a raison, dit-elle. Je n'ai pas agi amicalement envers Jane Fairfax. J'aurais dû lui témoigner de l'intérêt. Il est trop tard. Elle ne pourra plus désormais s'attacher à moi. Je suis décidée néanmoins à lui faire des avances. Toutes les invitations reçurent un accueil favorable, mais au dernier moment, une circonstance imprévue vint jeter le trouble dans l'ordonnance du dîner. M. John Knightley écrivit pour annoncer son arrivée. Il amenait ses fils faire une visite promise à leur grand-père et se proposait de coucher une nuit à Hartfield. Le hasard voulut que le jour choisi par lui coïncidât précisément avec la date fixée pour le dîner. Vu ses occupations professionnelles, il ne pouvait être question de le remettre, mais M. Woodhouse et sa fille furent contrariés. Celui-ci s'agitait à la pensée d'avoir plus de 8 personnes à table, et Emma, de son côté, appréhendait que M. John Knightley ne fût de fort méchante humeur de ne pouvoir venir à Hartfield pour 24 heures sans tomber sur une réception. Emma, néanmoins, réussit à calmer son père, en l'assurant que la présence de M. John Knightley, tout en portant à 9 le nombre des convives, n'augmenterait guère le bruit. Mais les objections personnelles d'Emma n'étaient pas aussi faciles à lever. Cette addition inattendue lui agréait fort peu. Ce serait bien entendu à M. John Knightley qu'incomberait le devoir d'occuper la place de M. Woodhouse, et au lieu de l'aimable physionomie de M. Knightley, elle aurait en face d'elle à dîner le visage grave de son beau-frère. Par la suite, les événements prirent une tournure plus favorable. M. John Knightley arriva, mais M. Weston fut inopinément appelé à Londres le jour du dîner. Le nombre des convives se trouva donc réduit à celui du début. La bonne humeur de son père, la présence de ses petits-neveux, et surtout la résignation philosophique de M. John Knightley ne tardèrent pas à dissiper les regrets d'Emma. À l'heure dite, les invités étaient réunis. M. John Knightley parut s'appliquer à se rendre aimable dès le début. Au lieu d'attirer son frère dans l'embrasure d'une fenêtre, il se mit à parler avec mademoiselle Fairfax. Il l'avait rencontrée en rentrant de la promenade avec ses petits garçons. La pluie commençait à tomber, et il s'informa si elle avait été mouillée. « J'espère, dit-il, que vous ne vous êtes pas aventurée loin, mademoiselle Fairfax, ce matin. »
Vous êtes sans doute retournée sur vos pas. Je n'ai été qu'à la poste, dit-elle, et je suis rentrée avant l'averse. C'est ma course quotidienne. Je vais toujours chercher les lettres quand je suis ici. J'ai ainsi une raison pour sortir. La marche avant le déjeuner me fait du bien. Pas sous la pluie, pourtant. Non, mais il ne pleuvait pas véritablement quand je suis sortie. Monsieur John Knightley sourit et reprit. Vous voulez dire que vous étiez résolu à prendre l'air, car vous ne vous trouviez pas à 6 mètres de votre porte, et les garçons avaient renoncé depuis longtemps à compter les gouttes de pluie. La poste exerce une grande attraction à une certaine période de l'existence. Mais, quand vous aurez mon âge, vous n'affronterez plus le mauvais temps pour aller chercher des lettres. Elles ne valent jamais le dérangement. Elle rougit un peu et répondit. Je n'ai pas le droit d'espérer passer ma vie au milieu de ceux qui me sont le plus chers, et en conséquence, je ne prévois pas que les années puissent me rendre indifférente à ma correspondance. Ce n'est pas de l'indifférence que je ressens pour les lettres, c'est une véritable aversion. Vous pensez aux lettres d'affaires. En l'occurrence, il s'agit d'amitié. Je préfère les premières, parfois elles contiennent de l'argent. Ah, vous ne parlez pas sérieusement. Je connais trop bien monsieur John Knightley, et je suis sûre qu'il sait apprécier la valeur de l'amitié. D'autre part, si les lettres ont peu d'intérêt pour vous, ce n'est pas à la différence de nos âges, mais bien à celle de nos situations qu'il faut attribuer la divergence de nos opinions. Tous ceux que vous aimez sont continuellement à votre portée. Moi, au contraire, je serai sans doute appelée à vivre au milieu d'étrangers. J'ai donc toutes les raisons du monde de supposer que je prendrai longtemps encore, avec plaisir, le chemin du bureau de poste. En faisant allusion au changement probable de vos idées sur ce point particulier, j'escomptais les modifications que l'avenir doit apporter à votre position sociale. Dans 10 ans, permettez à un vieil ami de parler en toute liberté, vous aurez près de vous des êtres sur lesquels vous concentrerez vos affections. Jane Fairfax répondit par un aimable merci et s'efforça de prendre la prophétie en riant. Mais le tremblement de ses lèvres et ses yeux humides trahissaient son émotion. À ce moment, M. Woodhouse s'approcha d'elle, après avoir, selon son habitude, fait le tour du salon. Je suis fâché d'apprendre, dit-il, mademoiselle Fairfax, que vous êtes sortie ce matin par la pluie. Les jeunes filles sont des plantes délicates. Elles doivent avoir soin de leur santé et de leur teint. Ma chère, avez-vous changé vos bas? Oui, monsieur, immédiatement. Je vous suis très reconnaissante de votre aimable sollicitude. Ma chère mademoiselle Fairfax, comment ne prendrait-on intérêt à une aussi gracieuse personne? J'espère que votre excellente grand-mère et votre tante vont bien. Ce sont de très vieilles amies à moi. Je regrette que mon état de santé ne me permette pas de me montrer un meilleur voisin. Vous nous faites un grand honneur aujourd'hui. Ma fille et moi, nous sommes tous deux très heureux de vous voir à Hartfield. Son devoir accompli, l'affable vieillard reprit sa place, avec le sentiment de s'être efforcé de mettre toutes les dames à leur aise. Peu après, l'histoire de la promenade arriva aux oreilles de madame Elton, et celle-ci commença aussitôt ses remontrances. Ma chère Jane, qu'entends-je? Vous avez été à la poste par la pluie. Comment avez-vous pu faire une si grave imprudence? Jane donna très patiemment l'assurance qu'elle n'avait pas pris froid. Ce n'est pas une excuse. Madame Weston, avez-vous jamais entendu parler d'une pareille conduite? Il nous faut absolument intervenir, vous et moi, d'autorité. Je suis tentée de donner mon avis à mon tour, dit madame Weston avec bonté. Sujette comme vous l'êtes, mademoiselle Fairfax, à attraper de gros rhumes, vous devriez être particulièrement prudente à cette saison de l'année. Il vaudrait mieux attendre 1 heure ou 2, ou même une demi-journée pour vos lettres, que de vous exposer à prendre froid. Vous êtes beaucoup trop raisonnable pour courir ce risque une seconde fois. Oh, elle ne recommencera pas, reprit madame Elton. J'ai trouvé une solution. L'homme qui va chercher nos lettres tous les matins, c'est un de nos domestiques, mais je ne me rappelle pas son nom, demandera les siennes et les lui apportera. De cette façon, toutes les difficultés seront aplanies. Vous n'aurez pas de scrupules, je pense, ma chère Jane, à accepter ce petit service venant de moi. Vous êtes extrêmement bonne, répondit Jane, mais je ne puis pas renoncer à ma promenade du matin. Il m'est ordonné de sortir le plus possible. Le bureau de poste est un but de promenade. Du reste, il pleut rarement. Ma chère Jane, n'en parlons plus. La chose est décidée, sous réserve pourtant de monseigneur et maître. Madame Weston, vous et moi, n'est-il pas vrai, sommes tenus à une certaine circonspection. Mais je me flatte, ma chère Jane, que mon influence n'est pas tout à fait nulle. Excusez-moi, reprit Jane,
mais je ne puis en aucune façon souscrire à un arrangement qui causerait une perte de temps aussi inutile à votre valet de pied. Si cette commission n'était pas un plaisir pour moi, rien ne serait plus facile que de la confier, comme cela a lieu pendant mon absence, à la domestique de ma grand-mère. Mais ma chère, Patrie est si occupée. Donner de l'ouvrage à nos domestiques, c'est au contraire faire œuvre pie. La résolution de Jane ne paraissait nullement ébranlée, mais au lieu de répondre, elle se tourna vers John Knightley et reprit l'entretien interrompu. La poste est une merveilleuse institution, dit-elle. Quelle régularité et quelle rapidité! On reste confondu à la pensée des multiples services qui lui incombent et dont elle se décharge à notre satisfaction. Certainement, tout est fort bien réglé. Parmi les innombrables lettres qui circulent dans le royaume, fort peu prennent une fausse direction, et peut-être pas une sur 1 million ne se perd. C'est d'autant plus surprenant que les souscriptions informes ou peu lisibles abondent. L'habitude facilite la tâche des employés. À dire vrai, ils sont payés pour être perspicaces, c'est le secret de leur compétence. Le public fait les frais et entend être bien servi. À ce moment, la conversation devint générale et le sujet des différentes écritures fut discuté. J'ai remarqué, dit John Knightley, que dans une famille, les filles surtout, acquièrent généralement le même type d'écriture. Isabelle et Emma, par exemple, écrivent d'une façon identique. Oui, répondit son frère avec hésitation, il y a une ressemblance. Je vois ce que vous voulez dire. Mais l'écriture d'Emma est plus ferme. Isabelle et Emma écrivent toutes les deux parfaitement, dit M. Woodhouse. Et la pauvre madame Weston a également une écriture très élégante, ajouta-t-il en se tournant vers cette dernière avec un soupir de regret. Pour ma part, commença Emma, je n'ai jamais vu une écriture d'homme. Ce discours était adressé à madame Weston, mais celle-ci était occupée à parler à son voisin, et Emma dut interrompre sa phrase. Pendant cette pause, elle eut le temps de réfléchir. Allons, pensa-t-elle, voici l'occasion de mettre Frank Churchill sur la sellette. Suis-je capable de prononcer son nom simplement, devant tout le monde? Devrais-je, au contraire, recourir à une périphrase? Votre ami du Yorkshire? Votre correspondant d'Anscombe, par exemple? J'agirais ainsi, je crois, si mon cœur était en jeu. Mais ce n'est pas le cas, car je n'éprouve pas la moindre gêne. Aussitôt que madame Weston eut retrouvé sa liberté, Emma reprit. Monsieur Frank Churchill a une des plus belles écritures masculines que je connaisse. Je ne l'admire pas, repartit M. Knightley. Elle est trop menue, presque féminine. Emma ni madame Weston ne voulurent admettre cette condamnation. La première répondit. À mon avis, l'écriture en question ne manque aucunement de force. Elle est fine, mais très nette, et d'une jolie allure. Si nous étions dans l'autre salon, où se trouve mon bureau, je pourrais fournir un spécimen à l'appui de mon dire. J'ai une lettre écrite de la main de M. Frank Churchill. Ne vous rappelez-vous pas, madame Weston? Vous êtes un jour servi de lui comme secrétaire? Dites plutôt que Frank a tenu à prendre cette qualité. Quoi qu'il en soit, j'ai la lettre, et je la montrerai après dîner, pour convaincre M. Knightley. C'est là un document qui me paraît peu probant, reprit sèchement M. Knightley. Le jeune homme a dû apporter à la rédaction du billet qui vous était destiné un soin particulier. Dans cette condition, toute spontanéité disparaît, et l'interprétation graphique ne peut donner aucun résultat. Le dîner fut annoncé. Madame Elton se leva aussitôt, et sans laisser à M. Woodhouse le temps de s'approcher d'elle pour lui demander l'autorisation de la conduire dans la salle à manger, elle dit « Dois-je marcher la première? Je suis honteuse de toujours montrer le chemin. » L'inébranlable résolution avec laquelle Jane Fairfax avait défendu sa prérogative d'aller elle-même chercher ses lettres à la poste n'avait pas échappé à Emma. Celle-ci aurait voulu savoir si la promenade du matin avait eu un résultat. Il lui semblait probable, en effet, que le mauvais temps n'aurait pas été si délibérément affronté sans la certitude de trouver une lettre attendue avec impatience. Cette supposition se trouvait confirmée par l'apparence de Jane. La physionomie de la jeune fille respirait la satisfaction. Son teint éblouissant témoignait d'une santé raffermie, son humeur enjouée d'une animation exceptionnelle. Emma aurait pu, pour s'éclairer, demander au moment opportun quelques informations concernant le service de la Malle d'Irlande. La question lui brûlait les lèvres, mais elle avait fait l'effort de garder le silence. Pour passer dans la salle à manger, les deux jeunes filles fermèrent la marche en se donnant le bras, avec un semblant de cordialité qui seyait à merveille à leur beauté respective. Fin du chapitre 23.
Chapitre 35 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Camille en janvier 2019. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Pouliga. Chapitre 35. Quand les dames rentrèrent au salon après dîner, Emma s'aperçut qu'il était presque impossible d'empêcher la formation de deux groupes distincts, tant Madame Elton apportait de persévérance à se montrer mal élevée en se consacrant à Jane Fairfax. Celle-ci s'efforçait, mais en vain, d'échapper à cet accaparement. Il ne restait à Emma et à Madame Weston d'autre alternative que de causer entre elles ou de se taire. Pendant ce temps, Madame Elton entretenait Mademoiselle Fairfax à voix basse, pas assez basse néanmoins pour empêcher Emma d'entendre les principaux points de leur conversation. Après une nouvelle allusion au bureau de poste, aux lettres et aux remèdes suggérés par l'amitié, Madame Elton aborda un sujet inédit, qui ne devait pas du reste être plus agréable à son interlocutrice. « Avez-vous entendu parler, ma chère Jeanne, d'une situation convenable ? Nous voici déjà en avril, je commence à être tout à fait préoccupée à votre sujet. Le mois de juin approche. » « Mais je n'ai pas fixé le mois de juin. Je n'ai fait que parler de l'été comme l'époque probable de ma décision. » « N'avez-vous vraiment aucune indication ? » ?»« Je n'ai même pas tenté la moindre démarche. »« Oh, ma chère, nous ne pouvons pas commencer trop tôt nos investigations. Vous ne vous rendez pas bien compte des difficultés qui nous attendent. Avez-vous pensé aux nombreuses conditions qui doivent se trouver réunies ? Je puis vous donner l'assurance, ma chère Madame Elton, que j'ai envisagé le problème sous toutes ses faces. Mais vous ne connaissez pas le monde comme moi. Vous ne savez pas combien il y a de candidates pour les situations de premier ordre. J'en ai eu la preuve pendant un de mes séjours à Maple Grove. Une cousine de Madame Suckling, Madame Bragg, qui cherchait une gouvernante, reçut une quantité incroyable de demandes. Cette dame, bien entendu, appartient à la meilleure société. Je ne vous citerai qu'un fait. On se sert de bougies de cire dans la salle d'études. Vous pouvez imaginer d'après ce détail quel sort enviable attendait l'élu. De toutes les maisons du royaume, celle de Madame Bragg est celle où je préférerais vous voir. Le colonel et Madame Campbell doivent rentrer en ville vers le milieu de l'été, et j'irai les rejoindre. À cette époque, il est possible que je sois disposée à m'occuper de cette question, mais je ne désire pas que vous vous donniez la peine de prendre des informations pour le moment. Oui, je connais vos scrupules de discrétion. Pourtant, les Campbell eux-mêmes ne peuvent pas ressentir beaucoup plus d'intérêt pour vous que je n'en éprouve. Je compte écrire à Madame Parridge d'ici un jour ou deux, et lui donnerai mandat de se tenir continuellement à l'affût et de me mettre au courant. Je vous remercie 1000 fois, mais je préférerais que vous ne fissiez pas allusion à moi. Votre inexpérience m'amuse, ma chère enfant. Une situation comme celle à laquelle vous avez droit ne se rencontre pas tous les jours. Il nous faut dès à présent poser nos premiers jalons. Excusez-moi, madame, mais ce n'est en aucune façon mon intention. Je ne veux rien faire moi-même, et je souhaite que mes amis observent la même réserve. Le moment venu, je ne crains pas de rester longtemps inoccupée. Il y a à Londres des bureaux de placement, où les offres et les demandes sont centralisées. On vend là, je ne dirais pas la chair, mais l'intelligence humaine. Ah, Jeanne, vous me choquez tout à fait. Si votre intention est de critiquer la traite des Noirs, je puis vous assurer que M. Suckling a toujours été plutôt partisan de l'abolition. Je ne pensais pas à l'esclavage, reprit Jane, mais seulement au commerce des gouvernantes. Je ne voudrais pas établir de comparaison entre les deux trafics, du moins en ce qui concerne le degré de culpabilité des tenanciers. Mais je ne sais trop dans quelle catégorie les victimes sont le plus à plaindre. En somme, je voulais seulement dire qu'il y a des agences où je trouverai tous les renseignements utiles. Je sais combien vous êtes modeste, reprit Madame Elton. Aussi appartient-il à vos amis de vous maintenir à votre rang. Vous ne pouvez frayer qu'avec des gens du monde, ayant les moyens de s'entourer de toutes les élégances de la vie. Vous êtes bien aimable, mais je suis fort indifférente à ce genre de considération. Je ne tiens pas essentiellement à être chez des personnes très riches. Mes mortifications n'en seraient que plus grandes. Ma seule ambition est d'être admise dans une famille de gens bien élevés. Je ne me déclarerai pas aussi facilement satisfaite, et je suis sûre que les excellents Campbell seront de mon côté. Vos talents vous donnent le droit de prétendre à un emploi de premier ordre. Vos connaissances en musique seules vous permettraient de dicter vos conditions.
Vous devez avoir plusieurs chambres à votre disposition et garder la latitude de prendre part à la vie de famille dans la mesure que vous jugerez agréable. Pourtant, je ne suis pas sûre. Si vous saviez toucher de la harpe, vous pourriez tout exiger. Mais d'autre part, la perfection de votre chant compensera cette lacune. Je vous prédis que vous obtiendrez bientôt un établissement conforme à votre mérite et présentant toutes les garanties d'honorabilité, de confort et d'agrément. Les Campbell et moi n'aurons de repos qu'à ce prix. Ne croyez-vous pas, ma chère Madame Elton, que dans les proportions du mélange, la dose d'agrément se trouvera singulièrement réduite? Je vous suis très reconnaissante, néanmoins, mais je désire que rien ne soit tenté avant l'été. Pour 2 ou 3 mois encore, je resterai indépendante, dans la maison de ma grand-mère, à Highbury. Et moi, je suis décidée à me servir de mes amis afin de ne laisser échapper aucune occasion à votre avantage. L'apparition de M. Woodhouse dans le salon interrompit les assurances de Mme Elton et fournit à sa vanité un nouvel aliment. Voici cet aimable vieux beau, reprit-elle. Il me plaît infiniment. J'admire sa politesse surannée. Je préfère de beaucoup la courtoisie d'autrefois au sans-gêne moderne. Il m'a tenu pendant le dîner les propos les plus galants. Il me semble que je suis en passe de devenir une de ses préférées. Il a remarqué ma robe. Comment la trouvez-vous? C'est Célina qui l'a choisie. Certainement, elle est très jolie, mais elle me paraît un peu surchargée. J'ai pourtant horreur de toute élégance outrée. Je suis forcée en ce moment de m'habiller avec une certaine recherche, afin de ne pas désappointer l'attente générale. Une nouvelle mariée doit en avoir l'allure. Mais mon goût naturel me porte à la simplicité. J'ai idée de mettre une garniture de ce genre à ma robe de popeline blanche et argent. Approuvez-vous cette innovation? Tous les convives se trouvaient à peine réunis de nouveau dans le salon quand M. Weston apparut, l'air dispos et de bonne humeur. En arrivant à Randalls, il avait dîné, puis s'était mis en route aussitôt. La plupart des personnes présentes s'attendaient à sa venue, et il fut accueilli de la façon la plus cordiale. Seul M. John Knightley fut stupéfait en voyant entrer M. Weston. Il ne pouvait s'expliquer qu'un homme, après avoir passé la journée en ville à s'occuper d'affaires, pût, à peine de retour, sortir de nouveau pour aller dans le monde. Est-il possible, se disait-il, de faire une demi-lieue simplement pour se retrouver avec quelques personnes quand on est en mouvement depuis 7 heures du matin? Si encore M. Weston venait chercher sa femme pour la ramener de suite à la maison, ce dérangement aurait une raison d'être, mais sa présence, au lieu de rompre la réunion, aura sans doute pour effet de la prolonger. Pendant ce temps, M. Weston, ne soupçonnant nullement l'indignation qu'il provoquait, usait du droit que lui conférait son absence d'un jour, et tenait le dé de la conversation. Après avoir répondu aux interrogations de sa femme concernant son dîner, et lui avoir donné l'assurance que les domestiques avaient scrupuleusement exécuté les ordres reçus, il communiqua les nouvelles d'intérêt général. Puis il ajouta, en s'adressant à Madame Weston, « Voici une lettre de Frank pour vous. Elle m'a été remise en chemin, et j'ai pris la liberté de l'ouvrir. Lisez-la, elle est très courte. Donnez-en communication à Emma. » Les 2 femmes parcoururent rapidement la lettre. M. Weston se tenait debout devant elles, et continuait à leur parler, en élevant suffisamment la voix pour être entendu de tout le monde. « Ce sont de bonnes nouvelles, n'est-il pas vrai? Anne, ma chère, vous ne vouliez pas me croire quand je prévoyais son retour prochain. Du moment que Madame Churchill a le désir de venir à Londres, elle mettra son projet à exécution sans délai. Ils ne tarderont pas à arriver, et nous aurons Frank à notre portée. Il passera la moitié de son temps avec nous. Je ne pouvais désirer rien de mieux. » Naturellement, la maladie de Madame Churchill n'existait que dans son imagination. « Avez-vous fini? Serrez la lettre, nous en parlerons plus tard. » Madame Weston fut tout à fait satisfaite. Ses félicitations furent sincères et abondantes, mais Emma ne put pas parler si facilement. Elle était occupée à peser ses propres sentiments et à mesurer le degré de son agitation et de son trouble. M. Weston, toutefois, trop absorbé pour observer, trop communicatif pour écouter parler les autres, se contenta parfaitement des sentiments de sympathie qu'elle exprima, et ne tarda pas à s'éloigner afin de résumer au profit de la compagnie le discours que celle-ci venait d'entendre in extenso. M. Woodhouse et M. Knightley furent les premiers à être mis au courant. Ils manifestèrent une joie extrêmement modérée. Mais M. Weston, persuadé à l'avance de la satisfaction générale, ne se donnait pas la peine d'en vérifier les effets chez chacun de ses interlocuteurs. Il s'approcha ensuite de Mlle Fairfax, mais celle-ci était absorbée dans une conversation avec M. John Knightley, et il ne lui fut pas possible de l'interrompre. Il s'assit alors auprès de Mme Elton, dont l'attention était disponible,
et se mit naturellement à l'entretenir du sujet d'actualité. Fin du chapitre 35. Chapitre 36 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 36. J'espère avoir bientôt le plaisir de vous présenter mon fils, dit M. Weston. Madame Elton, toute disposée à considérer ce souhait comme une marque particulière de déférence à son égard, sourit le plus gracieusement du monde. Vous avez peut-être entendu parler, continua-t-il, d'un certain Frank Churchill. C'est mon fils, bien qu'il ne porte pas mon nom. Oh oui, je suis au courant. Monsieur Elton s'empressera de lui rendre visite, et nous serons tous deux enchantés de le voir au presbytère. Vous êtes bien aimable. Frank se fera un plaisir d'aller vous présenter ses hommages. Il doit arriver à Londres la semaine prochaine au plus tard. Nous en avons reçu la nouvelle aujourd'hui même. J'ai rencontré le courrier ce matin sur la route, et reconnaissant l'écriture de mon fils, je me suis permis d'ouvrir une lettre adressée à Madame Weston. C'est elle qui est la correspondante habituelle. Comment? Vous avez pris connaissance d'une lettre destinée à Madame Weston? Oh, monsieur Weston, je proteste contre un pareil sans gêne. C'est un précédent des plus dangereux. J'espère que vous n'encouragerez pas vos voisins à suivre votre exemple. Je ne vous aurais pas cru capable d'une action pareille. Vous avez raison. Nous sommes de tristes personnages. Il faut vous tenir sur vos gardes, Madame Elton. La lettre de mon fils précédera de peu son arrivée à Londres. Madame Churchill n'a pas été bien portante cet hiver, et elle trouve le climat d'Enscombe trop froid. Vraiment? Enscombe est en Yorkshire, je crois. Oui, ils sont à peu près à 190 kilomètres de Londres. C'est un voyage considérable. 66 kilomètres de plus que Maple Grove. Mais, monsieur Weston, la distance est un facteur sans importance pour les gens qui disposent de grosses fortunes. Mon beau-frère, monsieur Socklin, est continuellement par voie et par chemin. Vous ne me croirez peut-être pas, mais l'année dernière, monsieur Socklin et monsieur Bragge ont fait le voyage de Londres aller et retour 2 fois dans la même semaine, avec un attelage de 4 chevaux. Dans ce cas particulier, l'inconvénient de la distance se complique de l'état de santé de Mme Churchill, qui depuis une semaine n'a pu quitter sa chaise longue. Elle se plaignait, d'après l'avant-dernière lettre de Frank, d'être trop faible pour pouvoir aller jusqu'à sa serre sans l'aide de son mari et de son neveu. Et pourtant, aujourd'hui, elle a l'intention de brûler les étapes et de se réserver 2 nuits de repos seulement en cours de route. Vous m'accorderez, Madame Elton, que les femmes délicates ont d'extraordinaires constitutions. Je ne me sens aucunement disposée à vous faire cette concession. Par principe, je prends parti pour mon sexe. Vous trouverez toujours en moi une terrible antagoniste dans ce genre de controverse. Si vous entendiez Célina parler de la nécessité de coucher dans les auberges, c'est pour elle un véritable supplice. Vous comprendriez l'effort que Mme Churchill s'impose afin d'échapper, dans la mesure du possible, à de pareilles extrémités. Je crois que j'ai moi-même subi la contagion de la délicatesse de ma sœur, qui ne voyage jamais sans emporter ses propres draps. Mme Churchill use-t-elle de cette précaution? Sans aucun doute. Mme Churchill pousse à l'excès le soin de sa personne, et il n'y a pas d'élégance qu'elle ne pratique. Oh, monsieur Weston, comprenez-moi bien, Célina ne rentre pas dans la catégorie des femmes à la mode. En ce cas, elle ne saurait être comparée à Mme Churchill. Celle-ci est la femme la plus raffinée qu'on puisse imaginer. En constatant le succès de ces dénégations,
Mme Elton commençait à regretter d'avoir protesté si vivement. Elle cherchait le moyen de se rétracter quand M. Weston continua. Mme Churchill n'est pas particulièrement dans mes bonnes grâces, soit dit entre nous, mais elle aime beaucoup Frank, et par conséquent, je ne voudrais pas dire du mal d'elle. De plus, actuellement elle est malade. Il est vrai qu'à l'entendre, c'est là son état habituel. Pour ma part, je n'ai pas foi dans les maladies de mme Churchill. Si elle est vraiment malade, pourquoi ne pas aller à Bath ou à Clifton? Elle se figure maintenant que le climat du Yorkshire lui est contraire. Mais en réalité elle s'ennuie, étant demeurée 1 an de suite à Enscombe. La propriété est très belle, mais isolée. Dans le genre de Maple Grove, je suppose. On a la sensation d'être séparé du monde. D'immenses plantations s'étendent alentour. Probablement, mme Churchill n'a ni la santé ni l'animation qui permettent à Célina de trouver du charme à ce genre de réclusion. Ou peut-être n'a-t-elle pas en elle-même des ressources suffisantes pour la vie de campagne. Une femme ne saurait en avoir trop, et je suis heureuse d'être si bien partagée sous ce rapport et de me sentir indépendante du monde. Frank a déjà passé 15 jours avec nous au mois de février. Je le sais. Il trouvera la société d'Highbury augmentée d'une unité, si je ne suis pas trop présomptueuse dans mes évaluations. Mais peut-être ignore-t-il l'existence d'une mme Elton. Cet appel à un compliment était trop direct pour pouvoir être négligé, et m weston répondit immédiatement de fort bonne grâce. Ma chère madame, il n'y a que vous au monde pour imaginer une chose pareille. J'ai d'excellentes raisons de croire que les dernières lettres de mme weston sont pleines de détails vous concernant. Quand frank nous a quittés, continua-t-il, la date de son retour demeurait tout à fait incertaine. Il n'osait rien affirmer, et mme weston se montrait très pessimiste. Comment, disait-elle, pouvait-on supposer que son oncle et sa tante consentiraient à se séparer de leur neveu une seconde fois, etc. Pour ma part, je n'ai jamais douté qu'au bout de peu de temps, les circonstances ne rendissent possible un nouveau déplacement, et mes prévisions, vous le voyez, se sont réalisées. J'ai souvent observé, madame Elton, que si les choses ne marchent pas à notre gré pendant 1 mois, elles reprennent invariablement un cours favorable le mois suivant. Je partage votre avis, monsieur Weston. C'est précisément ce que je disais à un certain monsieur de ma connaissance au temps de nos fiançailles. À un moment donné, diverses formalités ayant traîné en longueur, il assurait que dans ces conditions, je ne serais pas en mesure de revêtir la tunique safran de l'hymen avant la fin de mai. Que d'éloquence j'ai dû déployer pour dissiper ces idées tristes et lui faire envisager l'avenir sous un meilleur jour. Nous avons eu ensuite des désappointements au sujet de la voiture. Un matin, je me souviens, il m'arriva tout à fait découragé. Une légère quinte de toux força mme Elton à s'arrêter, et m weston en profita pour reprendre aussitôt le fil de son propre discours. Vous parliez du mois de mai. C'est celui que mme Churchill a décidé de passer à Londres. Nous avons donc l'agréable perspective de recevoir de fréquentes visites de Frank pendant la belle saison. Si j'avais été consultée, j'aurais choisi sans hésiter cette époque de l'année. Les journées sont longues, le temps invite à la promenade, et on n'est pas exposé à se trouver incommodé par la chaleur. Pendant son dernier séjour, nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur. Cependant, il y avait pas mal de pluie, d'humidité comme d'habitude au mois de février. Et il ne nous a pas été possible de réaliser la moitié de ce que nous avions projeté. Cette fois, l'agrément sera complet. Sans doute, il n'habitera pas chez nous. Mais je ne sais, madame Elton, si l'incertitude même du jour et de l'heure de ses visites
la continuelle attente dans laquelle nous vivrons ne nous procurera pas un plaisir au moins égal. J'espère que mon fils vous agréera. Ne vous attendez pas toutefois à contempler un prodige. On s'accorde généralement à le juger élégant. La partialité de mme Weston à son égard est très grande. Il ne faut pas trop vous y fier. J'adopterai, j'en suis persuadée, l'opinion de la majorité. D'un autre côté, monsieur Weston, je tiens à vous dire que je ne me laisse en rien guider par l'appréciation des autres. Je jugerai votre fils d'après ma propre mesure. Je ne sais pas flatter. Ils furent interrompus. On servait le thé et m Weston, ayant épuisé ses confidences, saisit la première occasion pour s'éloigner. Après le thé, m Weston, mme Weston et m elton prirent place à la table de jeu pour faire la partie de m woodhouse. Les 5 autres convives furent laissés à leurs propres ressources et emma craignit que la conversation ne devînt languissante. m knightley en effet semblait peu disposé à faire des frais et mme elton malgré ses efforts ne parvenait pas à accaparer l'attention d'un des 2 frères. Finalement m john knightley, qui devait partir le lendemain de bonne heure, fit preuve de bonne volonté et dit: eh bien emma, je ne vois pas grand'chose à ajouter concernant les garçons, mais vous avez la lettre de votre sœur et vous y trouverez sans aucun doute des instructions détaillées. Mes recommandations seront beaucoup plus brèves et probablement assez différentes. Elles se réduisent à ceci: ne les gâtez pas et ne les droguez pas. J'espère vous satisfaire l'un et l'autre, répondit emma. Je ferai tous mes efforts pour les rendre heureux, selon le vœu d'isabelle. D'autre part, le bonheur exclut naturellement l'indulgence excessive et les remèdes. Si vous les trouvez encombrants, vous n'aurez qu'à me les renvoyer. Vous n'envisagez pas sérieusement, je suppose, cette possibilité. Mais si, ils feront peut-être trop de bruit et fatigueront votre père. Ils peuvent même vous devenir à charge à vous-même, pour peu que vos engagements mondains continuent à suivre une progression ascendante. Comment l'entendez-vous? Vous devez vous rendre compte que depuis 6 mois votre train de vie s'est beaucoup modifié. Je ne m'en suis jamais aperçu. Moi pourtant j'en ai eu la preuve. Je viens passer une journée à hartfield et je tombe sur un dîner. Votre voisinage augmente et vos connaissances s'étendent. Voici 2 mois que chacune de vos lettres à isabelle contient le récit de quelque fête, dîner chez m cole ou bal à la couronne. Du reste, depuis l'installation des weston à randalls, votre manière de vivre a subi un grand changement. Oui, reprit vivement son frère, c'est randalls qui est la cause de tout. S'il en était ainsi, comme l'influence de randalls ne diminuera pas, je suis en droit de supposer qu'henry et john pourront devenir une gêne. Dans ce cas, je vous en prie, expédiez les moi. Non, reprit m knightley, ce n'est pas une conséquence nécessaire. Qu'on les conduise à donwell, moi j'ai toujours du loisir. Sur ma parole, monsieur knightley, s'écria emma, vous m'amusez vraiment. Je voudrais bien connaître les fêtes auxquelles je prends part sans que vous y soyez conviés de votre côté. Ces extraordinaires invitations se réduisent du reste à un dîner chez les cole et à l'élaboration d'un bal qui n'a jamais eu lieu. Je ne suis pas étonnée que votre frère, ayant par hasard rencontré à hartfield au cours d'un voyage de 24 heures nombreuse compagnie, ait trouvé dans cette coïncidence matière à réflexion et à critique. Mais vous, monsieur knightley, qui savez combien rarement je m'absente plus de 2 heures d'hartfield, comment pouvez-vous prétendre que je passe ma vie dans les plaisirs? Quant à mes chers petits-neveux, si la tante emma n'a pas de temps à leur consacrer, je ne sais ce qu'il adviendra d'eux.
L'oncle Knightley, en effet, est dehors la plus grande partie de la journée, et quand il est chez lui, il s'absorbe dans ses lectures et dans ses contes. La repartie d'Emma faillit dérider m knightley, mais il s'efforça de conserver un air grave. Il y réussit sans peine, grâce à l'intervention de mme elton, qui à ce moment précis se pencha vers lui pour entamer une conversation. Chapitre 36. Enregistré par Margot. Chapitre 37 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma, par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 37. Quelques instants de réflexion suffirent à Emma pour la tranquilliser sur la nature de l'agitation que lui avait causée la nouvelle de l'arrivée de Frank Churchill. Son trouble ne provenait pas de l'état de son propre cœur, mais bien de l'appréhension qu'elle ressentait touchant les sentiments du jeune homme. Celui-ci reviendrait-il aussi amoureux? Si une absence de 2 mois n'avait pas diminué cet attachement, Emma se rendait compte des dangers que courrait son repos. Elle espérait néanmoins, grâce à une attitude d'extrême réserve, éviter une déclaration formelle. Ce serait une si pénible conclusion à leur relation. Emma fut bientôt à même de se former une opinion. Frank Churchill ne tarda pas en effet à venir faire une première et brève visite. Il ne pouvait disposer que de 2 heures. De Randalls, il se rendit directement à Hartfield, et Emma put l'observer tout à son aise. Il parut très heureux de la revoir, mais elle eut l'impression immédiate qu'il revenait moins épris. Il était dans ses meilleurs jours, tout disposé à parler et à rire, et se plut à évoquer les souvenirs de sa dernière visite. Cependant, son calme habituel lui faisait défaut. Il était agité, nerveux, et au bout d'1 quart d'heure il se leva. « J'ai aperçu, dit-il, un groupe d'amis en traversant Highbury. Je ne me suis pas arrêté, mais j'ai la vanité de croire qu'on serait désappointé si je ne faisais pas une visite. Malgré mon désir de rester plus longtemps à Hartfield, je me vois donc forcée de prendre congé. » Emma fut un peu surprise, mais elle imagina, pour expliquer ce brusque départ, une hypothèse satisfaisante. « Il veut éviter, pensa-t-elle, de se reprendre à mon influence. L'absence et le sentiment de mon indifférence ont fait leur œuvre, mais il ne peut encore surmonter le trouble que ma présence lui cause. » Les jours passèrent sans que Frank Churchill fît une nouvelle apparition. Il avait souvent l'intention de venir, mais au dernier moment, il en était empêché. Sa tante ne pouvait supporter qu'il la quittât. Le séjour de Londres n'avait amélioré en rien l'état nerveux de madame Churchill. Elle ne pouvait supporter le bruit, ses nerfs étaient perpétuellement irrités. Au cours de sa dernière visite, Frank Churchill avait, du reste, assuré que l'état de sa tante, sans être tout à fait grave, était sérieux. Il se refusait à admettre, malgré les soupçons de son père, que la maladie de madame Churchill n'eût pas de base réelle. Londres ne lui convenait pas. Frank les mit bientôt au courant d'un nouveau projet. Ils allaient sans délai se rendre à Richmond. Une maison meublée dans une très jolie situation avait été louée, et on espérait beaucoup de ce changement d'air. M. Weston se déclara parfaitement satisfait. « Qu'est-ce, dit-il, que 9 kilomètres pour un jeune homme? 1 heure de promenade. C'est toute la différence entre un long voyage de 18 kilomètres et un voisinage immédiat. C'est le voir sans cesse au lieu de ne le voir jamais. Somme toute, il n'y avait pas grande différence entre Enscombe et Londres au point de vue des difficultés. Richmond, au contraire, se trouvait être à une distance idéale. » Un des premiers résultats de cette villégiature fut de ramener à la surface le projet d'un bal à la couronne. On y avait déjà songé à plusieurs reprises, mais on avait dû renoncer à fixer un jour. Tous les préparatifs furent repris, et peu de jours après l'installation des Churchill à Richmond, Frank Churchill écrivit de la façon la plus encourageante. Sa tante se sentait déjà mieux, et il pensait pouvoir disposer, quand il voudrait, de 24 heures. En conséquence, il priait son père et madame Weston
de prendre date sans tarder. Les nombreuses difficultés d'organisation ayant été heureusement résolues, M. Weston eut le plaisir de lancer ses invitations. Même à Hartfield, l'annonce du bal ne souleva pas d'objection insurmontable. M. Woodhouse se résigna de bonne grâce et se montra disposé à croire qu'aucun accident fâcheux n'adviendrait aux petits garçons pendant l'absence de leur tante. Fin du chapitre 37. Enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2019. Chapitre 38 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. Emma par Jane Austen, traduit par Pierre de Puliga, chapitre 38. Rien ne vint cette fois contrecarrer les projets de M. Weston, et aujourd'hui Frank Churchill arriva sans encombre à Randalls. M. Weston avait insisté auprès d'Emma pour qu'elle arrivât de très bonne heure afin de donner son opinion sur les arrangements pris, et il avait été convenu qu'elle amènerait Henriette. En conséquence, la voiture d'Hartfield s'arrêta devant l'hôtel de la Couronne peu après l'arrivée des amphitryon. Frank Churchill paraissait avoir guetté leur arrivée. Il s'approcha pour aider les jeunes filles à descendre et ne chercha pas à dissimuler son plaisir. Ils parcoururent ensemble les pièces pour vérifier si tout était en ordre. Au bout de 5 minutes, des roues grincèrent sur le sable de la cour d'entrée. Emma fut sur le point de manifester sa surprise. De si bonne heure, est-ce possible? Mais elle eut bientôt l'explication de cet empressement anormal. C'était une famille de vieux amis qui avaient été également conviés à une inspection avant la lettre. Des cousins suivirent, requis eux aussi pour ces formalités préliminaires. Le fait d'être la confidente et l'amie intime d'un homme qui faisait appel à l'avis de tant de personnes n'était pas particulièrement flatteur, et Emma, tout en appréciant la franchise des manières de M. Weston, ne put que regretter leur banalité. On fit de nouveau le tour des salons, et les éloges ne furent pas ménagés. Puis tout le monde prit place, en demi-cercle, près de la cheminée. Au cours de la conversation, Emma découvrit qu'il n'avait pas tenu à M. Weston si le nombre des conseillers privés n'était pas encore plus considérable. Les Weston s'étaient en effet arrêtés devant la porte de Mlle Bates pour offrir leur voiture, mais la tante et la nièce n'avaient pu accepter cette offre par suite d'un engagement préalable avec les Elton. Frank Churchill se tenait à côté d'Emma, mais il était agité, allait à la porte, regardait à la fenêtre. La conversation tomba sur Mme Elton. « Je suis très curieux, dit-il, de faire la connaissance de Mme Elton, dont j'ai tant entendu parler. Elle ne saurait tarder à arriver. » On entendit à ce moment le bruit d'une voiture. Il se leva immédiatement, mais revenant sur ses pas, il reprit. « J'oublie que je n'ai jamais vu ni monsieur ni Mme Elton. Je n'ai donc aucune raison de me mettre en avant. » Monsieur et Mme Elton firent leur entrée, et après les paroles d'accueil et de bienvenue, Mme Weston ajouta. « Et Mlle Bates? Et Mlle Fairfax? Ne deviez-vous pas passer les prendre ?» L'oubli était facilement réparable, et des ordres dans ce sens furent donnés au cocher. Pendant ce temps, Frank Churchill s'occupait tout particulièrement de la nouvelle mariée à laquelle il venait d'être présenté. Quelques minutes après, la voiture s'arrêta de nouveau à la porte. On venait de faire allusion à la pluie. « Je vais voir s'il y a des parapluies, » dit aussitôt Frank à son père, et il s'éloigna. M. Weston se préparait à le suivre, mais il fut arrêté par Mme Elton, qui brûlait de lui faire part de son opinion sur Frank Churchill. « Un très élégant jeune homme, en effet, dit-elle. Je vous avais averti très franchement, M. Weston, que je le jugerais en toute indépendance. Vous pouvez me croire, je ne fais jamais de compliments. Je le trouve très joli garçon, et ses manières sont précisément celles qui me plaisent. C'est l'homme distingué sans aucune affectation. Il faut que vous sachiez combien j'ai les fats en horreur. Ils ne furent jamais tolérés à Maple Grove. Ni M. Suckling, ni moi ne pouvons les supporter. Et parfois nous le leur avons fait sentir d'une façon mordante. Célina, qui est la douceur même, montrait beaucoup plus de patience.
Tant que Mme Elton fit l'éloge de Frank Churchill, elle trouva son auditeur très attentif. Mais dès qu'elle fit mine de vouloir s'égarer dans les sentiers de Maple Grove, M. Weston se rappela ses devoirs de maître de maison et il s'excusa, en souriant, d'être forcé de la quitter pour recevoir les dames qui venaient d'arriver. Mme Elton se tourna alors vers Mme Weston et reprit. « Ce doit être notre voiture avec Mlle Bates et Jane. Nos chevaux vont extrêmement vite. Quelle satisfaction de pouvoir envoyer sa voiture chercher des amis. Si j'ai bien compris, M. Weston, vous avez été assez aimable pour mettre la vôtre à leur disposition. Mais une autre fois, ne prenez pas cette peine. Vous pouvez être tranquille, j'aurai toujours soin d'elle. » Mlle Bates et Mlle Fairfax, escortées par le père et le fils, apparurent alors dans l'embrasure de la porte. Mme Elton s'agitait mal à propos et semblait vouloir disputer à Mme Weston le privilège de les accueillir. Mais ses encouragements se perdirent sous le flot de paroles de Mlle Bates. Celle-ci parlait depuis le moment où elle avait posé le pied à terre et ne s'arrêta que plusieurs minutes après s'être assise dans le cercle formé autour de la cheminée. Quand la porte s'ouvrit, elle en était à ce point de son discours. « Vous êtes trop aimable. Il ne pleut pas du tout, ou du moins à peine. Pour moi, du reste, cela n'a aucune importance. J'ai des semelles épaisses. Quant à Jane, elle m'a assuré, et pénétrant dans le salon, elle continua, « Eh bien, voici qui est brillant, tout à fait admirable. Sur ma parole, on ne pouvait faire mieux. Et quel éclairage! Jane, avez-vous imaginé rien d'approchant? Oh, monsieur Weston, il faut vraiment que vous ayez eu la lampe d'Aladin à votre disposition. Cette excellente Madame Stokes ne reconnaîtrait pas, j'en suis sûre, sa propre salle. Je l'ai vue en entrant. Elle était dans l'antichambre. « Oh, Madame Stokes, lui ai-je dit. Je n'ai pu en dire plus, je n'ai pas eu le temps. » Madame Weston, qui était venue à la rencontre des deux dames, les joignit alors. Mais malgré sa bonne volonté et sa politesse, elle ne réussit pas à interrompre Mlle Bates. « Très bien, madame, je vous remercie. J'espère que vous allez bien. J'avais peur que vous ayez la migraine. Je vous voyais passer si souvent. Ah, ma chère Madame Elton, merci 1000 fois pour la voiture. Elle est arrivée en temps voulu. Jane et moi étions prêtes. Nous n'avons pas fait attendre les chevaux une minute. Quelle excellente voiture! À ce propos, Madame Weston, tous mes remerciements vous sont dus pour votre offre si aimable. M. Elton avait eu la bonté d'écrire à Jane à ce sujet. Sinon, nous aurions été heureuses. Mais 2 offres de ce genre en un jour, on n'a jamais vu de pareils voisins. J'ai dit à ma mère, « Sur ma parole, maman, je vous remercie, sa santé est bonne. Elle est chez M. Woodhouse. Je lui ai fait prendre son châle, car les soirées sont fraîches, son grand châle neuf, le cadeau de noces de Mme Dixon. Il a été acheté à Weymouth et choisi par Mme Dixon. Il y en avait 3 autres, et ils hésitèrent un peu avant de se décider. Le colonel Campbell était d'avis d'en prendre un de couleur olive. Ma chère Jeanne, êtes-vous bien sûre que vous ne vous êtes pas mouillé les pieds? Il est tombé quelques gouttes, et j'ai toujours peur. Mais M. Frank Churchill a fait preuve d'une extrême courtoisie. On avait du reste étendu un tapis devant la porte. « Oh, monsieur Frank Churchill, vous ai-je dit que les lunettes de ma mère sont toujours en parfait état? La vis n'a pas bougé. Ma mère parle souvent de votre bonne grâce. N'est-ce pas, Jane? Ah, voici mademoiselle Woodhouse. Je vous remercie. Comment trouvez-vous que Jane est coiffée? Vous êtes si compétente. Elle se coiffe toute seule. Elle fait preuve d'une extraordinaire habileté. Aucun coiffeur de Londres, je suis sûre, ne pourrait... Voici le docteur Hughes et madame Hughes. Comment allez-vous? Cette fête est tout à fait délicieuse, n'est-ce pas? Où est ce cher monsieur Richard? Le voilà. Ne le dérangez pas surtout. Son temps est beaucoup mieux employé en conversation avec les jeunes filles. Comment allez-vous tous? Il me semble entendre une autre voiture. Probablement celle de ces excellents Cole. Et quel feu magnifique! Je suis rôtie. Non, merci, pas de café. Un peu de thé, s'il vous plaît, monsieur, tout à l'heure. Je ne suis pas pressée. Comment? On me sert déjà? Tout est excellent. Frank Churchill avait repris sa place auprès d'Emma.
Madame Elton et Jane Fairfax étaient assises derrière eux, et Emma ne put s'empêcher d'entendre leur conversation. Après un certain nombre de compliments à l'adresse de Jane, Madame Elton, qui désirait évidemment être louée à son tour, ajouta: « Aimez-vous ma robe? Ma garniture? Comment Hyde m'a-t-elle coiffée ?» Beaucoup d'autres questions sur le même sujet furent posées, et Jane y répondit avec patience et politesse. Puis Madame Elton continua: « Personne ne saurait être plus indifférente à la toilette que je ne le suis. Mais dans une occasion comme celle-ci, où tout le monde a les yeux fixés sur moi, et pour faire honneur au Weston qui, j'en ai la persuasion, donne ce bal à mon intention, je ne puis me dispenser d'apporter un peu de recherche à mon ajustement. Je ne vois guère de perles en dehors des miennes. Frank Churchill, dites-vous, est un danseur de premier ordre? Vous jugerez si nos styles s'accordent. Je le trouve très bien. » À ce moment, Frank se mit à parler avec une extrême volubilité, et Emma se rendit compte qu'il craignait d'entendre son propre éloge. Mais M. Elton s'étant approché, la voix de Mme Elton domina de nouveau. « Vous avez fini par nous découvrir dans notre retraite, » s'écria Mme Elton en s'adressant à son mari. « Je disais justement à Jane que vous deviez vous inquiéter de notre sort. » Frank Churchill sursauta et dit d'un air mécontent: « Jane, c'est facile à dire, mais je ne pense pas que Mlle Fairfax approuve cette familiarité. » Emma sourit. « Comment, murmura-t-elle, trouvez-vous Mme Elton? Elle ne me plaît pas. »« Vous êtes un ingrat. »« Ingrat? Que voulez-vous dire? Ne me donnez pas d'explication. Je ne veux pas comprendre votre allusion. Où est mon père? Il serait temps de commencer à danser. » Il s'éloigna et revint au bout de 5 minutes, accompagné de M. et Mme Weston. Ils avaient débattu une question de préséance qu'on venait soumettre à Emma. « Mme Elton s'attend évidemment à ouvrir le bal, dit Mme Weston. Nous sommes désappointés, ma chère Emma, de ne pouvoir écouter notre désir de vous donner le pas sur tout le monde. Et, circonstance aggravante, c'est à Frank qu'incombe le devoir d'offrir la main à la nouvelle mariée. » Frank se tourna aussitôt vers Emma pour lui rappeler sa promesse. Il se déclara engagé, et son père lui donna son entière approbation. Madame Weston proposa alors que M. Weston lui-même dansât avec Madame Elton, et celui-ci se laissa persuader. En conséquence, Emma dut se résigner à marcher derrière Madame Elton. Cette subordination lui fut d'autant plus sensible qu'elle considérait le bal comme donné en son honneur. Dans cet instant, les avantages conférés par le mariage lui parurent dignes d'être pris en considération. Malgré ce petit accroc, Emma contemplait avec plaisir la longue file de danseurs. Elle chercha des yeux M. Knightley. Celui-ci se tenait dans le groupe des maris et des joueurs de whist, qui faisaient semblant de s'intéresser au bal, en attendant le moment de prendre place aux tables de jeu. Sa haute silhouette se détachait au milieu des formes lourdes des hommes plus âgés dont il était entouré. Il fit quelques pas en avant, et sa démarche aisée prouvait qu'il aurait pu danser avec grâce s'il avait voulu en prendre la peine. Toutes les fois qu'Emma rencontrait le regard de M. Knightley, elle le forçait à sourire, mais au repos sa physionomie était sérieuse. Il semblait observer la jeune fille. Celle-ci, au reste, se soumettait de bonne grâce à cet examen. Sa conduite, en effet, ne pouvait être critiquée, et il n'y avait entre son partenaire et elle aucune apparence de flirt. Emma ne doutait plus que l'attachement de Frank Churchill n'eût considérablement diminué. Le bal suivait son cours. Les attentions incessantes de Madame Weston portaient leurs fruits. Tout le monde paraissait heureux. L'opinion était unanime à proclamer le succès de la fête. Vers le milieu de la soirée, pourtant, un incident attira l'attention d'Emma. Le signal des 2 dernières danses, avant le souper, avait été donné et Henriette restait sans cavalier. Jusqu'alors, le nombre des danseurs et des danseuses s'était parfaitement équilibré et Emma fut surprise de constater cette anomalie. Elle en eut bientôt l'explication en voyant M. Elton se promener solitairement. Il était évident qu'il ne voulait pas inviter Henriette, et Emma s'attendait d'un instant à l'autre à le voir disparaître dans la salle de jeu. Mais il n'entrait pas dans les vues de M. Elton de se dérober. Il vint dans la partie du salon où se trouvaient les personnes assises,
marcha de long en large pour bien montrer qu'il n'était pas engagé, s'arrêta même en face de mademoiselle Smith et adressa la parole au voisin de la jeune fille. Emma pouvait observer ce manège car elle ne dansait pas encore. Madame Weston quitta alors sa place et s'approchant de m Elton, elle lui dit: « Est-ce que vous ne dansez pas, monsieur Elton ?» Bien volontiers, répondit-il. Madame Weston, si vous voulez danser avec moi. Moi? Oh non, j'ai une meilleure partenaire pour vous. Si madame Gilberte désire danser, je suis tout disposé, bien que je ne me considère plus comme un jeune homme, à offrir le bras à une ancienne amie. Il ne s'agit pas de madame Gilberte, mais il y a une jeune fille que je désirerais beaucoup voir danser. Cette jeune fille, c'est mademoiselle Smith, qui n'est pas engagée. Mademoiselle Smith? Je n'avais pas observé. Vous êtes bien aimable, et si je n'étais pas un vieux mari, je vous prie de m'excuser, madame Weston. Je serais heureux de vous obéir en toute autre occurrence, mais j'ai renoncé à la danse. Madame Weston n'ajouta rien, et Emma, qui avait entendu le dialogue, se rendit compte combien avait dû être grande la surprise et la mortification de son amie. Elle se retourna et vit M. Elton s'approcher de M. Knightley et se préparer à une conversation suivie. Elle surprit en même temps des sourires d'intelligence entre lui et sa femme. Elle détourna la tête, tremblant intérieurement et craignant que sa figure ne la trahît. L'instant d'après, un spectacle réconfortant frappa son regard. M. Knightley donnait la main à Henriette Smith pour la conduire au milieu du salon. Jamais elle n'avait été plus surprise et rarement plus heureuse. Elle était trop loin pour parler à M. Knightley, mais à la première opportunité, elle mit toute sa reconnaissance et son plaisir dans un regard et un sourire. Il dansait extrêmement bien, comme elle l'avait supposé. Henriette était triomphante et semblait ne pas toucher terre. M. Elton, étonné et confus, s'était retiré dans la salle de jeu, ne sachant plus quelle contenance se tenir. Peu après, le souper fut annoncé et on se prépara à passer dans la salle à manger. Depuis ce moment, jusqu'à celui où elle leva sa cuillère, mademoiselle Bates ne cessa de se faire entendre. « Jane, où êtes-vous? Voilà votre collet. Madame Weston vous prie de le mettre. Elle a peur des courants d'air dans le couloir. Pourtant, toutes les mesures de précaution ont été prises. Une porte a été clouée et tout a été rembourré. Ma chère Jane, il faut absolument couvrir vos épaules. Monsieur Churchill, vous êtes trop bon. Votre opportune intervention a assuré le succès de mes efforts. Elle est maintenant à l'abri du froid. Oui, ma chère, comme je vous l'avais dit, j'ai couru jusqu'à la maison pour aider grand-mère à se coucher. Et me voici de retour. Personne ne s'est aperçu de mon absence. Grand-mère était très bien. Elle a passé une agréable soirée avec M. Woodhouse, une longue causerie et une émouvante partie de 31. Elle a eu une chance extraordinaire. Elle s'est beaucoup informée de vous, et elle désirait savoir avec qui vous dansiez. « Oh, dis-je, je ne veux pas enlever à Jane le plaisir de vous raconter demain tous les détails elle-même. Quand je suis partie, elle dansait avec M. George Otway. Son premier partenaire fut M. Elton. M. Cox l'invitera peut-être ensuite. Mon cher monsieur, vous êtes trop aimable. N'y a-t-il pas une autre dame à qui vous vouliez faire l'honneur d'offrir le bras? Je puis aller seule. Attendons un instant et laissons passer madame Elton. Comme elle a l'air élégant. Quelle magnifique dentelle! Maintenant, nous pouvons suivre derrière la queue de sa robe. C'est tout à fait la reine de la soirée. Nous voici au couloir. Jane, faites attention aux 2 marches. Mais il n'y en a qu'une. C'est curieux, j'étais persuadée du contraire. Je n'ai jamais vu nulle part une décoration d'un style aussi parfait. Des bougies partout. Je vous parlais de grand-mère, Jane. Il y a eu un petit incident à Hartfield. Outre des pommes au four et des biscuits, on avait posé sur la table du souper une délicate fricassée d'asperges avec une garniture de riz de veau. Par malheur, l'excellent M. Woodhouse, ne jugeant pas les asperges suffisamment cuites, a renvoyé le tout. C'est, vous le savez, le mets préféré de grand-mère. Aussi avons-nous décidé de ne parler à personne de cette aventure, de peur que le fait n'arrive aux oreilles de mademoiselle Woodhouse et ne la contrarie. Eh bien, voici des tables servies avec profusion. Je suis émerveillée. Où allons-nous nous asseoir? À l'abri de tout courant d'air à cause de Jane. Ah, vraiment, monsieur Churchill, vous conseillez cette partie de la pièce. Faisons comme vous le désirez.
Il vous appartient de commander ici. Ma chère Jane, comment pourrons-nous nous rappeler le nom de tous ces plats pour en donner la liste à grand-mère? Il y a aussi du potage. On n'aurait pas dû me servir déjà, mais le fumet est si fin que je ne puis m'empêcher de commencer. Emma ne trouva pas l'occasion de parler à M. Knightley pendant le souper. Mais dès que les invités furent de nouveau réunis dans la salle de bal, les yeux de la jeune fille l'appelèrent irrésistiblement. Et il vint s'asseoir auprès d'elle. Il commença par blâmer énergiquement l'inqualifiable grossièreté de M. Elton, et la complicité de Mme Elton fut sévèrement appréciée. « Ils ont cherché à blesser, ajouta-t-il, non seulement Henriette, mais encore l'amie d'Henriette. Pourquoi sont-ils vos ennemis, Emma ?» Il la regarda en souriant, et ne recevant pas de réponse, il reprit. « Elle ne devrait pas vous en vouloir, quand bien même il aurait, lui, des raisons de rancune. Je ne vous demande pas de me confier le secret d'un autre, mais avouez que vous désiriez lui faire épouser Henriette. » « C'est vrai, dit Emma. »« Je ne vous gronderai pas, dit-il d'un air indulgent. Je vous laisse à vos propres réflexions. Ne vous fiez pas à mon sens critique. Je me suis complètement trompée sur le compte de M. Elton. Vous vous êtes au contraire montré très perspicace. Vous l'aviez jugé intéressé et vaniteux. Rien de plus exact. J'avais été amenée, à la suite d'une série d'extraordinaires malentendus, à m'imaginer qu'il était amoureux d'Henriette. Pour vous récompenser de reconnaître vos torts, je veux vous rendre justice. Vous aviez mieux choisi pour lui qu'il ne l'a fait lui-même. Henriette Smith a des qualités de premier ordre qui font totalement défaut à Mme Elton. C'est une jeune fille simple, sincère, droite, que tout homme de bon sens et de goût préférerait à une femme du genre de Mme Elton. Je ne m'attendais pas à trouver la conversation d'Henriette si agréable. Emma fut extrêmement flattée de ce jugement porté sur son amie. Elle s'apprêtait à répondre, mais ils furent interrompus par M. Weston. Celui-ci organisait la reprise des danses. « Allons, dit-il, mademoiselle Woodhouse, mademoiselle Otway, mademoiselle Fairfax, à quoi pensez-vous ?»« Venez, Emma, donnez l'exemple. Tout le monde est paresseux, tout le monde dort. »« Je suis prête à accomplir mon devoir, repartit Emma, si j'en trouve l'occasion toutefois. » « Avec qui allez-vous danser » demanda M. Knightley. « Avec vous, si vous m'invitez. »« Voulez-vous » dit-il en lui offrant la main. « Je crois bien. Vous avez fait vos preuves et nous ne sommes pas suffisamment frères et sœurs pour qu'il nous soit interdit de danser ensemble. »« Frères et sœurs, mais pas du tout. » Fin du chapitre 38, lu par Martine. Chapitre 39 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 39. Sa conversation avec M. Knightley demeura pour Emma un des souvenirs les plus agréables du bal. Elle était contente que leurs opinions sur le ménage Elton fussent concordantes. De plus, les éloges décernés à Harriet lui étaient particulièrement sensibles. En fin de compte, l'impertinence de M. Elton, au lieu de gâter sa soirée, lui avait procuré des satisfactions imprévues. Elle prévoyait aussi un autre résultat heureux, la guérison d'Harriet. D'après les quelques mots que cette dernière lui avait dits à ce propos, avant de quitter la salle de bal, il était permis d'espérer. Les yeux de la jeune fille s'étaient ouverts tout à coup. Elle avait eu la révélation de la véritable nature de M. Elton. La fièvre d'admiration était tombée. En se promenant le lendemain dans le parc, après le déjeuner, Emma songeait avec complaisance combien, à la suite de la transformation d'Harriet, sa propre tranquillité se trouverait consolidée. L'horizon s'éclaircissait de tous côtés. Harriet devenait raisonnable. Frank Churchill était moins amoureux, et M. Knightley paraissait disposé à la conciliation. Au détour d'une allée, Harriet apparut soudain. Elle portait un petit paquet à la main. Après diverses allusions émues au plaisir de la veille,
elle prit un air sérieux et dit avec un peu d'hésitation: Mademoiselle Woodhouse, si vous avez le temps, je désire vous entretenir en particulier. J'ai une sorte de confession à vous faire. Emma fut assez surprise et pria son amie de s'expliquer sans retard. C'est mon devoir, assurément, reprit Harriet, de ne pas vous cacher le sentiment que j'éprouve aujourd'hui. Vous avez subi bien souvent le contre-coup de mes tourments, et il est juste que vous ayez la satisfaction de me savoir guérie. Je ne veux pas m'étendre inutilement sur ce sujet, car j'ai honte de m'être laissé aller comme je l'ai fait. Vous me comprenez, j'en suis sûre. Oui, reprit Emma, je l'espère. Comment ai-je pu m'abuser si longtemps? Mon aveuglement me semble de la folie. Je ne vois rien d'extraordinaire en lui maintenant. Il m'est parfaitement indifférent de le rencontrer ou non. Toutefois, je préfère ne pas le voir. Je n'envie plus sa femme le moins du monde. Je ne l'admire plus comme je l'ai fait. Elle est charmante, je n'en doute pas, mais je la trouve très désagréable. Je n'oublierai jamais le regard qu'elle m'a lancé. Néanmoins, je vous assure, mademoiselle Woodhouse, je ne lui souhaite aucun mal. Je n'éprouve plus aucune émotion à la pensée de leur bonheur. Pour vous convaincre de la sincérité de mes assertions, je vais détruire en votre présence ce que je n'aurais jamais dû conserver. Ne devinez-vous pas le contenu de ce paquet? Pas le moins du monde. Vous a-t-il jamais fait un présent? Non, mais ce sont des souvenirs auxquels je tenais beaucoup. Harriet dénoua la faveur, déplia l'enveloppe. Sous une épaisse couche de papier d'argent était placée une jolie petite boîte en bois, dont l'intérieur était doublé d'ouate. À l'intérieur, il y avait un petit morceau de taffetas d'Angleterre. Maintenant, dit Harriet, vous devez vous rappeler. Mais non. Est-ce possible? La scène s'est pourtant passée dans ce salon quelques jours avant ma maladie, précisément la veille de l'arrivée de m. John Knightley. M. Elton se coupa le doigt avec votre canif. N'ayant pas de sparadrap, vous m'aviez prié de donner le mien. J'en coupai un morceau, mais il ne put utiliser le tout et me rendit le petit bout que vous voyez là. Je l'ai conservé comme une relique. Ma chère Harriet, dit Emma en se cachant la figure avec ses mains, combien je me sens honteuse. Hélas, je ne me rappelle que trop maintenant. J'avais pendant ce temps mon étui dans ma poche. Vraiment, vous aviez du taffetas à porter? Je ne l'aurais jamais soupçonné. Vous vous êtes exprimé avec tant de naturel. Voici, ajouta Harriet en prenant la boîte, un objet qui avait encore plus de valeur à mes yeux. C'est un crayon lui ayant appartenu. Un matin, environ 8 jours avant le dîner chez les Weston, m Elton voulut inscrire une adresse sur son calepin et eut recours à votre porte-mine, après avoir constaté que son crayon était usé. Il posa ce dernier sur la table et l'y laissa. Je ne le perdis pas des yeux, et sitôt que j'en eus l'occasion, je m'en emparai. J'ai en effet gardé le souvenir d'un renseignement consigné par écrit. Continuez. C'est tout. Je n'ai plus rien à vous montrer ou à vous dire, et je vais jeter tout cela dans le feu. Je sais combien j'ai eu tort de conserver des souvenirs de lui après son mariage, mais je n'avais pas le courage de m'en séparer. Est-il nécessaire, Harriet, de brûler le sparadrap? Je ne désire pas prendre la défense du vieux crayon, mais le sparadrap pourrait encore être utile. Je préfère me débarrasser de tout, dit Harriet. Ce sont de désagréables témoins. C'est fait. Grâce au ciel, il ne reste plus rien de m Elton. Il me reste le remords d'avoir été la cause de votre déception. Cette expérience me servira de leçon. Je me suis trompée grossièrement. Je ne veux pas m'y exposer dorénavant. J'espère, Harriet,
que vous ferez un bon mariage. Non, répondit Harriet, je ne me marierai jamais. Voici une nouvelle résolution. Le temps sans doute vous apportera l'oubli et l'espérance, mais je tiens à vous faire connaître dès à présent les limites que j'ai fixées à mon amitié. Je suis résolue à n'intervenir d'aucune façon dans ces questions. Si votre cœur parle, que ce soit en secret. Tenez-vous sur vos gardes. Observez attentivement la conduite de l'homme que vous aimerez et réglez votre attitude d'après la sienne. Ne me faites part de vos sentiments que si vous avez de sérieuses raisons de les croire partagés. Harriet, après avoir écouté son amie avec déférence, se défendit tout d'abord de pouvoir même imaginer l'hypothèse du mariage. Cependant, au bout d'une demi-heure de conversation, elle avait repris confiance dans l'avenir. Fin du chapitre 39. Enregistré par Margot. Chapitre 40 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 40. Le mois de juin n'apporta pas grand changement à Highbury. Les Elton continuaient à parler de la visite que devaient leur faire les Suckling et à énumérer les divers avantages du landau. Toutefois, leurs parents s'attardaient à Maple Grove. D'autre part, le retour des Campbell avait été différé encore une fois et Jane Fairfax ne devait les rejoindre à Londres qu'au mois d'août. M. Knightley sentait croître chaque jour l'antipathie qu'il avait éprouvée dès le début pour Frank Churchill. Il s'était toujours méfié de lui, et à force de l'observer, il pensait avoir acquis les preuves de la duplicité du jeune homme. Emma était l'objet apparent de ses attentions. Tout le proclamait, sa propre conduite, les allusions de son père et le silence discret de sa belle-mère. Mais M. Knightley le soupçonnait au contraire de s'occuper particulièrement de Jane Fairfax. Il avait surpris des symptômes d'entente entre eux, qui lui parurent concluants. Son attention fut éveillée pour la première fois pendant un dîner à Randalls où Jane Fairfax et les Elton étaient également invités. À plusieurs reprises, Frank Churchill avait regardé Jane Fairfax d'une façon significative, et M. Knightley, malgré son désir d'éviter tout écart d'imagination, ne put s'empêcher d'être frappé d'une attitude si étrange chez un admirateur passionné de mlle Woodhouse. Par la suite, ses soupçons se trouvèrent pleinement confirmés. 3 jours après, il était parti à pied pour passer sa soirée à Hartfield, comme il le faisait souvent, et ayant rencontré Emma et Harriet, qui se promenaient, se joignit à elles. Ils croisèrent bientôt un groupe nombreux. M. et Mme Weston, Frank Churchill, Mlle Bates et sa nièce, que le hasard avait également réunis. Ils marchèrent tous ensemble, et en arrivant à la grille d'Hartfield, Emma les pria d'entrer et de venir prendre le thé avec son père. Les Weston acceptèrent immédiatement, et Mlle Bates, après avoir parlé assez longtemps, finit par se ranger à l'avis général. Au moment où ils pénétraient dans le parc, M. Perry passa à cheval, et les messieurs firent quelques réflexions sur la bête. À propos, dit Frank Churchill à Mme Weston, où en est le projet de M. Perry d'avoir une voiture? Mme Weston parut surprise et répondit: J'ignorais qu'il en eût jamais été question. C'est de vous que je tiens ce renseignement. Vous me l'avez donné dans une de vos lettres. Moi? C'est impossible. J'en ai pourtant gardé le souvenir. C'était sur les instances de sa femme, me disiez-vous, que M. Perry s'était décidé. Celle-ci craignait toujours que M. Perry ne prît froid, en sortant par le mauvais temps.
Vous devez vous rappeler le fait maintenant. Sur ma parole, c'est la première fois que j'entends parler de tout ceci. Est-ce possible? Je n'y comprends rien. Alors, c'est que j'ai rêvé. J'étais tout à fait persuadée du bien-fondé de mon allusion. Mademoiselle Smith, vous avez l'air fatiguée. Je crois que vous serez contente d'arriver à la maison. Vraiment? Intervint M. Weston en se rapprochant. Perry, désormais, roulera carrosse. Je suis heureux que la chose soit en son pouvoir. Est-ce de lui-même que vous tenez cette information, Frank? Non, monsieur, reprit son fils en riant. Il semble que je ne la tienne de personne. C'est curieux. Je m'imaginais avoir appris cette nouvelle par une lettre de mme Weston. Mais comme celle-ci déclare entendre parler de ce projet pour la première fois, j'ai dû rêver toute l'affaire. Quand je ne suis pas à Highbury, je suis hanté par ceux que j'y ai laissés. Il paraît qu'en dehors de mes amis particuliers, je vois aussi en songe monsieur et madame Perry. Quel air de vraisemblance ont parfois les rêves et d'autres sont si absurdes. Ceci, Frank, prouve que vous pensez souvent à nous. Emma, n'avez-vous pas aussi des rêves prophétiques? En se retournant, m weston s'aperçut qu'emma était hors de la portée de sa voix. Elle avait pris les devants pour avertir son père et donner des ordres. Mlle bates, qui depuis le début de l'incident s'efforçait en vain de se faire entendre, s'empressa de profiter de la première occasion pour intervenir. Il m'arrive aussi parfois d'avoir les rêves les plus étranges, mais si on m'interrogeait à ce sujet, je serais forcée de reconnaître qu'il a été véritablement question de ce projet au printemps dernier. Mme Perry en a parlé à ma mère et au Cole, mais c'était tout à fait un secret. Personne d'autre n'en a rien su. Depuis longtemps, Mme Perry désirait que son mari eût une voiture, et un matin, elle arriva chez ma mère et lui confia qu'elle croyait avoir fait prévaloir son opinion. Jane, vous rappelez-vous? Grand-mère nous l'a raconté quand nous sommes rentrés. Je ne me rappelle pas où nous avions été. À Randalls, je crois. Mme Perry a toujours eu beaucoup d'amitié pour ma mère. Du reste, tout le monde l'aime. Réflexion faite, m Perry a remis sa décision à plus tard, et il n'en a plus été question depuis. Je ne crois pas en avoir jamais parlé à personne. Pourtant, je ne voudrais pas affirmer que je n'y ai pas fait allusion. Je suis bavarde, vous le savez. Il m'est arrivé de dire ce que j'aurais dû taire. Je ne ressemble pas à Jane et je le regrette. Je me porte garante qu'elle ne trahira jamais un secret. Où est-elle donc? Ah, la voilà! Quel rêve extraordinaire! Il pénétrait à ce moment dans le vestibule. M. Knightley chercha Jane des yeux, mais celle-ci avait le dos tourné et paraissait très occupée à plier son châle. Les commentaires prirent fin et m Knightley fut forcé de s'asseoir, avec tout le monde, autour de la large table moderne dont Emma avait réussi à imposer l'usage, à la place des petites tables sur lesquelles, depuis 40 ans, m woodhouse prenait ses repas. Après le thé, personne ne parut pressé de partir. Mademoiselle Woodhouse, dit Frank Churchill, est-ce que vos neveux ont emporté leur alphabet de lettres mobiles? Auparavant, la boîte se trouvait sur ce guéridon. Qu'est-elle devenue? Il fait sombre ce soir, et il convient d'avoir recours aux passe-temps d'hiver. Nous nous sommes une fois beaucoup divertis avec ces lettres. Je voudrais encore exercer votre sagacité. Emma fut enchantée du souvenir qu'il avait gardé de ce jeu, et elle alla chercher la boîte. La table fut bientôt couverte de lettres. Emma et Frank formèrent rapidement des mots. La tranquillité de ce divertissement le rendait particulièrement agréable à m woodhouse. Il suivait d'un œil bienveillant les essais des jeunes gens, tout en se lamentant sur le départ des pauvres petits garçons. Frank Churchill
était assis à côté d'Emma et Jane en face d'eux. M. Knightley se trouvait placé de façon à pouvoir les observer tous. Frank Churchill présenta une première anagramme à Mlle Fairfax. Celle-ci jeta un coup d'œil autour de la table et s'appliqua à deviner le mot. Au bout d'un instant, elle repoussa les lettres avec un sourire forcé. Mais, sans y prendre garde, elle ne détruisit pas la combinaison et le mot demeura intact. Harriet s'en saisit et se mit au travail. Elle se tourna vers son voisin, M. Knightley, pour être aidée. Le mot était « gaffe », et quand Harriet le proclama triomphalement, Jane rougit. Son trouble contribua à donner plus d'importance à l'incident, et M. Knightley ne douta pas que les lettres ne fussent un prétexte de galanterie et de dissimulation. C'était un jeu d'enfant derrière lequel Frank Churchill cherchait à abriter ses desseins secrets. Ce dernier était en train de préparer un nouveau mot et il le passa à Emma, en affectant un air d'innocence. Emma eut vite fait de le découvrir. Elle était très amusée, mais se crut forcée de dire: « Quelle folie! N'avez-vous pas honte? » Frank Churchill dit alors en jetant un regard vers Jane: « Je vais le lui montrer, n'est-ce pas? » Et Emma répondit en riant: « Non, certainement non, vous ne ferez pas cela. » Cependant ce fut fait. Le jeune homme se hâta de passer les lettres à Mlle Fairfax en la priant fort poliment de bien vouloir les étudier. M. Knightley fit tous ses efforts pour déchiffrer le mot. Il ne fut pas long à lire: Dixon. Jane Fairfax, de son côté, en découvrit facilement le sens littéral et sans doute aussi le sens figuré, car elle baissa les yeux et rougit encore une fois en disant: « Je ne savais pas que les noms propres fussent autorisés. » Elle repoussa ensuite les lettres d'un air mécontent, et son attitude indiqua clairement sa résolution de ne plus prendre part au jeu. Elle détourna la tête de ceux qui avaient préparé l'attaque et regarda sa tante. « Vous avez raison, ma chère, » s'écria Mlle Bates, répondant à cette invitation muette. « J'allais précisément le dire. Il est temps de partir. La soirée s'avance et grand'mère serait inquiète. Vous êtes trop aimable, mon cher monsieur. Il faut absolument que nous vous souhaitions le bonsoir. » L'empressement que Jane mit à se lever témoigna que sa tante avait deviné juste. La jeune fille voulut s'éloigner de la table, mais on l'entourait et elle ne put se dégager immédiatement. M. Knightley vit alors Frank Churchill pousser anxieusement vers elle une autre série de lettres. Mlle Fairfax les mélangea sans les examiner. Elle se mit ensuite à la recherche de son châle et Frank Churchill s'empressa aussitôt de lui offrir ses services. La nuit qui commençait à tomber et le brouhaha du départ empêchèrent M. Knightley de poursuivre le cours de ses observations. Il laissa tout le monde se retirer, puis il s'assit auprès d'Emma. Il était décidé à parler, jugeant que son devoir d'ami lui commandait de ne pas laisser la jeune fille s'engager dans une impasse sans l'avertir. « Voulez-vous me permettre, Emma, dit-il, de vous demander en quoi consistait le grand amusement du dernier mot préparé par Frank Churchill? J'ai déchiffré ce mot. Je serais curieux de savoir pourquoi il vous a diverti, alors qu'il a déplu à Mlle Fairfax. » Emma fut extrêmement confuse. Elle ne voulait à aucun prix donner la véritable explication, car elle se sentait honteuse d'avoir fait part de ses soupçons à Frank Churchill. « Oh » dit-elle d'un air embarrassé, « cela ne voulait rien dire. Une simple plaisanterie entre nous. » La plaisanterie, en tout cas, semblait limitée à vous et à M. Churchill. Emma ne répondit pas et continua à mettre la table en ordre. Il resta de son côté quelques instants à réfléchir. Il hésitait. La confusion d'Emma et l'aveu de leur intimité
semblait bien indiquer que son affection était engagée. Néanmoins, il résolut de passer outre. Il était prêt à courir le risque d'une intervention inopportune plutôt que de s'exposer au remords, de n'avoir pas tout tenté dans une circonstance d'où dépendait le bonheur d'Emma. Ma chère Emma, dit-il enfin avec émotion, êtes-vous sûre que vous vous rendiez parfaitement compte du degré d'intimité existant entre le jeune homme et la jeune fille dont nous venons de parler? Entre m frank churchill et mlle fairfax? Oui, sans aucun doute. N'avez-vous jamais imaginé qu'il admirait ou réciproquement? Jamais, reprit-elle avec chaleur. Cette idée ne m'est venue même une seconde. Et comment pouvez-vous supposer une chose pareille? Il m'a semblé dernièrement avoir remarqué des symptômes d'attachement entre eux. J'ai surpris certains regards expressifs qui n'étaient pas destinés au public. Vous m'amusez excessivement. Je suis enchantée de constater que vous êtes susceptible de vous laisser entraîner par votre imagination. Je regrette d'être contrainte de vous arrêter dès vos premiers essais, mais je suis loin de partager votre opinion. Il n'y a rien entre eux, je puis vous l'assurer. Les apparences qui vous ont trompé proviennent de circonstances particulières. Leur conduite est inspirée par des mobiles tout différents. Il m'est impossible de vous expliquer exactement ce qui en est. La taquinerie n'est pas étrangère à l'affaire. De toute façon, ils sont fort loin, je puis vous l'affirmer, de nourrir l'un pour l'autre des sentiments d'admiration. Du moins, je suppose qu'il en est ainsi du côté de la jeune fille, mais je puis me porter garante de l'indifférence du jeune homme. Emma parlait avec une confiance et une sécurité qui réduisirent m knightley au silence. Elle était fort gaie et eût volontiers prolongé la conversation, afin de connaître tous les détails qui avaient motivé les soupçons de son interlocuteur. Mais celui-ci ne se sentait pas les dispositions voulues pour ce dialogue. Il se rendait compte qu'il ne pouvait rien, et il était trop irrité pour parler. À la vue du feu qu'on allumait chaque soir pour m woodhouse, il se hâta de prendre congé avec le désir de retrouver la fraîcheur et la solitude de donwell abbey. Chapitre 40. Chapitre 41 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 41. Après avoir été longtemps bercés de l'espérance d'une prochaine visite de m et mme suckling, les habitants d'highbury eurent la mortification d'apprendre que ceux-ci ne pourraient pas venir avant l'automne. Pour le moment, il fallait se contenter des sujets d'intérêt local, la santé de mlle fairfax ou la situation de mme weston, dont le bonheur paraissait devoir s'augmenter de la naissance d'un enfant. mme elton personnellement était très désappointée. Elle se trouvait forcée de remettre à plus tard les diverses excursions dont elle se faisait une fête. D'autre part, ses présentations et ses recommandations n'auraient pas l'occasion de s'exercer. Peu après, néanmoins, on apprit que la promenade à box hill aurait lieu malgré l'absence du landau, et mme elton commença ses préparatifs. Emma, de son côté, désirait visiter ce site renommé, et elle avait proposé aux weston de choisir une belle journée et de s'y rendre en voiture. 2 ou 3 amis seulement seraient admis à se joindre à eux, afin de conserver au pique-nique un cachet de simplicité et d'intimité. Tous les détails de l'organisation avaient été réglés et Emma ne put s'empêcher
d'être très surprise et un peu mécontente en apprenant de la bouche de m weston que ce dernier avait suggéré à mme elton après la défection de m et de mme suckling d'unir les deux groupes. mme elton, ajouta-t-il, est enchantée et accepte avec plaisir. C'est donc une affaire conclue, si toutefois vous n'y voyez pas d'inconvénient. Comme la seule objection d'emma était son antipathie prononcée pour mme elton et que m weston était parfaitement au courant de cette circonstance, elle ne pouvait pas la formuler sans lui faire un reproche indirect. En conséquence, ne voulant à aucun prix causer la moindre peine à mme weston, elle se vit contrainte de souscrire à un arrangement qui lui déplaisait beaucoup et l'exposait à l'humiliation d'être comprise au nombre des invités de mme elton. Elle n'en laissa rien paraître, mais dans son fort intérieur elle jugeait sévèrement l'incorrigible bienveillance générale de m weston. Celui-ci interpréta favorablement le vague acquiescement de son interlocutrice. je suis heureux que vous approuviez mon initiative, reprit-il tout à fait rassuré. J'en étais sûr. Le nombre est un facteur important pour la réussite de ce genre d'expédition. De plus, mme elton est en somme une aimable femme. Il était difficile de la laisser de côté. Le mois de juin était déjà avancé, et sur les instances de mme elton un jour fut bientôt fixé. Celle-ci se donnait beaucoup de peine pour l'attribution aux divers invités des différentes parties du menu, mais une boiterie dont un de ses chevaux fut atteint vint retarder l'exécution du projet. Le cocher ne pouvait affirmer dans combien de temps le cheval serait en état de reprendre son service. mme elton supporta avec impatience cette nouvelle contrariété. Elle confia son dépit à m knightley, qui était venu lui faire une visite précisément le jour de l'accident. N'est-ce pas vexant, Knightley, dit-elle. La température est si favorable. Ces délais sont tout à fait odieux. Avant cette époque, l'année dernière, nous avons déjà fait une délicieuse promenade de Maple Grove à King's Weston. Je vous conseille de tenter une excursion à Donwell, reprit m knightley. Vous n'aurez pas besoin de chevaux. Venez manger mes fraises qui mûrissent rapidement. Si m knightley n'avait pas parlé sérieusement au début, il fut obligé de changer de ton, car sa proposition fut accueillie avec enthousiasme. Donwell était renommé pour ses fraises, de sorte que le prétexte se trouvait être plausible. Nul appât, du reste, n'était nécessaire, et des plants de choux eussent suffi pour tenter mme elton. Celle-ci lui donna à plusieurs reprises l'assurance de son acceptation. Elle était extrêmement flattée de cette preuve d'intimité. Vous pouvez compter sur moi, dit-elle. Voulez-vous me permettre d'amener Jane Fairfax? Je ne puis pas fixer un jour, reprit-il, avant d'avoir parlé aux personnes que je désire vous faire rencontrer. Je m'en charge. Donnez-moi seulement carte blanche. Je serai la dame patronnesse. J'amènerai des amis avec moi. J'espère que vous amènerez Elton, mais je me réserve les autres invitations. Oh, vous pouvez sans crainte me déléguer vos pouvoirs. Je ne suis pas une novice dans l'emploi. Je prends sur moi toutes les responsabilités. Non, reprit-il avec calme, il n'y a qu'une femme au monde à laquelle je permettrai de dresser la liste des hôtes de Donwell, et cette femme, c'est mme weston, je suppose, reprit mme elton d'un air mortifié. Non, mme knightley, et en attendant je me chargerai moi-même de cette besogne. Ah, vous êtes un original, dit-elle, satisfaite de ne se voir préférer personne. Vous êtes un humoriste, et vous pouvez vous permettre de tout dire. Eh bien, soit. Je demanderai à Jane
et mlle Bates de m'accompagner. Je vous abandonne les autres. Je n'ai pas d'objection à me trouver avec la famille d'Hartfield. Je tiens à lever vos scrupules. Je sais que vous avez de l'amitié pour les Woodhouse. Vous les verrez certainement si mon invitation est agréée, et je passerai chez mme Bates en m'en allant. C'est tout à fait inutile. Je vois Jane tous les jours. Mais faites comme il vous plaira. Ce sera une réunion du matin, n'est-ce pas, Knightley? Tout à fait simple. Je mettrai un grand chapeau et j'aurai un léger panier suspendu à mon bras, probablement celui-ci, attaché avec un ruban rose. Jane aura le pareil. Aucune cérémonie. Une fête de bohémien. Nous parcourrons vos jardins et la cueillette terminée, nous nous assiérons sous les arbres pour manger les fraises. Ce que vous voudrez nous servir de plus sera placé sur une table dehors à l'ombre, afin de ne pas modifier le caractère de simplicité et de naturel de l'ensemble. N'est-ce point votre idée? Pas tout à fait. Pour me conformer au naturel, je ferai dresser le couvert dans la salle à manger. Rien de plus simple pour des messieurs et des dames affligés de domestiques et d'un mobilier que de manger sous un toit. Eh bien, à votre guise. À propos, si moi ou ma femme de charge pouvons vous être utiles de quelque façon, dites-le franchement. Je me mets à votre disposition. Désirez-vous que je parle à mme Hodge? Puis-je surveiller les préparatifs? Je n'ai aucunement ce désir, je vous remercie. En tout cas, si une difficulté se présentait, vous pouvez compter sur ma femme de charge. Elle est extrêmement capable. J'en suis persuadée, mais la mienne n'a pas moins bonne opinion de ses propres capacités, et elle n'accepterait aucune aide. Je regrette que nous n'ayons pas d'âne. Nous serions arrivés toutes trois sur des ânes, Jane, mlle Bates et moi. Je compte proposer à mon caro sposo d'acheter un âne. Rien de plus utile à la campagne. Quelles que soient les ressources intellectuelles d'une femme, elle ne peut pas toujours rester enfermée. Et les promenades à pied ont bien des inconvénients. L'été, il y a la poussière et l'hiver, la boue. Vous ne trouverez ni l'une ni l'autre entre Donwell et Highbury. La route de Donwell n'est jamais poussiéreuse, et en ce moment elle est parfaitement sèche. Venez néanmoins à Dos d'Âne, si cela vous amuse. Vous pourrez emprunter celui de mme Cole. Mon désir est de tenir compte de votre goût dans la mesure du possible. Je n'en doute pas. Je vous rends justice, mon bon ami. Sous des dehors un peu froids, vous cachez un cœur excellent. Je le dis souvent à m elton. Croyez-moi, Knightley, je suis très sensible à cette nouvelle marque d'amitié. Vous ne pouviez rien imaginer qui me causât plus de plaisir. M. Knightley avait une raison particulière pour ne pas faire servir le déjeuner en plein air. Il espérait amener m Woodhouse à venir à Donwell, et il savait qu'en ce cas, il ne pouvait être question d'un repas dans le jardin. M. Woodhouse accepta avec plaisir et approuva tout à fait l'idée de m Knightley de réunir ses amis aux heures du soleil au lieu de les exposer à l'humidité du soir. Tout le monde, du reste, se montra disposé à accepter l'invitation de m Knightley. Emma et Harriet se faisaient une véritable fête de cette journée. M. Weston, sans attendre d'en être prié, promit de faire tous ses efforts pour que Frank se joignît à eux. À dire vrai, m Knightley se serait fort bien passé de cet excès d'honneur, mais il fut forcé de dire qu'il serait enchanté de voir le jeune homme, et m Weston s'engagea à écrire sans retard à son fils. Au bout de quelques jours, l'état du cheval de mme elton s'étant suffisamment amélioré, on s'occupa de fixer la date de l'excursion à Box Hill. Il fut décidé qu'elle se ferait le lendemain du déjeuner chez m Knightley. Au jour dit, par une matinée ensoleillée,
m woodhouse arriva en voiture à donwell et fut aussitôt introduit dans une des chambres les plus confortables où un bon feu brûlait depuis le matin. mme weston qui était venue à pied se sentit fatiguée fort à propos et resta assise auprès de lui. Les autres invités se dispersèrent dans le jardin. Il y avait longtemps qu'emma n'était venue à l'abbaye et après s'être assurée que son père était parfaitement à son aise, elle se hâta de sortir. Elle ressentait toujours un intérêt particulier pour cette propriété et se plaisait à tout examiner en détail. Elle s'y sentait doublement attachée par son alliance avec le propriétaire actuel et par sa parenté avec l'héritier du domaine. Elle contemplait avec plaisir les proportions grandioses et le style des bâtiments, la situation plaisante et abritée, les vastes jardins s'étendant jusqu'aux prairies traversées par une rivière, les hautes futaies disposées en avenues majestueuses. L'intérieur de la maison était à l'avenant. Toutes les pièces étaient confortables et 2 ou 3 avaient des proportions imposantes. Emma interrompit son inspection lorsque le moment fut venu de se joindre aux autres pour la cueillette des fraises. L'assemblée était au complet, sauf frank churchill qu'on attendait d'un instant à l'autre. mme elton était radieuse sous son large chapeau et tenait son panier à la main. Elle marchait en tête et se disposait à prendre la direction du groupe. Les fraises firent les frais de la conversation et tout en échangeant des remarques sur la qualité et l'arôme des différentes espèces cultivées à donwell, les dames se mirent au travail avec ardeur. Au bout d'une demi-heure, mme elton vint s'informer si son beau-fils était arrivé. Elle se sentait inquiète car elle considérait comme peu sûr le cheval que le jeune homme montait. Quand le soleil eut lassé les plus vaillantes, on chercha un endroit ombragé et tout le monde s'assit en cercle. mme elton commença aussitôt à entretenir jane fairfax avec animation et emma entendit qu'il s'agissait d'une situation des plus désirables. Le matin même mme elton avait reçu la nouvelle. Jane était demandée chez une cousine de mme bragge, une connaissance de mme suckling. mme elton détaillait complaisamment les avantages: famille de premier ordre, meilleures relations, commodités de tout genre. De son côté, tout était enthousiasme, triomphe, acquiescement, et rien ne pouvait l'amener à considérer le refus de son amie comme définitif. Mlle fairfax en effet continuait à assurer à mme elton qu'elle ne voulait pas s'engager pour le moment, donnant une fois encore les mêmes raisons et les mêmes excuses. mme elton n'en persistait pas moins dans sa résolution annoncée de répondre affirmativement par retour du courrier. Emma ne comprenait pas comment Jane pouvait supporter une insistance aussi déplacée. Celle-ci avait pourtant l'air vexé et parlait un peu sèchement. Finalement, avec une décision qui ne lui était pas habituelle, elle proposa une promenade. m knightley serait-il assez aimable pour leur faire parcourir les jardins? Elle désirait connaître les différents aspects du domaine. On se leva aussitôt et après avoir marché quelque temps en ordre dispersé, tous les promeneurs finirent par se retrouver sous les ombrages délicieux d'une belle allée de tilleuls qui aboutissait à la rivière et semblait tracer la limite de la propriété d'agrément. La vue à cet endroit était très belle. À gauche, au pied d'une colline boisée, dans un site bien abrité, se dressait la ferme d'Abbey Mill. Devant s'étendaient de vastes prairies au travers desquelles serpentait la rivière. C'était un spectacle agréable, reposant pour les yeux et pour l'esprit. La verdure anglaise, la culture anglaise et le confort anglais sous un beau soleil. Emma arriva en compagnie de m weston et trouva m knightley et harriet
en conversation animée. Elle fut frappée de ce tête-à-tête et heureuse de constater le revirement qui s'était produit dans l'opinion de m knightley touchant son amie. Celle-ci, de son côté, s'était transformée. Elle pouvait désormais contempler sans envie la ferme d'abbey mill, ses riches pâturages, ses nombreux troupeaux, son potager en fleurs et la légère colonne de fumée qui montait dans le ciel bleu. Quand Emma les rejoignit, m knightley était en train de décrire à harriet les différents modes de culture. Ils marchèrent ensemble en causant de la façon la plus cordiale. Il fallut bientôt songer au déjeuner et les invités reprirent le chemin de la maison. Ils étaient tous installés et pourtant frank churchill n'arrivait pas. mme weston ne cessait de regarder à la fenêtre. m weston, tout en regrettant l'absence de son fils, se moquait des craintes de sa femme. Celle-ci s'étonnait néanmoins qu'après avoir annoncé si explicitement sa venue, frank manquât à sa promesse. On lui fit observer que l'état de mme churchill suffisait à expliquer un renversement des plans antérieurs. mme weston finit par se laisser convaincre. Le repas terminé, on décida de descendre jusqu'aux étangs de l'abbaye. m woodhouse avait déjà fait un tour dans la partie la plus élevée du jardin où l'humidité de la rivière n'arrivait pas. Emma demeura pour lui tenir compagnie afin de permettre à mme weston de prendre un peu d'exercice. m knightley s'était ingénié à amuser m woodhouse. Livres, gravures, médailles, camées, coraux, coquilles avaient été mis à la disposition de son vieil ami. Avant le déjeuner, mme weston lui avait fait les honneurs des diverses collections et il se préparait à se livrer à une seconde inspection. Avant de s'asseoir auprès de son père, Emma avait accompagné les autres jusqu'à la porte où elle s'était attardée quelques moments dans l'antichambre pour examiner un tableau. Elle était là depuis peu quand elle vit arriver Jane Fairfax. Celle-ci marchait vite et paraissait préoccupée. En apercevant Emma, la jeune fille sursauta. « Je ne comptais pas, dit-elle, vous rencontrer ici, mademoiselle Woodhouse, mais c'est vous précisément que je cherchais. Je viens vous demander de me rendre un service. Ma tante n'a pas la notion de l'heure et je suis sûre que ma grand'mère sera inquiète. Je vais rentrer de suite. Je n'ai averti personne pour ne pas troubler la promenade. Les uns sont allés aux étangs, les autres du côté des tilleuls. Jusqu'au retour, on ne s'apercevra pas de mon absence. Alors je vous prie de bien vouloir dire que je suis à la maison. Certainement, si vous le désirez, mais vous n'allez pas marcher jusqu'à highbury. Mais si, que peut-il m'arriver? Je serai à la maison dans 20 minutes. Laissez, je vous en prie, le domestique de mon père vous accompagner. Ou plutôt, je vais commander la voiture. Elle sera attelée dans 5 minutes. Merci, à aucun prix. Je préfère marcher. Il convient que je m'accoutume à sortir seule. Je vais bientôt être appelée à veiller sur les autres. Elle parlait nerveusement et Emma répondit avec cœur. Dans tous les cas, il ne peut y avoir actuellement aucune utilité à vous imposer cette fatigue, d'autant plus que la chaleur est accablante. Je me sens lasse en effet, mademoiselle Woodhouse. Nous avons toutes connu, n'est-il pas vrai, des moments de découragement. La plus grande preuve d'amitié que vous puissiez me donner est de me laisser faire à ma guise. Veuillez seulement expliquer mon absence au moment opportun. Emma n'avait plus rien à ajouter. Elle accompagna la jeune fille jusqu'à la porte avec une sollicitude amicale. Jane la remercia et elle ajouta: « Oh, mademoiselle Woodhouse, quel repos, parfois, d'être seule! » Emma interpréta cette exclamation comme l'aveu de la perpétuelle contrainte
infligée à Jane par la compagnie de sa tante. Je vous comprends, se dit-elle en revenant sur ses pas, et j'ai pitié de vous. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé, et Emma avait à peine eu le temps d'examiner une série de vues de la place Saint-Marc à Venise, quand Frank Churchill pénétra dans la pièce. Emma ne pensait plus à lui, mais elle fut très contente de le voir. Elle pensa d'abord que mme Weston serait tranquillisée. Du reste, la jument noire n'était en aucune façon responsable du retard. Au moment où je m'apprêtais à me mettre en route, dit-il en s'asseyant, ma tante a été prise d'une crise nerveuse qui a duré plusieurs heures. J'avais d'abord renoncé à ma visite, mais à la suite d'un mieux sensible chez la malade, je me suis décidé à monter à cheval. Toutefois, si j'avais prévu la température à laquelle j'allais être exposé et que j'arriverais trop tard, je ne serais pas venu. La chaleur est excessive. Je puis supporter n'importe quel degré de froid, mais la chaleur m'accable. Vous serez bien vite rafraîchi, répondit Emma, si vous restez assis tranquillement. Dès que j'aurai moins chaud, je m'en irai. Il m'a été très difficile de me rendre libre, mais mon père avait tant insisté dans sa lettre. Vous allez, du reste, tous partir bientôt, je suppose. J'ai rencontré une des invitées sur la route. Par un temps pareil, c'est de la folie pure. Emma l'écoutait parler avec surprise et s'étonnait d'un pareil accès de mauvaise humeur. Certaines personnes deviennent irritables quand elles ont chaud. Évidemment, Frank Churchill faisait partie de cette catégorie. Vous trouverez dans la salle à manger, reprit-elle, un excellent déjeuner, et cela vous fera du bien. Non, je n'ai pas faim, je vous remercie. Je préfère rester ici. 2 minutes après, néanmoins, il changea d'avis et se dirigea vers la salle à manger, sous le prétexte de boire un verre de bière. Emma se retourna vers son père et se consacra de nouveau à lui. Je suis heureuse, pensait-elle, de n'avoir plus d'inclination pour lui. Je ne pourrais aimer un homme qu'un peu de soleil suffit à mettre hors de lui. Frank Churchill demeura absent assez longtemps pour avoir été à même de prendre un repas très confortable et revint en bien meilleur état, ayant retrouvé ses bonnes manières. Il approcha une chaise, prit intérêt à leurs occupations et exprima d'une façon raisonnable son regret d'être arrivé si tard. M. Woodhouse était en train de regarder des vues de Suisse. Dès que ma tante ira mieux, dit-il, j'irai à l'étranger. Je n'aurai de repos que je n'ai vu tous ces endroits. Je vous enverrai mes dessins ou le récit de mon voyage ou un poème. Je veux faire parler de moi. C'est possible, mais pas à propos de dessins. Vous n'irez pas en Suisse. Votre oncle et votre tante ne vous laisseront jamais quitter l'Angleterre. Ils peuvent être amenés à voyager eux-mêmes. Il est très possible qu'un climat chaud soit ordonné à ma tante. J'ai idée que nous irons tous à l'étranger. J'ai besoin d'un changement. Je suis fatiguée de l'Angleterre et je partirais demain si je le pouvais. Vous êtes fatigué de la prospérité et du bien-être. Découvrez-vous quelques soucis et restez. Vous vous trompez. Je ne me considère nullement comme un être privilégié. Je suis contrecarré en tout. Vous n'êtes cependant pas aussi malheureux que vous l'étiez en arrivant. Allez tremper encore un biscuit dans du madère et vous serez tout à fait remis. Non, je ne bougerai plus. Je resterai près de vous. Je ne connais pas de meilleur remède. Nous allons à Box Hill demain. Vous viendrez avec nous. Sans doute ce n'est pas la Suisse, mais c'est toujours un pis-aller pour un jeune homme qui éprouve l'impérieux besoin d'élargir son horizon. Vous resterez ici ce soir, et vous viendrez avec nous, n'est-ce pas? Il faut que je rentre ce soir. Il fera frais.
ce sera très agréable. Mais vous pouvez revenir demain matin de bonne heure. Ce n'est pas la peine. Si je viens, je serai de mauvaise humeur. Dans ce cas, je vous prie, demeurez à Richmond. Mais si je reste, ce sera pire. Je ne pourrai jamais supporter la pensée de vous savoir tous là-bas sans moi. Vous êtes seul juge en cette affaire. Optez entre les deux mots. Je vous laisse libre. Les promeneurs arrivèrent bientôt. Pour quelques-uns d'entre eux, ce fut un grand plaisir d'apercevoir Frank Churchill. D'autres demeurèrent plus calmes, mais l'absence de mademoiselle Fairfax fut regrettée de tous. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'il était l'heure de se séparer, et après avoir pris les dernières dispositions pour le rendez-vous du lendemain, on se dit adieu. Les derniers mots que Frank Churchill adressa à Emma furent: « Eh bien, si vous m'en donnez l'ordre, je resterai. » Emma sourit approbativement. Il fut donc décidé qu'à moins d'un rappel de Richmond, le jeune homme coucherait à Randalls. Fin du chapitre 41. Enregistré par Margot. Chapitre 42 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. Emma par Jane Austen, traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 42. Le matin suivant, le temps était magnifique. Toutes les autres conditions de succès se trouvèrent remplies. L'organisation dont Madame Weston avait été chargée ne laissait rien à désirer. Chacun fut exact au rendez-vous. Il avait été convenu qu'Emma et Henriette feraient route ensemble. Mademoiselle Bates et sa nièce devaient prendre place dans la voiture de Madame Elton. Les hommes suivraient à cheval. Madame Weston avait insisté pour tenir compagnie à M. Woodhouse. On parcourut les 7 lieues sans incident, et en arrivant, tout le monde fut unanime à vanter les beautés de la route. Mais l'accord ne devait pas être de longue durée, et la fusion des divers éléments assemblés ne fut à aucun moment réalisée. M. Knightley se consacra à Mademoiselle Bates et à Jane. Emma et Henriette étaient escortées de Frank Churchill. Les Elton suivaient avec M. Weston, qui s'efforçait en vain de faire naître l'harmonie entre les différents groupes. M. Elton, de son côté, faisait tous ses efforts pour se rendre agréable. Néanmoins, pendant les 2 heures que dura la promenade sur la colline, rien ne put dissiper la gêne ambiante. Au début, Emma s'ennuya profondément. Elle n'avait jamais vu Frank Churchill si silencieux et si morne. Il ne disait rien d'intéressant, regardait sans voir, admirait sans intelligence et écoutait sans comprendre. Henriette semblait de son côté subir la contagion de leur cavalier. Ils étaient tous deux insupportables. Quand on s'assit pour déjeuner, Frank Churchill se métamorphosa. Il devint communicatif et gai. Il ne dissimulait pas son désir de plaire à Emma, et celle-ci, de son côté, contente d'être distraite, l'encourageait contre son habitude. Elle n'attachait du reste maintenant aucune importance à l'attitude du jeune homme, qu'elle considérait simplement comme un ami. Pour les autres, néanmoins, il y avait toutes les apparences d'un flirt. « Combien je vous suis obligé, dit-il, de m'avoir conseillé de rester. Sans votre intervention, je me serais privé du plaisir de cette journée. J'étais tout à fait décidé à partir. Oui, vous étiez de très méchante humeur, et je ne sais trop pourquoi. Peut-être ressentiez-vous du dépit de n'avoir pu goûter les plus belles fraises. Je me suis montré meilleur ami que vous ne le méritiez. Vous vous trompez, j'étais seulement fatigué. La chaleur m'avait accablé. Il fait plus chaud aujourd'hui. Ce n'est pas mon avis. Je me sens tout à fait à mon aise. Vous vous sentez bien parce que vous avez repris possession de vous-même. Hier, pour une raison ou pour une autre, vous n'étiez plus maître de vous. Comme je ne puis pas toujours être là pour vous diriger, vous ferez bien dorénavant d'assumer seul la responsabilité de vos actes.
J'aurai de toute façon un motif pour agir. Que vous soyez présente ou non, votre influence existe toujours. Elle ne date en tout cas que d'hier 3 heures. S'il en eût été autrement, vous n'auriez pas été si désagréable. Hier 3 heures, c'est votre date. Je croyais vous avoir rencontré en février. Nous sommes seuls à parler, reprit Emma en baissant la voix, et il est véritablement inutile de dire des bêtises pour le divertissement général. Nos compagnons, répondit-il sur le même ton, sont excessivement stupides. Que ferons-nous pour les réveiller ? Voici, mesdames et messieurs, par ordre de mademoiselle Woodhouse, qui partout où elle se trouve préside, je suis chargé de vous demander ce à quoi vous pensez. Quelques-uns des assistants se mirent à rire et acceptèrent la question avec bonne humeur. Madame Elton, d'autre part, étouffait d'indignation en entendant faire allusion à la présidence de mademoiselle Woodhouse. La réponse de M. Knightley fut brève. Mademoiselle Woodhouse, dit-il, souhaite-t-elle véritablement de connaître toute notre pensée ? Oh non, reprit Emma d'un air détaché, je ne désire pas m'exposer à cette épreuve. C'est un genre d'interrogation, dit Madame Elton avec emphase, que je ne me serais pas arrogé le privilège de poser. Bien que comme chaperon, je n'ai jamais, ajouta-t-elle à mi-voix en se penchant vers son mari, dans aucune société, aucune excursion, jeune fille, femme mariée. C'est parfaitement vrai, ma chère, répondit M. Elton. Néanmoins, il vaut mieux prendre la chose en riant. Tout le monde a conscience des égards qui vous sont dus. Je n'ai pas de succès, murmura Frank Churchill à Emma. Ils sont pour la plupart offensés. Je vais m'y prendre mieux. Mesdames et messieurs, par ordre de mademoiselle Woodhouse, je suis chargé de dire qu'elle renonce à connaître vos pensées. Nous sommes 7 ici, sans nous compter. Mademoiselle Woodhouse a la bonté d'estimer que j'ai déjà donné la mesure de mon esprit, et elle vous prie de bien vouloir émettre chacun à votre tour soit une pensée très spirituelle, en vers ou en prose, originale ou répétée, soit 2 remarques modérément spirituelles, soit enfin 3 bêtises. Oh, très bien, intervint mademoiselle Bates, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. 3 bêtises, voilà justement mon affaire. Je suis bien sûre de dire 3 bêtises dès que j'ouvrirai la bouche. Emma ne put résister au plaisir de répondre. Pourtant, mademoiselle, il peut se présenter une difficulté. Permettez-moi de vous faire remarquer qu'en l'occurrence, le nombre est limité. Seulement 3 bêtises à la fois. Mademoiselle Bates, trompée par le ton cérémonieux et ironique, ne comprit pas immédiatement. Quand elle saisit l'allusion, elle ne se fâcha pas, mais une légère rougeur indiqua qu'elle avait été blessée. « Ah bien, je vois ce qu'elle veut dire, ajouta-t-elle en se tournant vers M. Knightley. J'essaierai de me taire le plus possible. Je dois être bien insupportable pour qu'elle ait dit une chose pareille à une vieille amie. » Votre idée me plaît, se hâta de dire M. Weston. C'est entendu, je prépare une charade. Dans quelle catégorie une charade sera-t-elle classée ? Dans la seconde, monsieur, j'en ai peur. Mais nous nous montrerons particulièrement indulgents pour celui qui parlera le premier. Allons, dit Emma, une unique charade suffira à libérer M. Weston. Je crains que ce ne soit pas très spirituel, elle est trop claire. Mon premier et mon second sont 2 lettres de l'alphabet, et mon tout exprime la perfection, comprenez-vous ? 2 lettres, reprit Emma. Ma foi, je ne sais pas. Vous êtes mal placé pour deviner. Je vais vous donner la solution. M et A, Emma. Emma, Frank et Henriette se mirent à rire de bon cœur. Les autres personnes manifestèrent une approbation plus modérée. M. Knightley dit gravement. D'après ce début, je comprends le genre d'esprit qu'il faut déployer. M. Weston s'en est bien tiré, mais il nous a tous mis hors de combat. La perfection n'aurait pas dû arriver du premier coup. Pour ma part, je demande à être excusée, dit Mme Elton. Je n'ai pas de goût pour ce genre d'improvisation. Je me rappelle avoir reçu un acrostiche sur mon nom, et je n'y ai trouvé nul plaisir. J'en connaissais l'auteur. Un abominable fat. Vous savez qui je veux dire, ajouta-t-elle en faisant un signe d'intelligence à son mari. Ce genre de divertissement peut être amusant à l'époque de Noël, quand on est assis autour du feu, mais me paraît tout à fait déplacé pendant les excursions d'été. Je ne suis pas de celles qui peuvent avoir de l'esprit sur commande. Je ne manque pas de vivacité, à ma façon, mais je désire choisir mon moment pour parler ou me taire.
Veuillez donc me passer. Monsieur Churchill, passez aussi monsieur Elton et Jane. Oui, je vous en prie, laissez-moi de côté, confirma M. Elton d'un air piqué. Je n'ai rien à dire qui puisse intéresser mademoiselle Woodhouse ou les jeunes filles en général. Un vieux mari absolument bon à rien. Voulez-vous que nous marchions, Augusta? Volontiers. Nous avons fini de manger depuis longtemps et ce n'est pas en restant assis à la même place que nous pourrons nous former une idée des différents points de vue. Venez, Jane, prenez mon autre bras. Mademoiselle Fairfax déclina l'invitation et le mari et la femme partirent seuls. Heureux couple, dit Frank Churchill, et si bien assorti. Ils ont eu d'autant plus de chance que leur connaissance avant le mariage s'est réduite à une courte fréquentation à Bath. Leur cas est exceptionnel, car il est impossible de porter un jugement motivé sur une personne pendant un séjour dans une ville d'eau. Il faut avoir vu une femme dans son propre milieu, dans son intérieur, livrée à ses occupations familières, pour l'apprécier à sa valeur. Combien d'hommes se sont engagés dans ces conditions et l'ont regretté toute leur vie. Mademoiselle Fairfax avait écouté avec attention, et quand il se tut, elle dit « Croyez-vous » Elle hésita et s'arrêta un instant. « Vous disiez, dit-il d'un ton sérieux. En principe, votre remarque est juste, reprit-elle, mais les conséquences d'un attachement hâtif et imprudent ne me paraissent pas devoir être aussi funestes que vous le prétendez. Seuls les caractères faibles et irrésolus, qui sont à tout moment les jouets du hasard, permettent à une connaissance malheureuse de devenir une oppression pour toute la vie. Frank Churchill ne répondit pas directement, mais il s'inclina en signe d'acquiescement. Peu à peu, il perdit son air compassé. « Eh bien, dit-il gaiement, pour ma part, je n'ai aucune confiance dans mon propre jugement, et le moment venu, je compte m'en remettre à celui d'autrui. Voulez-vous vous charger, mademoiselle Woodhouse, de me choisir une femme? Je sais combien vous avez la main heureuse, ajoutait-il en souriant à son père. Je ne suis pas pressé. Faites votre choix et dirigez l'éducation de la jeune personne. Dois-je comprendre que vous la désirez à mon image? Naturellement, si c'est possible. Je compte voyager pendant 2 ou 3 ans, et à mon retour, je reviendrai chercher ma femme. Maintenant, madame, dit Jane à sa tante, si vous voulez bien, nous pourrions rejoindre madame Elton. Parfaitement, ma chère, je suis prête, il nous sera facile de la rattraper. La voici. Non, ce n'est pas elle. Eh bien, vraiment, elles s'éloignèrent en compagnie de M. Knightley. M. Weston, Frank Churchill, Emma et Henriette demeurèrent seuls. La vivacité du jeune homme ne fit que croître au point de devenir à peine supportable. Emma était fatiguée d'entendre des flatteries et des plaisanteries et aurait préféré marcher tranquillement ou bien s'asseoir pour contempler le magnifique paysage qui se déroulait à ses pieds. Elle fut enchantée d'apercevoir les domestiques. Ceux-ci venaient à leur rencontre pour annoncer que les voitures étaient attelées. Elle supporta patiemment le brouhaha du départ et ne se formalisa même pas de l'insistance avec laquelle Mme Elton recommanda qu'on fît d'abord avancer la voiture du presbytère. Pendant qu'elle attendait, M. Knightley s'approcha d'elle. Il regarda autour de lui pour voir s'ils étaient seuls et dit « Emma, je veux vous parler avec franchise, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire. Je ne puis vous voir mal agir sans vous avertir. Comment avez-vous pu montrer aussi peu de cœur à l'égard de mademoiselle Bates? Comment vous êtes-vous laissé aller à une plaisanterie aussi offensante à l'adresse d'une femme de son caractère, de son âge et de sa situation? Je ne l'aurais jamais cru. » Emma rougit, mais elle essaya de prendre l'allusion en riant. Pouvais-je m'empêcher de donner cette réplique? Tout le monde en aurait fait autant à ma place. Ce n'est pas si méchant, et je crois qu'elle n'a pas compris. Je vous assure au contraire qu'elle a parfaitement saisi le sens de vos paroles. Elle en a parlé depuis. J'aurais voulu que vous entendiez avec quelle ardeur et quelle générosité elle s'est exprimée. Elle a loué la patience dont vous aviez toujours fait preuve à son égard et admiré la part prise par vous aux incessantes attentions qu'elle reçoit de M. Woodhouse. Elle s'est étonnée que vous supportiez de si bonne grâce une société aussi ennuyeuse. « Oh, dit Emma, je le sais. Il n'y a pas de meilleure créature au monde, mais avouez que chez mademoiselle Bates, les bonnes qualités et le ridicule sont intimement liés. »« C'est vrai, je le reconnais, reprit-il. Si elle était riche et votre égale, socialement parlant, je vous laisserais votre franc-parler de critique et d'ironie. Mais elle est pauvre. Elle a perdu tous les avantages que sa naissance lui avait conférés. Et sa situation deviendra plus précaire encore avec les années.
vous devriez au moins éprouver pour elle de la compassion. Elle vous a connu enfant et vous a prodigué des attentions qui à cette époque n'étaient pas sans valeur. Aujourd'hui, en présence de sa nièce et d'étrangers, elle s'est aperçue que vous riiez à ses dépens. Ce que je vous dis, Emma, n'est agréable ni pour vous ni pour moi, mais c'est la vérité. Je me montre véritablement votre amie en vous donnant des conseils sincères, et je ne désespère pas de vous voir un jour me rendre justice. » Tout en parlant, ils avançaient vers la voiture, et l'instant d'après, il l'aida à monter, puis il s'éloigna vivement. Il avait mal interprété l'attitude et le silence d'Emma. Celle-ci, en l'écoutant, avait détourné son visage pour cacher la honte qu'elle ressentait. Elle s'était rejetée au fond de la voiture tout à fait émue. Puis, se reprochant de ne pas lui avoir dit adieu, elle se pencha pour lui faire signe, mais il était trop tard. Emma ne s'était jamais sentie si agitée, si humiliée dans aucune circonstance de sa vie. Le bien fondé de ses reproches était indiscutable. Elle se demandait maintenant comment elle avait pu agir si brutalement à l'égard de mademoiselle Bates. Comment s'était-elle exposée à faire naître une aussi mauvaise opinion d'elle chez une femme qu'elle estimait? Plus elle réfléchissait, plus elle prenait conscience de ses torts. Fort à propos, Henriette paraissait fatiguée et encline de son côté à garder le silence. Emma n'eut donc aucun effort à faire. Absorbée dans ses pensées, elle sentit bientôt des larmes couler de ses yeux et elle s'abandonna à son chagrin. Fin du chapitre 42. Lu par Martine. Chapitre 43 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 43. Emma fut heureuse de se retrouver à Hartfield, et après le dîner, elle se consacra de la meilleure grâce du monde au jacquet de M. Woodhouse. Elle éprouvait une véritable satisfaction, après les pénibles conjonctures de la journée, à s'occuper de distraire son père. De ce côté, au moins elle n'avait pas démérité. Elle pouvait en effet, à bon droit, se considérer comme une fille dévouée. Le lendemain matin, Emma résolut d'aller sans plus tarder faire une visite de réparation à mademoiselle Bates. Elle craignait que celle-ci ne pût jamais lui pardonner, mais elle voulait tout tenter pour effacer la mauvaise impression de Box Hill, et elle espérait, à force de déférence et d'attention, regagner le terrain perdu. Elle se mit en route de bonne heure, de peur d'être retenue par quelque visiteur. En réponse à son interrogation, elle apprit que ces dames étaient à la maison, et pour la première fois depuis longtemps, elle monta l'escalier avec l'intention de se rendre agréable. À son approche, il se produisit un brouhaha. On parlait et on remuait. La femme de chambre, après l'avoir annoncée, réapparut embarrassée et la pria de bien vouloir attendre un instant. Finalement, elle la fit pénétrer trop tôt dans le salon, au moment même où mademoiselle Bates et Jane Fairfax disparaissaient dans la pièce voisine. Pendant que la porte était encore ouverte, Emma entendit mademoiselle Bates chuchoter. « Eh bien, ma chère, je dirais que vous vous êtes étendue sur votre lit. Vous êtes du reste bien assez malade pour le faire. » La pauvre madame Bates, affable et douce selon son habitude, paraissait un peu effarée et ne pas se rendre compte exactement de ce qui se passait. « J'ai peur que Jane soit souffrante, dit-elle, mais je ne suis pas sûre. On m'affirme toujours le contraire. Ma fille sera de retour d'ici peu. Vous avez, j'espère, trouvé une chaise, mademoiselle Woodhouse. Je suis tout à fait impotente. Êtes-vous commodément installée? Hetty ne peut tarder à revenir. » Emma eut un instant la crainte que mademoiselle Bates ne se tînt à l'écart, mais il n'en fut rien, et cette dernière arriva derechef, très heureuse et reconnaissante. Emma s'aperçut aussitôt
qu'il y avait sous la volubilité des paroles moins d'abandon, moins d'aisance dans la manière et de candeur dans le regard. Elle s'empressa de s'informer très amicalement de mademoiselle Fairfax. L'effet fut immédiat. Ah, mademoiselle Woodhouse, comme vous êtes bonne! Vous connaissez la nouvelle, sans doute, et vous venez nous féliciter. Cette séparation, toutefois, sera un grand crève-cœur pour nous. Essuyant ses larmes, après le long séjour qu'elle vient de faire à la maison, Jane a une terrible migraine. Elle s'est attelée à sa correspondance toute la matinée. Il a fallu écrire si longuement au colonel et à mme Dixon. Ma chère, ai-je dit, vous allez devenir aveugle. Elle pleurait en effet continuellement. On ne peut pas s'en étonner. C'est un si grand changement. Et pourtant, elle a eu une chance extraordinaire. Elle a trouvé une situation inespérée pour une jeune fille à ses débuts. Croyez bien que nous sommes toutes reconnaissantes de ce bonheur. Essuyant de nouveau ses yeux. Mais vous ne pouvez pas imaginer l'état de la pauvre créature. Sous le coup d'un chagrin, on n'apprécie pas un bienfait comme il le mérite. Jane est abattue au dernier point, et en se fiant aux apparences, personne ne pourrait croire que ses désirs sont comblés. Veuillez l'excuser de ne pas venir. Elle n'est pas en état de se montrer. Il s'est retiré dans sa chambre. Je voulais qu'elle se couchât. Ma chère, ai-je dit, étendez-vous sur votre lit. Mais elle a refusé, et elle marche de long en large dans sa chambre. Jane sera extrêmement fâchée de ne pas vous voir, mademoiselle Woodhouse. On vous a fait attendre à la porte, et j'étais tout à fait honteuse. Je ne sais pourquoi il y a eu un peu de confusion. Par hasard, nous n'avions pas entendu frapper, et nous avons été surprises lorsque nous avons distingué des bruits de pas dans l'escalier. Ce n'est peut-être madame Cole, ai-je dit. Vous pouvez en être sûre. Personne d'autre ne viendrait d'aussi bonne heure. Eh bien, répondit-elle, il faut de toute façon que je subisse ces félicitations, le jour importe peu. Mais quand Patty entra pour vous annoncer « Oh !» me suis-je écriée, « c'est mademoiselle Woodhouse. Vous serez, j'en suis sûre, heureuse de la voir. » « Je ne puis recevoir personne, » dit-elle aussitôt en se levant. « Nous sommes sortis de la chambre et vous êtes entrés. » Emma était sincèrement intéressée. Le récit des souffrances actuelles de Jane fit disparaître tous les soupçons peu généreux et ne laissa subsister que la pitié. La préférence accordée à mme Cole lui sembla naturelle, étant donné sa propre conduite. Elle exprima des sentiments de sincère sympathie. Ce doit être pour vous un moment bien cruel. J'avais compris que l'on devait attendre le retour du colonel Campbell pour prendre une résolution définitive. Vous êtes bien bonne, reprit mademoiselle Bates. Vous êtes toujours bien bonne. Emma ne pouvait supporter d'entendre dire toujours, et pour couper court à ses sentiments de reconnaissance injustifiés, elle posa une nouvelle question. Puis-je vous demander chez qui mademoiselle Fairfax doit aller? Chez une madame Smallbridge, une charmante femme, tout à fait supérieure. Jane doit s'occuper de 3 petites filles, des enfants délicieux. Il est impossible de trouver une situation plus avantageuse, les familles de mme Suckling et de mme Bragge mises à part. Mais mme Smallbridge est intime avec les deux et elle ne demeure qu'à 4 lieues de Maple Grove. Jane ne sera qu'à 4 lieues de Maple Grove. Madame Elton est, je suppose, la personne à qui mademoiselle Fairfax doit... Oui, tout est l'œuvre de notre bonne madame Elton, la plus infatigable, la plus vraie, la meilleure des amies. Elle n'a pas voulu accepter un refus, car au premier abord, précisément le jour du déjeuner à Donwell, Jane était absolument résolue à ne pas accepter cette offre. Comme vous le disiez, elle avait l'intention de ne rien décider avant le retour du colonel Campbell, et à aucun prix elle ne voulait s'engager pour le moment. Elle fit part de sa résolution à mme Elton, mais celle-ci, dont le jugement est infaillible, déclara positivement qu'elle n'écrirait pas ce jour-là
pour donner une réponse négative comme Jane le désirait. Elle attendait. Et le soir même, l'affaire était conclue. Jane prit Mme Elton à part et lui dit qu'après avoir bien pesé tous les avantages de la situation proposée par Mme Suckling, elle se décidait finalement à l'accepter. J'ai été mise au courant quand tout fut terminé. Vous avez passé la soirée chez M. Elton? Oui, Mme Elton nous avait invités. Il faut que vous veniez tous passer la soirée à la maison, avait-elle dit, pendant que nous marchions sur la colline en compagnie de M. Knightley. M. Knightley est venu aussi? Non, il a refusé dès le début. Néanmoins, j'ai été étonnée de ne pas le voir, car Mme Elton avait insisté en lui disant qu'elle ne lui pardonnerait pas sa défection. Ma mère, Jane et moi avons passé une soirée très agréable. On est toujours heureux de retrouver de si excellents amis, mais tout le monde était fatigué. Pour être sincère, je dois avouer que personne ne paraissait avoir trouvé grand plaisir à l'excursion. Pour ma part, je garderai un bon souvenir de cette journée, et je serai toujours reconnaissante aux amis qui ont été assez aimables pour m'inviter. Le fait de la séparation sera très pénible pour mademoiselle Fairfax et pour tous ses amis, mais j'espère que les avantages de sa situation apporteront une compensation à son éloignement. Elle rencontrera, je n'en doute pas, les égards qu'elle mérite. Merci, chère mademoiselle Woodhouse. Tous les avantages sont en effet réunis. Excepté chez les Suckling et chez les Bragge, il n'y a pas une autre maison, parmi toutes les connaissances de Mme Elton, où les conditions de vie pour la gouvernante soient aussi élégantes et larges. Mme Smallbridge est une femme délicieuse, et d'autre part, il est impossible de trouver des enfants plus gentils. Jane sera traitée avec la plus grande bonté. Elle aura une existence des plus agréables. Et si je vous disais le montant de ses appointements, même vous, mademoiselle Woodhouse, qui êtes habituée aux grosses sommes, vous seriez étonnée. Ah, madame, si je juge les autres enfants d'après moi-même, le traitement le plus élevé me paraîtra encore modeste. Vous êtes si noble dans vos idées. Et à quelle époque mademoiselle Fairfax doit-elle vous quitter? Bientôt, et c'est là le pire, dans une quinzaine. Madame Smallbridge est extrêmement pressée. Ma pauvre mère a très mal supporté la nouvelle. J'essaye de la distraire et je dis allons maman, n'y pensons plus. Le colonel et Madame Campbell ne seront-ils pas fâchés que Jane ait pris un engagement avant leur retour? Oui, Jane est sûre qu'ils seront mécontents, mais elle ne se croit pas le droit de laisser passer une pareille occasion. J'ai été extrêmement surprise quand Jane m'a fait part de sa décision. Mme Elton, peu d'instants après, est venue me féliciter. C'était avant le thé. Nous allions nous asseoir pour jouer aux cartes, et pourtant, non. Ah, je me rappelle, c'était après le thé. Il y a bien eu un incident au début de la soirée, mais il ne s'agissait pas de Jane. M. Elton fut appelé hors du salon. Le fils du vieux John Abdy désirait lui parler. Pauvre vieux John! J'ai beaucoup d'amitié pour lui. Et maintenant, pauvre homme, il est au lit et souffrant de la goutte dans les articulations. Il faut que j'aille le voir aujourd'hui. Et Jane ira également si elle sort. Le fils du pauvre John était venu pour présenter une demande de secours à M. Elton. Il se tire très bien d'affaire lui-même, car il travaille comme palefrenier à l'hôtel de la Couronne. Mais il ne lui est pas possible d'entretenir son père, sans aide. M. Elton est rentré au bout d'un quart d'heure et il nous a mis au courant de la question, et en même temps, il nous a annoncé une nouvelle. On venait d'envoyer de la Couronne une voiture à Randalls pour reconduire M. Frank Churchill à Richmond. Mlle Bates ne donna pas le temps à Emma de dire que cette circonstance lui était inconnue. Du reste, tout en supposant son interlocutrice au courant, l'excellente demoiselle ne se crut pas moins tenue
exposer longuement les faits. Peu après le retour de Box Hill, continua-t-elle, le jeune Abdy tenait ses renseignements des domestiques de Randalls. Un messager était arrivé de Richmond. C'était du reste une chose convenue, et m Churchill avait simplement envoyé à son neveu quelques lignes pour lui donner d'assez bonnes nouvelles de mme Churchill et le prier de revenir sans faute le lendemain matin comme il était convenu. Mais m frank Churchill avait décidé de rentrer immédiatement et son cheval ayant pris froid, on était allé commander une voiture de l'hôtel de la Couronne. Emma écouta ce récit sans émotion et il ne lui suggéra que des réflexions afférentes au sujet qui occupait son esprit. Elle mit en parallèle l'importance respective de mme Churchill et de Jane Fairfax en ce monde. Elle songeait à la différence de ces deux destinées et se taisait. Mlle Bates l'interpella bientôt. Ah, je le devine, vous pensez au piano. La pauvre Jane en parlait justement il y a quelques instants. Il faut nous dire adieu, disait-elle. Toi et moi devons nous séparer. Gardez-le-moi pourtant. Donnez-lui l'hospitalité jusqu'au retour du colonel Campbell. Je lui parlerai à ce sujet. Il me conseillera. Je crois vraiment que Jane ignore encore si le cadeau lui vient de ce dernier ou de mme Dixon. Toutes les injustes suppositions qu'elle avait imaginées relativement à l'envoi du piano revinrent à l'esprit d'Emma. Elle ne voulut pas s'attarder à des souvenirs aussi pénibles, et après avoir formé de nouveau les souhaits les plus sincères pour le bonheur de Jane Fairfax, dit adieu à mlle Bates. Fin du chapitre 43. Enregistré par Margot. Chapitre 44 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 44. En entrant dans le salon d'Hartfield, Emma trouva M. Knightley et Harriet assis avec son père. M. Knightley se leva aussitôt et dit d'un ton sérieux: je n'ai pas voulu partir sans vous voir, mais je n'ai pas le temps de prolonger ma visite. Je vais à Londres passer quelques jours avec John et Isabelle. Avez-vous une communication dont je puisse me charger ou un message à transmettre? Non, merci. Mais voici un projet bien soudain. J'y pensais depuis quelque temps déjà. Emma observait m Knightley et d'après son attitude elle jugeait qu'il n'avait pas pardonné. Il restait debout prêt à partir. Eh bien, Emma, intervient m woodhouse, comment avez-vous trouvé mon excellente amie et sa fille? Je suis sûre qu'elles ont été très touchées de votre visite. Je crois vous l'avoir dit, m Knightley. Ma chère Emma arrive de chez mme Bates. Elle est toujours si attentionnée. Emma rougit à cet éloge immérité et en même temps elle se tourna vers m Knightley en souriant. L'effet fut instantané. Il lut dans le regard de la jeune fille les sentiments de contrition et les bonnes intentions qui l'animaient. Emma fut heureuse d'être si bien comprise et plus encore de la marque d'amitié qui suivit. Il prit la main de la jeune fille, la serra et fut sur le point de la porter à ses lèvres. Il s'arrêta pourtant et la laissa retomber. Elle ne put s'expliquer pourquoi il avait eu ce scrupule, pourquoi il avait changé d'idée. L'intention, toutefois, était indubitable. Emma apprécia d'autant plus cette pensée que les manières de m Knightley n'étaient d'ordinaire empreintes d'aucune galanterie. Un instant après il prit congé. Il agissait toujours avec la vivacité d'un homme qui ne peut souffrir l'indécision, mais il parut ce jour-là apporter à son adieu une soudaineté particulière.
Emma regrettait de n'avoir pas quitté mlle bates 10 minutes plus tôt, car elle aurait beaucoup aimé causer de Jane Fairfax avec m knightley. D'autre part, elle se réjouissait de la visite à brunswick square, car elle savait combien Isabelle et son mari seraient heureux. Elle eût seulement préféré être avertie un peu à l'avance. Dans l'espoir de distraire son père et de lui faire oublier le départ précipité de m knightley, Emma s'empressa de donner la nouvelle concernant Jane Fairfax. La diversion eut un plein succès. M. woodhouse fut intéressé sans être agité. Il était accoutumé depuis longtemps à l'idée de voir mlle Fairfax s'engager comme gouvernante, et il pouvait parler de cet exil avec sérénité, tandis que le départ inopiné de m knightley pour Londres lui avait porté un coup sensible. Je suis heureux, ma chère, répondit-il, d'apprendre que Jane a trouvé une bonne situation. Mme Elton est une aimable femme, et ses amis sont sans doute très comme il faut. Savez-vous si le pays est humide? On aura grand soin, j'espère, de sa santé. Ce devrait être, à mon avis, la préoccupation dominante. Nous avons toujours agi ainsi pour la pauvre mademoiselle Taylor. Le lendemain, une nouvelle inattendue arriva de Richmond, et tout le monde se trouva relégué au second plan. Un messager apporta une lettre qui annonçait la mort de mme Churchill. Celle-ci n'avait vécu que 36 heures après le retour de son neveu. Une crise soudaine l'avait emporté après une courte lutte. L'importante mme Churchill n'était plus. Les sentiments de sympathie s'éveillèrent tardivement pour la défunte. mme Churchill se trouvait du reste réhabilitée à un certain point de vue. Elle avait passé toute sa vie pour une malade imaginaire. Mais l'événement s'était chargé de la justifier. Les diverses oraisons funèbres s'inspiraient du même thème. Pauvre mme Churchill! Elle avait sans doute beaucoup souffert, et la souffrance continuelle aigrit le caractère. Que deviendrait m Churchill sans elle? Malgré les défauts de sa femme, ce serait pour lui une grande perte. M. Weston prit un air solennel et dit: ah, pauvre femme, je ne m'attendais pas à une fin aussi prématurée. Il décida que toute la famille prendrait un deuil sévère. mme Weston soupirait en s'occupant de son voile de crêpe. De courtes lettres de Frank arrivèrent à Randalls, donnant les nouvelles essentielles. M. Churchill était mieux qu'on n'aurait pu l'espérer, et leur première étape sur la route du Yorkshire, où devaient avoir lieu les funérailles, serait Windsor. M. Churchill avait décidé de s'arrêter chez un très vieil ami auquel il promettait une visite depuis 10 ans. Emma, après avoir très correctement exprimé des sentiments de condoléance appropriés, se laissa de nouveau absorber par sa préoccupation dominante, qui était de témoigner à Jane Fairfax son intérêt et sa considération. Elle avait un regret constant d'avoir si longtemps négligé la jeune fille et s'ingéniait à donner la preuve de sa bonne volonté actuelle. Elle résolut de lui demander de venir passer une journée à Hartfield, et lui écrivit d'une façon pressante dans ce sens. L'invitation fut refusée par un message verbal. Mlle Fairfax s'excusait de ne pas répondre pour remercier, mais son état ne lui permettait pas de prendre la plume. Ce matin-là, m perry vint à Hartfield et il parla à Emma de la malade qu'il avait vue la veille. Mademoiselle Fairfax, dit-il, souffre de douleurs de tête et d'une fièvre nerveuse d'un degré aigu, et je doute qu'elle puisse se rendre à l'époque fixée chez mme Smallbridge. Sa santé est complètement dérangée, l'appétit est nul, et bien qu'il n'y ait aucun symptôme alarmant du côté de la poitrine,
je suis tourmentée à son sujet. Elle a, je crois, accepté une charge au-dessus de ses forces, et peut-être s'en rend-elle compte tout en ne voulant pas l'avouer. Elle est complètement abattue. Elle vit actuellement dans un milieu contre-indiqué pour une maladie de ce genre. Elle reste confinée dans la même chambre et son excellente tante, une très vieille amie à moi, n'est pas, il faut le reconnaître, une garde-malade adaptée. Les soins dont on l'accable procurent, je crains, à mademoiselle Fairfax, plus de fatigue que de confort. Emma, en écoutant m perry, sentit sa pitié augmenter et chercha le moyen d'être utile à la jeune fille. Elle pensa que le mieux serait de la soustraire momentanément à la compagnie de sa tante et de lui procurer un changement d'air. Dans ce but, le lendemain matin, elle écrivit de nouveau à Jane Fairfax dans les termes les plus amicaux pour lui dire qu'elle comptait passer la prendre en voiture. Veuillez, ajoutait-elle, fixer l'heure vous-même. J'ai l'approbation de m perry. Celui-ci juge qu'une promenade en voiture fera du bien à sa malade. La réponse suivit, brève et impersonnelle. Mademoiselle Fairfax présente ses compliments à mademoiselle Woodhouse. Elle la remercie et regrette de ne pas se sentir assez bien pour prendre le moindre exercice. Emma, tout en se rendant compte que sa lettre aurait mérité mieux, ne prit pas offense de cette nouvelle manifestation de nervosité, et elle se proposa de surmonter une répugnance aussi anormale à être aidée et distraite. Malgré la réponse négative, elle commanda la voiture et se fit conduire chez mademoiselle Bates, dans l'espoir que Jane se laisserait persuader. Mademoiselle Bates descendit parler à Emma à la portière de la voiture. Elle se répandit en remerciements pour une attention aussi flatteuse et demeura d'accord avec mademoiselle Woodhouse sur l'opportunité d'une promenade sans fatigue. Tout fut essayé pour amener mademoiselle Fairfax à changer d'avis, mais en vain. Au moment où Emma allait exprimer le désir d'être au moins admise à voir mademoiselle Fairfax, mademoiselle Bates laissa échapper qu'elle avait promis à sa nièce de ne laisser monter mademoiselle Woodhouse sous aucun prétexte. À la vérité, la pauvre Jane ne peut supporter aucune visite. Toutefois, mme elton a tellement insisté, mme perry et mme cole ont manifesté tant d'intérêt qu'elles n'ont pu être tenues à l'écart. Mais, à l'exception de ces dames, Jane ne consent à recevoir personne. Emma ne se formalisa pas en constatant qu'elle n'était pas portée sur la liste des privilégiés et ne formula pas son souhait, ne voulant à aucun prix se montrer indiscrète, à l'instar de mme elton. Elle se contenta de s'informer de l'appétit et du régime de la malade. Mlle Bates était particulièrement tourmentée à ce sujet. m perry, répondit-elle, recommande une nourriture fortifiante, mais Jane ne veut pas manger. Rien de ce qu'on lui offre, et nos voisins rivalisent pourtant de prévenance, ne lui fait envie. Une fois le retour à Hartfield, Emma fit appeler la femme de charge pour examiner les provisions, et un sac d'arrowroot de qualité supérieure fut immédiatement envoyé chez mme Bates avec un billet très affectueux. Au bout d'une demi-heure, le messager revenait, rapportant le paquet et une lettre de mlle Bates. Celle-ci était infiniment touchée, mais la chère Jane tenait absolument à ce que le sac fût retourné. Son estomac ne pouvait supporter l'arrowroot. Par la suite, Emma apprit que Jane Fairfax avait été aperçue se promenant dans les champs le jour même, où elle avait si péremptoirement refusé de sortir en voiture avec elle, sous prétexte de faiblesse. Il n'y avait plus moyen de douter. Jane était résolue à repousser toute espèce d'avance.
elle se sentit mortifiée d'être traitée à ce point en étrangère, mais elle avait conscience d'avoir fait tout son possible pour venir en aide à Jane Fairfax. Si m knightley avait pu lire dans son cœur, il n'aurait trouvé aucun reproche à lui faire. Chapitre 44. Enregistré par Margot. Chapitre 45 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 45. Un matin, une dizaine de jours après la mort de Madame Churchill, on vint avertir Emma que M. Weston l'attendait au salon. Celui-ci se porta à la rencontre de la jeune fille, et après lui avoir demandé sur son ton habituel comment elle allait, baissa immédiatement la voix pour lui dire de façon à ne pas être entendu de M. Woodhouse: pouvez-vous venir à Randalls aujourd'hui? Madame Weston désire beaucoup vous voir. Est-elle malade? Non, non, pas du tout, seulement un peu agitée. Elle serait venue vous trouver en personne, mais elle a besoin de vous voir seule. J'irai à l'instant si vous le désirez. Qu'est-il arrivé? Ne m'interrogez pas, je vous prie. Vous saurez tout au moment voulu. Il s'agit d'une révélation des plus importantes. Mais chut, chut. La sagacité d'Emma se trouvait tout à fait en défaut. La manière de M. Weston indiquait qu'il s'agissait d'une affaire importante, mais comme d'autre part la santé de son amie n'était pas en jeu, elle résolut de ne pas se tourmenter. Elle dit à son père qu'elle sortait faire sa promenade et, accompagnée de M. Weston, prit le chemin de Randalls. Maintenant, dit Emma, une fois qu'ils eurent dépassé la grille d'entrée, maintenant, M. Weston, mettez-moi au courant. Non, non, reprit-il, ne me demandez pas de manquer à ma parole. J'ai promis à Anne de ne rien dire. Elle saura mieux que moi vous préparer à entendre cette nouvelle. Ne soyez pas impatiente, Emma. Vous ne connaîtrez la vérité que trop tôt. Me préparer à entendre une nouvelle, dit Emma, s'arrêtant terrifiée. Grand Dieu, monsieur Weston, il est arrivé un malheur à Brunswick Square. Parlez à l'instant même. Je puis vous assurer que vous vous trompez tout à fait. Monsieur Weston, ne jouez pas avec moi. Je vous conjure, sur ce que vous avez de plus sacré au monde, de ne rien me cacher. Sur ma parole, Emma. Pourquoi pas sur votre honneur? Une nouvelle qui ne peut m'être annoncée sans ménagement doit forcément avoir rapport à un membre de ma famille. Sur mon honneur, reprit-il d'une voix grave, rien de tout ceci ne concerne, de près ou de loin, aucun être humain portant le nom de Knightley. Devant cette assurance, Emma retrouva son sang-froid et elle continua sa route. J'ai eu tort, continua-t-il, d'employer cette expression. Je suis seul en cause. Du moins, nous l'espérons. En un mot, ma chère Emma, il n'y a aucune raison de vous tourmenter à ce point. Je ne dis pas que ce ne soit pas une affaire désagréable, mais les choses pourraient être pires. Si nous marchons vite, vous serez renseignée avant peu. Emma se résigna sans grand effort. Elle supposa que l'argent devait être en cause. On avait sans doute reçu d'Enscombe de fâcheuses nouvelles. Peut-être à la suite de la mort de Madame Churchill, l'existence de plusieurs enfants naturels avait-elle été révélée, et le pauvre Frank se trouvait-il de ce fait déshérité. Emma, avec calme, envisageait les diverses hypothèses et ne prévoyait pas que la réalité dût lui apporter des souffrances personnelles. Quel est ce monsieur à cheval?
dit-elle, parlant plus pour aider m weston à garder son secret que par intérêt véritable. Je ne sais pas. Sans doute un des otway. Ce n'est pas Frank, je puis vous l'assurer. Il est maintenant à moitié chemin de Windsor. Votre fils est donc venu vous voir? Mais oui. Ne le saviez-vous pas? Bien, bien. Cela n'a pas d'importance, du reste. Il se tut pour un instant, et il ajouta d'un ton beaucoup plus réservé. Oui, Frank est venu pour prendre de nos nouvelles. Ils accélérèrent encore le pas et furent bientôt arrivés à Randalls. Madame Weston était assise dans le salon. Eh bien, ma chère, dit m weston en entrant, la voici. Et maintenant, j'espère que vous serez bientôt tranquille. Je vous laisse ensemble. Ne remettez pas cette communication à plus tard. Je ne serai pas loin, si vous avez besoin de moi. Madame Weston avait l'air si malade et si troublée que l'inquiétude d'Emma s'accrut, et elle dit aussitôt: de quoi s'agit-il, ma chère amie? Un événement pénible vous atteint? D'après ce que j'ai pu comprendre, je suis en suspens depuis Hartfield. Nous n'aimons l'incertitude, ni l'une ni l'autre. Vous serez soulagée en parlant de votre chagrin, quelle qu'en soit la nature. N'avez-vous rien deviné, ma chère Emma? Reprit mme Weston d'une voix tremblante. J'imagine qu'il doit être question de m frank churchill. Oui, Emma. Elle reprit alors son ouvrage et sans lever les yeux ajouta: il est venu ici ce matin pour nous faire une communication extraordinaire. Nous ne pouvons assez exprimer notre surprise. Il voulait parler à son père au sujet d'un attachement, ou mieux d'un engagement positif. Que direz-vous, Emma, quand vous saurez que Frank Churchill et mademoiselle Fairfax sont fiancés depuis longtemps? Emma sursauta de surprise et s'écria: Jane Fairfax, vous ne parlez pas sérieusement? Vous avez lieu d'être étonnée, reprit mme Weston, mais c'est ainsi. Pendant leur séjour à weymouth, ils ont échangé leurs paroles en secret. Personne au monde n'en savait rien, ni les Campbell ni la famille de mademoiselle Fairfax. Tout en étant parfaitement sûre du fait, je ne puis encore y croire moi-même. Je m'imaginais le connaître. Emma écoutait à peine. Elle pensait aux conversations qu'elle avait eues avec Frank Churchill à propos de mademoiselle Fairfax. Eh bien, dit-elle enfin, faisant un effort pour se ressaisir, voici un événement auquel il me faudra réfléchir au moins une demi-journée avant de pouvoir y comprendre quelque chose. Quoi? Ils étaient fiancés avant de venir à Highbury? Depuis le mois d'octobre. C'est précisément cette circonstance qui nous a blessés, son père et moi. Nous ne pouvons pas excuser une partie de sa conduite. Emma réfléchit un moment et répondit: je ne feindrai pas l'innocence, et afin de vous procurer tout le soulagement en mon pouvoir, je vais vous donner sans délai l'assurance que les attentions du jeune homme n'ont pas eu les conséquences que vous semblez craindre. Mme Weston leva les yeux, craignant une méprise, mais l'apparence d'Emma s'accordait avec ses paroles. J'ajouterai, continua Emma, qu'à un moment donné, au début de nos relations, je me suis sentie disposée à avoir de l'inclination pour lui. Je ne saurais dire pourquoi, mes sentiments se sont modifiés. Mais par la suite, heureusement pour moi, il en fut ainsi. Voici un certain temps, 3 mois au moins, qu'il m'est parfaitement indifférent. Vous pouvez me croire, madame Weston, c'est l'exacte vérité. Madame Weston embrassait Emma avec des larmes de joie, et quand elle retrouva la parole, elle dit: c'est pour moi un soulagement inexprimable que de vous entendre parler ainsi. M. Weston ne sera pas moins heureux. Nous nourrissions depuis longtemps le secret espoir de voir naître un attachement entre vous, et nous étions persuadés
que notre désir s'était réalisé. En conséquence, ma chère Emma, vous pouvez vous imaginer ce que nous avons souffert à votre sujet. J'ai échappé à ce péril, mais mon immunité ne peut lui servir d'excuse, et je dois dire que je le trouve gravement dans son tort. De quel droit est-il venu parmi nous, après avoir engagé sa foi, en affectant les manières d'un homme parfaitement libre? Comment a-t-il pu se permettre de distinguer publiquement une jeune fille alors qu'il avait donné son cœur à une autre? Il se préoccupait peu des conséquences possibles. Pouvait-il être assuré que je ne m'éprendrais pas de lui? Il a eu tort, grandement tort. D'après ce qu'il nous a dit, ma chère Emma, j'imagine. Et comment mademoiselle Fairfax a-t-elle consenti à être la spectatrice d'une aussi inconvenante comédie? C'est là un degré de placidité que je ne puis ni comprendre ni respecter. Il y avait, paraît-il, un malentendu entre eux, Emma. Il n'a pas eu le temps de nous donner des explications détaillées, car il est resté à peine un quart d'heure. Et de plus, son état d'extrême agitation ne lui a pas permis de profiter des instants dont il pouvait disposer. La crise actuelle semble avoir été amenée par ces malentendus, qui provenaient sans doute de la légèreté de sa conduite. Légèreté! Oh, madame Weston, une pareille attitude mérite d'être qualifiée beaucoup plus sévèrement. Le voici tombé bien bas dans mon estime. Cette manière d'agir est tout l'opposé de cette intégrité, de cette stricte adhérence à la vérité, de ce dédain du mensonge et de la dissimulation qu'un homme se doit à lui-même de conserver dans toutes les circonstances de la vie. Ah, ma chère Emma, il faut maintenant que je prenne son parti. Il a eu grandement tort sur un point, mais je le connais assez pour me porter garante, malgré les apparences, de la noblesse de son caractère. Mais j'y pense, reprit Emma. Il y a madame Smallbridge par-dessus le marché. Jane était sur le point de s'engager comme gouvernante. Qu'est-ce que cela signifie? Comment a-t-il toléré une négociation de ce genre? Il n'était au courant de rien, Emma. À ce point de vue, il n'a pas de reproche à se faire. C'est elle qui a pris cette résolution sans la lui faire connaître. Jusqu'à hier, il ignorait absolument les plans de mademoiselle Fairfax. Il en a eu la révélation soudaine, je ne sais trop comment, par quelque lettre ou message. C'est cette découverte qui l'amena à prendre la résolution de tout avouer à son oncle, de faire appel à l'affection de ce dernier et de mettre un terme aux cachotteries de tout genre. Je dois bientôt avoir de ses nouvelles. Attendons donc sa lettre. Elle peut atténuer sa responsabilité. Peut-être nous fera-t-elle comprendre et excuser des erreurs que nous ne pouvons nous expliquer aujourd'hui. Ayons patience. C'est mon devoir de lui prouver mon affection. Et maintenant que je suis rassurée sur un point essentiel, je désire voir les choses tourner à son avantage. Ils ont dû souffrir tous les deux beaucoup avec ce système de dissimulation. Dans tous les cas, reprit Emma, les souffrances ne paraissent pas l'avoir beaucoup affecté. Eh bien, comment m Churchill a-t-il pris la confidence? Aussi bien que possible. Il a donné son consentement sans difficulté. Quel incroyable changement ces derniers événements ont amené dans cette famille. Pendant la vie de la pauvre madame Churchill, personne n'aurait même songé à une pareille éventualité. Son influence ne lui aura pas survécu longtemps. La conversation décisive a eu lieu hier, et Frank s'est mis en route ce matin à l'aube. Il s'est arrêté, je pense, à Highbury chez les Bates, et ensuite il est venu ici. Mais il avait hâte de retourner auprès de son oncle, et comme je vous l'ai dit, il n'a pu nous consacrer qu'un quart d'heure. Il était très agité, tout à fait différent de lui-même. En outre des raisons antérieures,
il avait eu l'émotion de trouver mademoiselle Fairfax sérieusement malade. Il avait été d'autant plus affecté qu'il n'avait aucun soupçon de l'état de santé précaire de la jeune fille. Il paraissait véritablement avoir beaucoup souffert. Et croyez-vous maintenant que toute cette affaire ait été cachée à tous? Les Campbell, les Dixon, n'étaient-ils pas au courant? Emma ne put pas prononcer sans rougir le nom de Dixon. En aucune façon, répondit mme Weston. Il m'a affirmé que personne au monde ne savait rien. Eh bien, dit Emma, je m'accoutumerai peu à peu, je suppose, à cette idée, et je leur souhaite d'être heureux. Je continue cependant à trouver que sa manière d'agir a été abominable. Il avait organisé un véritable guet-apens. Arrivé ici avec des professions de foi les plus franches, et en réalité se liguer pour nous espionner tous. Nous pensions vivre sur un pied de vérité et d'honneur avec deux personnes qui, à notre insu, échangeaient leurs impressions. Cette duplicité leur aura valu sans doute d'entendre parler l'un de l'autre sans ménagement. Je suis bien tranquille de ce côté, reprit mme Weston. Je suis sûre de n'avoir rien dit que tous deux ne pussent entendre. Vous avez de la chance. Votre unique erreur n'a eu que moi pour confidente. Vous vous imaginiez qu'un de nos amis était amoureux de la jeune personne. C'est vrai, mais je n'avais à ce propos aucune critique à formuler. D'autre part, en ce qui concerne Frank, je ne suis pas inquiète de mes confidences. À ce moment, m Weston fit son apparition à peu de distance de la fenêtre, guettant évidemment l'instant de rentrer. Sa femme l'appela d'un signe, et pendant qu'il faisait le tour de la maison, elle ajouta: Maintenant, ma chère Emma, laissez-moi vous prier d'avoir l'air et de vous dire satisfaite, afin de le tranquilliser tout à fait et de le disposer à approuver ce mariage. Sans doute, ce n'est pas une alliance brillante, mais du moment que m Churchill s'en contente, nous n'avons aucune raison de nous montrer plus exigeants. D'autre part, c'est une très heureuse circonstance pour Frank qu'il se soit épris d'une jeune fille d'un caractère si sérieux et d'un jugement si parfait. Telle est, du moins, l'opinion que j'avais toujours eue de mademoiselle Fairfax, et je suis disposée à lui conserver mon estime, malgré cet écart à la règle du devoir. En considération des difficultés de sa position sociale, je lui accorde des circonstances atténuantes. Vous avez raison, reprit Emma avec cœur. Si une femme peut être excusable de ne penser qu'à elle-même, c'est bien dans une situation de ce genre. m Weston s'approcha à ce moment, et Emma l'accueillit d'un sourire en disant: C'est un joli tour que vous m'avez joué, sur ma parole. Vous vouliez sans doute mettre ma curiosité à l'épreuve et exercer ma perspicacité. Mais vous m'avez vraiment effrayée. J'ai cru que vous aviez perdu au moins la moitié de votre fortune, et voici que je découvre, au lieu d'un sujet de condoléance, matière à félicitations. Je vous fais mes compliments, monsieur Weston. Vous allez avoir pour bru une des plus ravissantes et des plus accomplies jeunes filles d'Angleterre. Il jeta un regard à sa femme pour s'assurer que ce discours était sincère. Le résultat fut immédiat. Son maintien et sa voix retrouvèrent leur vivacité accoutumée. Il prit la main d'Emma et la serra avec reconnaissance. Ils causèrent encore un peu de temps, et en reconduisant Emma à Hartfield, m Weston n'était pas loin d'envisager l'avenir de son fils sous le jour le plus favorable. Fin du chapitre 45. Enregistré par Margot. Chapitre 46 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org.
Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 46. Quand elle fut seule, Emma se prit à réfléchir aux diverses conséquences du nouvel état de choses. Elle n'aurait plus désormais à plaindre Jane, dont les maladies et les tourments, ayant la même origine, disparaîtraient sans doute en même temps. Les jours tristes pour mademoiselle Fairfax étaient passés. Celle-ci serait maintenant heureuse, bien portante et riche. Emma se rendait compte pourquoi ses avances avaient été systématiquement repoussées. Évidemment, c'était par jalousie. Aux yeux de Jane, elle avait été une rivale. Tout s'expliquait. Une promenade dans la voiture d'Hartfield eût été une torture, et l'arrowroot provenant des réserves d'Hartfield ne pouvait être qu'un poison. Elle ne conservait donc pas rancune à la jeune fille qui méritait à tous égards. Elle se plaisait à le reconnaître, le bonheur et l'élévation qui allaient lui échoir. À ce moment, Emma entendit le pas et la voix d'Harriet. Elle se composa une contenance, ne voulant rien laisser paraître des sentiments qui l'agitaient. M. Weston, en effet, lui avait recommandé la discrétion. Eh bien, mademoiselle Woodhouse, dit Harriet, en pénétrant vivement dans la pièce, n'est-ce pas la plus extraordinaire nouvelle qu'on puisse imaginer? De quelle nouvelle voulez-vous parler? Reprit Emma. Je fais allusion au mariage de Jane Fairfax. Ne craignez rien. Vous pouvez parler librement, car M. Weston vient lui-même de me mettre au courant, sous le sceau du secret. Il a ajouté que, bien entendu, vous saviez tout. Dans ce cas, ma chère Harriet, je n'ai pas de raison pour observer une réserve superflue. Il est surprenant, en effet, que nous ayons été dupés si longtemps. Personne ne pouvait s'attendre à ce coup de théâtre. Sans doute, dit Emma, je n'avais pas le moindre soupçon. Mais il ne faut pas s'étonner outre mesure de la disproportion apparente de cette union. Les mariages de ce genre sont fréquents, et l'amour autorise tous les espoirs. Puisque vous envisagez le fait de cette manière, mademoiselle Woodhouse, reprit Harriet en rougissant, je veux vous faire une confidence que je retardais de jour en jour. De quoi s'agit-il? Répondit Emma avec une certaine gêne. Vous n'étiez pas, j'espère, éprise de Frank Churchill? Non, du tout. Depuis longtemps mon cœur est engagé. J'ai suivi votre conseil, j'ai observé et j'ai réglé ma conduite d'après celle de la personne en question. J'osais à peine, au début, lever les yeux sur lui, mais vous m'avez toujours dit que l'amour égalisait les conditions. L'exemple de M. Frank Churchill m'encourage. Il est néanmoins très supérieur à ce dernier. Vous, mademoiselle Woodhouse, qui l'avez toujours connu, vous serez à même de juger si... Emma avait écouté son amie avec calme d'abord, puis soudain elle avait eu la révélation de la vérité. Harriet, dit Emma d'une voix tremblante, entendons-nous bien dès maintenant? Parlez-vous de M. Knightley? Oui. Dois-je comprendre que vous ne m'auriez pas encouragée si je vous avais parlé plus tôt de mes rêves? Elle s'arrêta quelques instants, mais Emma ne pouvait parler et Harriet reprit. Bien entendu, mademoiselle Woodhouse, vous jugez l'un des millions de fois au-dessus de l'autre, mais j'espère, en supposant, si j'avais le bonheur, si M. Knightley acceptait cette différence de situation, j'espère que vous ne chercherez pas à créer des difficultés. Vous êtes trop bonne pour ne pas souhaiter mon bonheur, je le sais. Emma regarda Harriet d'un air consterné et dit: Avez-vous l'idée, Harriet, que M. Knightley réponde à votre affection? Oui, reprit Henriette avec modestie, mais avec fermeté. J'ai lieu de le croire. Emma détourna la tête aussitôt, et elle demeura immobile, muette, le regard fixe.
quelques minutes suffirent pour lui faire connaître le tréfonds de son cœur, la raison de sa souffrance aiguë qu'elle ressentait à la pensée qu'Harriet fût éprise de m knightley et peut-être payée de retour lui fut soudain révélée. C'était elle-même et non une autre que m knightley devait épouser. Elle s'efforça pourtant par respect pour elle-même de conserver les apparences. De plus, elle n'oubliait pas ses torts à l'égard d'Harriet, et elle ne se sentait pas le droit de la rendre malheureuse par sa froideur. Elle prit donc la résolution d'écouter avec calme et même avec intérêt. Dans son propre avantage, du reste, il convenait qu'elle fût mise au courant de toute l'étendue des espérances d'Harriet. Celle-ci n'avait rien fait pour mériter de perdre une affection qui avait été si résolument entretenue, et pour être blessée par la personne dont les conseils lui avaient été si funestes. Emma, en conséquence, mit fin à ses réflexions, dissimula son émotion, et se tournant vers Harriet, elle reprit la conversation d'un ton plus engageant. Harriet, de son côté, s'était laissée aller à évoquer d'encourageants souvenirs et n'attendait que d'en être priée pour donner de nouveaux détails. Emma écoutait avec patience le récit d'Harriet. Il ne fallait pas s'attendre à ce qu'il fût parfaitement ordonné et méthodique, mais une fois séparé des ornements superflus, des répétitions, il restait une réalité suffisante pour la désespérer. Depuis le soir où il a dansé avec moi, dit-elle, je me suis aperçue d'un changement complet dans la manière de m knightley. Il m'adressait souvent la parole et ne manquait aucune occasion de se montrer empressé. Dernièrement, ses attentions sont devenues encore plus marquées, et pendant les diverses promenades, il s'est à plusieurs reprises approché de moi, et toute son attitude indiquait clairement qu'il se mettait en frais. Emma, de son côté, était forcée de reconnaître avoir remarqué aussi cette métamorphose. Harriet répéta certaines expressions approbatives. Il l'avait louée d'être simple, d'avoir des sentiments honnêtes et généreux. Naturellement, beaucoup de petits faits, un regard, une attention, une marque de préférence, dont Harriet gardait un souvenir fidèle, étaient passés inaperçus aux yeux d'Emma. Pourtant, deux des dernières circonstances sur lesquelles Harriet fondait le plus d'espoir avaient eu Emma pour témoin. La première était la promenade qu'il avait faite en tête-à-tête avec elle dans l'allée de tilleuls de donwell. Après m'avoir amenée à me séparer du reste des promeneurs, expliqua Harriet, il s'est mis à me parler sur un ton de particulière intimité, et je ne puis évoquer ce souvenir sans émotion. Il parut vouloir s'informer si mes affections étaient engagées, mais vous vous êtes approchés à ce moment et il a immédiatement changé de conversation pour parler agriculture. Le second fait significatif consistait à être demeuré près d'une demi-heure avec elle en attendant le retour d'Emma lors de sa dernière visite à Hartfield. Il avait pris la précaution d'avertir en entrant qu'il ne pouvait pas rester plus de 5 minutes, bien plus. Au cours de notre conversation, il m'a avoué s'éloigner à regret de chez lui pour aller à Londres, où ses affaires l'appelaient. Emma n'avait reçu aucune confidence de ce genre, et la confiance témoignée à Harriet lui fut particulièrement pénible. Au bout de quelques instants de réflexion, Emma trouva une interprétation plausible de l'allusion particulièrement grave faite aux sentiments d'Harriet, et elle demanda: ne serait-il pas possible qu'en vous interrogeant sur l'état de votre cœur, il ait eu l'intérêt de m martin en vue? Mais Harriet rejeta cette idée avec dédain. M martin? Non, vraiment, il n'a été question d'aucune façon de m martin. J'ai maintenant un goût plus raffiné, et je ne mérite pas ce soupçon. Puis Harriet fit appel à sa chère mademoiselle Woodhouse
et lui demanda si elle ne jugeait pas qu'elle avait de bonnes raisons d'espérer. Au début, continua-t-elle, je n'aurais pas eu la présomption de penser qu'un pareil bonheur fût possible, mais maintenant je ne me sens pas indigne de lui. Emma fut obligée de faire un effort considérable pour garder son sang-froid, et elle répondit: je puis vous dire une chose, Harriet. M. Knightley est la dernière personne sur la terre qui laisserait volontairement supposer à une femme qu'il a pour elle de l'affection, si tel n'était pas le cas. Harriet se sentit pleine de vénération pour son amie en entendant un commentaire si encourageant, et Emma n'échappa aux manifestations de tendresse et de reconnaissance que grâce à l'arrivée de M. Woodhouse. Ce dernier rentrait et s'était arrêté un instant dans l'antichambre. Harriet était très agitée. Craignant de ne pouvoir retrouver son aisance habituelle et d'inquiéter M. Woodhouse, elle prit le parti de s'en aller et sortit par une autre porte. Emma ne la retint pas, et, restée seule, ne put s'empêcher de s'écrier: quelle fatalité de l'avoir rencontré! Le reste de la journée et la nuit suivante, Emma s'abandonna à ses réflexions. Tout ce qu'elle venait d'apprendre provoquait une grande confusion dans son esprit. Chaque moment avait amené une nouvelle surprise, et chaque surprise était une nouvelle humiliation. Elle s'asseyait, marchait, montait dans sa chambre, se promenait dans le parc, et ne trouvait de repos nulle part. Elle s'efforçait de voir clair dans son propre cœur. Depuis combien de temps M. Knightley lui était-il si cher? À quelle époque son influence avait-elle commencé? Était-ce au moment où Frank Churchill avait cessé de l'intéresser? En se rappelant le passé, il lui apparut qu'elle n'avait jamais cessé de considérer M. Knightley comme de beaucoup supérieur. Son engouement pour Frank Churchill avait été évidemment superficiel. Telle fut la conclusion de cette première série de réflexions. Seule son affection pour M. Knightley surnageait. Tout le reste lui faisait horreur. Elle eut honte d'elle-même en examinant sa conduite. Avec une insupportable vanité, elle s'était imaginé pénétrer le secret des sentiments de chacun et avait eu la prétention de diriger les destinées à son gré. Elle s'était trompée de toute façon. Elle avait causé le malheur d'Harriet, son propre malheur, et elle commençait à le craindre, celui de M. Knightley. De ce côté, pourtant, elle conservait de l'espoir. L'affection de M. Knightley pouvait très bien n'exister que dans l'imagination d'Harriet. M. Knightley et Harriet Smith! En comparaison, l'attachement de Frank Churchill et de Jane Fairfax paraissait tout naturel. Elle prévoyait l'indignation de M. John Knightley et le blâme général que ce mariage rencontrerait. Tout en n'y croyant pas, elle était forcée de reconnaître que cette hypothèse n'était pas absolument sans fondement. La chance et les circonstances n'avaient-ils pas toujours été parmi les facteurs du destin? La lourde part de responsabilité qui lui incombait de toute façon l'accablait. Si, laissant Harriet dans le milieu où elle était appelée à vivre, elle ne se fût pas opposée à un mariage avec M. Martin, les malheurs actuels eussent été évités et le bonheur de la jeune fille assuré. Elle s'étonnait qu'Harriet ait eu l'audace de penser à M. Knightley. Comment était-elle assez présomptueuse pour s'imaginer être l'élue d'un homme de cette valeur et de cette distinction, et avant d'en avoir reçu l'assurance formelle? Il n'y avait qu'une explication. Harriet n'avait plus conscience de son infériorité de situation et d'intelligence. Hélas, n'était-ce pas aussi son œuvre? Qui donc avait fait tant d'efforts pour donner à Harriet une haute opinion d'elle-même? Qui donc lui avait conseillé de s'élever socialement, lui avait assuré qu'elle pouvait prétendre à un grand mariage? Si Harriet
modeste et humble autrefois, était devenue vaniteuse, à qui la faute? Chapitre 46. Enregistré par Margot. Chapitre 47 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Martine. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 47. Jusqu'au moment où elle se sentit menacée de perdre la priorité dans les affections de M. Knightley, Emma ne s'était jamais rendu compte combien il importait à son bonheur de la conserver. Elle savait pourtant ne pas mériter la préférence qu'il lui témoignait depuis des années. Elle avait souvent été peu amicale, repoussant les conseils qu'il lui donnait, et souvent même le contredisant exprès, se querellant avec lui contre toute raison. Néanmoins, il ne s'était jamais lassé de veiller sur elle et de s'efforcer de la rendre meilleure. Malgré tous ses défauts, elle savait lui être chère. Elle n'osait plus dire très chère. De toute façon, il ne se mêlait aucun aveuglement à l'affection que M. Knightley avait pour elle. Combien il s'était montré choqué de la moquerie à l'adresse de Mlle Bates. Ses reproches étaient justifiés, mais ne pouvaient provenir que d'un sentiment d'affectueux intérêt et non d'une tendresse passionnée. Elle ne nourrissait donc personnellement aucun espoir d'être aimée. Mais par moments, elle se prenait à espérer qu'Henriette s'était illusionnée sur l'affection de M. Knightley à son égard. Elle le souhaitait, non seulement pour elle-même, mais pour lui. Elle souhaitait seulement qu'il demeurât célibataire toute sa vie. Si rien n'était changé pour son père ni pour elle, si Donwell et Hartfield conservaient leur relation d'amitié et de confiance, elle retrouverait la paix. Emma ne doutait pas qu'une fois en présence de M. Knightley et d'Henriette, elle ne fût à même de se rendre compte de la situation exacte. Elle pensait en avoir l'occasion avant peu. On attendait en effet M. Knightley de jour en jour. Dans l'intervalle, elle résolut de ne pas voir Henriette. En conséquence, elle lui écrivit amicalement, mais fermement, pour la prier de ne pas venir pour l'instant à Hartfield. Elle lui disait avoir la conviction que toute discussion confidentielle sur un certain sujet devait être évitée. Dans ces conditions, il était préférable qu'elles ne se trouvassent pas en tête-à-tête pendant quelques jours. Emma terminait sa lettre quand on introduisit Madame Weston. Celle-ci, qui venait de faire une visite à sa future belle-fille, s'était arrêtée à Hartfield avant de rentrer pour mettre Emma au courant de cette intéressante entrevue. Emma était curieuse de savoir ce qui s'était passé et elle écouta Madame Weston avec attention. « Quand je me suis mise en route, dit Madame Weston, j'étais un peu nerveuse. Pour ma part, j'aurais préféré écrire à Mademoiselle Fairfax tout simplement et remettre à plus tard cette visite de cérémonie. Je la jugeais inopportune, tant que l'engagement devait être tenu secret. Il ne me semblait pas possible de faire une démarche de ce genre sans provoquer de commentaires. Mais M. Weston était extrêmement désireux de donner à Mademoiselle Fairfax et à sa famille un témoignage de son approbation. « Je suis d'avis, me dit-il, que notre venue passera inaperçue, et du reste, quand bien même il en serait autrement, je n'y vois pas en vérité d'inconvénient. Ce genre d'événement finit toujours par transpirer. » Emma sourit en pensant aux excellentes raisons qu'avait M. Weston de parler ainsi. « Finalement, reprit Mme Weston, nous sommes partis. Nous avons trouvé tout le monde à la maison. Jane était très confuse et n'a pu prononcer une parole. La paisible satisfaction de la vieille dame et surtout l'enthousiasme délirant de Mlle Bates ont apporté une diversion opportune. Après un échange de félicitations réciproques, j'ai pris prétexte de la récente maladie de Mlle Fairfax pour l'inviter à venir faire un tour en voiture. Tout d'abord, elle a refusé, mais sur mes instances, elle s'est laissée convaincre. Naturellement, elle commença par s'excuser d'avoir gardé le silence pendant notre visite, et elle m'exprima toute sa reconnaissance dans les meilleurs termes. J'ai pu la mener ensuite, en l'encourageant affectueusement, à me parler des différentes circonstances de ses fiançailles.
Je suis convaincu qu'une conversation de ce genre a dû être un grand soulagement pour Jane, qui depuis si longtemps avait été forcée de se replier sur elle-même. Elle m'a dit combien elle a souffert pendant cette longue dissimulation. Elle montre beaucoup d'énergie. Je me rappelle ses propres paroles. Sans prétendre n'avoir pas éprouvé depuis mes fiançailles quelques moments de bonheur, à partir de ce jour je puis affirmer que je n'ai jamais connu une heure de paix. Ses lèvres tremblaient, Emma, en parlant, et son émotion m'a été au cœur. Pauvre fille, dit Emma, elle reconnaît donc avoir eu tort de consentir à engager secrètement sa foi. Tort? Personne, je crois, ne peut la blâmer plus sévèrement qu'elle n'est disposée à se blâmer elle-même. Mon erreur a eu pour résultat, a-t-elle ajouté, de me condamner à de perpétuels tourments, et c'est justice. Mais d'avoir été punie ne diminue pas ma faute. La souffrance n'est pas une expiation. Je serai toujours coupable. J'ai agi contrairement à toutes mes idées, et la tournure heureuse que les choses ont prise, toutes les marques de bonté que je reçois actuellement, j'ai conscience de ne pas les mériter. Ne croyez pas, madame, qu'on ne m'ait pas donné de bons principes. Les amis qui m'ont élevée ne méritent aucun blâme. Toute la responsabilité de mes actes m'incombe tout entière. Malgré l'atténuation que les événements paraissent apporter à ma conduite, je redoute encore aujourd'hui de mettre le colonel Campbell au courant. Pauvre fille, répéta Emma. Elle l'aime beaucoup, je suppose. Son amour avait paralysé son jugement. Oui, je ne doute pas qu'elle soit extrêmement éprise. Je crains, dit Emma en soupirant, d'avoir souvent contribué à la rendre malheureuse. Vous agissiez, ma chérie, en toute innocence, mais il est probable qu'elle pensait à cette circonstance quand elle a fait allusion au malentendu dont il nous avait déjà parlé de son côté. Une des conséquences naturelles de l'erreur dans laquelle je m'étais fourvoyée, a-t-elle ajouté, fut de me rendre déraisonnable. Consciente d'avoir mal agi, je vivais dans une perpétuelle inquiétude. J'étais devenue capricieuse et irritable à un point qui a dû être pour lui pénible à supporter. Je ne tenais pas compte, ainsi que j'aurais dû le faire, de son caractère et de son heureuse vivacité, de cette gaieté, de cette disposition enjouée qui dans d'autres circonstances m'eussent enchantée, comme elle m'avait enchantée au début. Elle a ensuite parlé de vous et de la grande bonté que vous lui avez témoignée pendant sa maladie. Et en rougissant, elle m'a prié de vous remercier à la première occasion. Elle sent bien qu'elle n'a jamais reconnu comme il convenait les bons procédés dont vous avez usé envers elle. Ah, madame Weston, s'il fallait faire le compte du mal et du bien. Allons, allons. Il faut tout oublier. Je vous remercie de m'avoir apporté ces intéressants détails. Jane Fairfax apparaît sous un jour tout à fait favorable. Elle sera, j'espère, très heureuse. La fortune est, fort à propos, du côté du jeune homme, car je crois que le mérite sera du côté de la jeune fille. Une telle conclusion ne pouvait pas rester sans réponse du côté de madame Weston. Celle-ci avait fort bonne opinion de Frank à tous les points de vue, et de plus elle l'aimait beaucoup. Elle prit donc sa défense avec sincérité, mais elle ne put réussir à conserver l'attention d'Emma. La pensée de celle-ci était à Brunswick Square ou à Donwell, et elle n'écoutait pas. Madame Weston dit en manière de conclusion « Nous n'avons pas encore reçu la lettre que nous attendons avec tant d'impatience, mais elle ne tardera pas à arriver. » Emma répondit au hasard sans se rappeler de quelle lettre il était question. « Vous sentez-vous bien, Emma » dit madame Weston en partant. « Oh, parfaitement » ajouta-t-elle, dans l'espoir de réparer sa distraction. « Je suis toujours bien, vous savez. Ne manquez pas de me donner des nouvelles dès que vous recevrez la lettre. » Emma trouva encore dans les confidences de madame Weston matière à amère réflexion. Elles augmentèrent en effet son estime et sa compassion pour mademoiselle Fairfax. Combien je regrette, pensait-elle, de ne pas avoir cherché à la mieux connaître. Si j'avais suivi les conseils de M. Knightley et choisi Jane Fairfax pour amie au lieu d'Henriette Smith, je n'aurais très probablement connu aucune des souffrances qui m'accablent aujourd'hui. La naissance, les talents, l'éducation étaient des titres de recommandation que je n'aurais pas dû négliger. Elle se rappelait avec chagrin ses abominables soupçons concernant un attachement coupable pour M. Dixon et circonstance aggravante leur divulgation précisément à Frank Churchill. Cette confidence a dû être pour Jane Fairfax une cause de perpétuel tourment, par suite de la légèreté de ce dernier.
Jamais nous n'avons dû être tous les trois réunis sans que mon attitude et celle du jeune homme n'aient cruellement blessé Jane Fairfax. C'est sans doute à la suite de notre conduite extravagante pendant l'excursion de Box Hill que la pauvre fille a pris la résolution de ne pas s'exposer plus longtemps à cette torture. La journée fut longue et mélancolique à Hartfield. Le temps ajoutait encore à la tristesse. La pluie ne cessait de tomber, et on ne se serait pas cru au mois de juillet si les arbres et les buissons n'avaient rendu témoignage à l'été. La longueur du jour semblait ajouter encore, par un interminable crépuscule, à la tristesse de ce désolant spectacle. Le temps affectait M. Woodhouse, et pour réconforter son père, Emma dut faire appel à toutes ses ressources. Elle se rappelait leur premier tête-à-tête le jour du mariage de Mme Weston, mais ce soir-là, M. Knightley était entré peu après le thé et avait dissipé la mélancolie. Hélas, bientôt peut-être les courtes visites qui étaient la preuve de l'attraction exercée par Hartfield iraient en s'espaçant. Les prévisions pessimistes d'alors s'étaient réalisées. Aucun de leurs amis ne les avait abandonnés. Plût au ciel que les mauvais présages actuels se dissipassent aussi. Sinon Hartfield serait comparativement déserté. Elle resterait seule pour égayer son père parmi les ruines de son propre bonheur. En effet, l'enfant qui devait naître à Randalls serait pour Mme Weston un nouveau lien qui l'attacherait à sa maison, et Emma elle-même passerait au second plan. Frank Churchill ne reviendrait plus parmi eux, et Mademoiselle Fairfax cesserait bientôt d'appartenir à Highbury. Il se marierait et s'installerait probablement à Enscombe. Si à ces défections venait s'ajouter celle de M. Knightley, quels amis resteraient à leur portée? La seule pensée que M. Knightley ne viendrait plus passer sa soirée auprès d'eux n'entrerait plus à toutes les heures du jour causait à Emma un véritable désespoir. Et si Henriette devait être l'élue, la première, la bien-aimée, l'amie, la femme aux côtés de laquelle M. Knightley trouverait la joie de l'existence, elle verrait s'ajouter à son chagrin le perpétuel regret d'avoir été elle-même l'artisan de son malheur. Arrivée à ce point de ses réflexions, Emma ne pouvait s'empêcher de sursauter ou de soupirer, ou même de se lever pour marcher de long en large. Sa seule consolation était dans la pensée des efforts qu'elle était résolue à faire. Elle espérait, quelle que fût la monotonie des années à venir, avoir au moins la satisfaction de se sentir plus raisonnable et plus consciente. Fin du chapitre 47. Lu par Martine. Chapitre 48 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 48. Le temps continua à être mauvais jusqu'au lendemain matin, mais dans l'après-midi le soleil s'éclaircit. M. Perry arriva après déjeuner, disposé à tenir compagnie à M. Woodhouse pendant 1 heure, et Emma en profita pour sortir aussitôt. Elle espérait trouver quelque soulagement en contemplant l'aspect triomphal de la nature après l'orage. La végétation exhalait une senteur pénétrante et tout semblait revêtir une grâce nouvelle. En arrivant à l'extrémité du jardin, elle aperçut M. Knightley qui venait à sa rencontre. Emma fut d'autant plus surprise qu'elle le croyait encore à Londres, et elle eut à peine le temps de se composer un visage. Ils se saluèrent avec un peu d'embarras. Elle s'informa de leurs parents communs. Tout le monde va bien. Quand les avez-vous quittés? Ce matin même. Vous avez dû être mouillé en chemin. Oui. Il manifesta l'intention de l'accompagner dans sa promenade. Emma remarqua de suite l'air préoccupé de son compagnon. Elle eut l'idée qu'il avait parlé à son frère de ses projets. Il était sans doute affecté de n'avoir pas rencontré l'approbation de celui-ci. Ils marchèrent ensemble silencieusement. Il jetait de temps en temps un regard du côté de la jeune fille dont il cherchait à observer le visage. Emma trouva dans ce manège
une nouvelle raison d'inquiétude. Il avait peut-être l'intention de lui parler de son attachement pour Harriet, et il attendait un mot d'encouragement. Elle ne se sentit pas la force de provoquer une confidence de ce genre. Néanmoins, ne pouvant supporter un silence qui était si peu dans les habitudes de m knightley, après un instant d'hésitation, elle dit: vous allez trouver des nouvelles qui vous surprendront. Vraiment? Reprit-il tranquillement en la dévisageant. Et de quelle nature? Des nouvelles couleurs de rose. Il s'agit d'un mariage. Il reprit, après s'être assuré qu'elle ne spécifiait pas. Il s'agit de mademoiselle Fairfax et de Frank Churchill. Je suis au courant. Comment est-ce possible? Dit Emma en se tournant vivement vers lui, les joues empourprées. Elle venait de penser: serait-il passé chez madame Goddard avant de venir? J'ai reçu ce matin une lettre de m weston concernant les affaires de la paroisse, et à la fin il me donnait un bref récit de ce qui s'était passé. Emma respira et put ajouter avec un peu plus de calme: vous avez probablement été moins surpris qu'aucun de nous, car vous aviez des soupçons. Je me rappelle que vous avez une fois essayé de me mettre sur mes gardes. Je regrette de ne vous avoir pas écouté. Mais, ajouta-t-elle avec un soupir, j'étais sans doute condamnée à être aveugle jusqu'au bout. Ils restèrent silencieux l'un et l'autre pendant quelques instants, et elle ne se rendit pas compte d'avoir éveillé chez lui un intérêt particulier, quand soudain elle sentit le bras de m knightley passer sous le sien. En même temps, ce dernier dit à voix basse, d'un ton de profonde sympathie: le temps, ma chère Emma, cicatrisera cette blessure. Votre propre bon sens, les efforts que vous ferez par égard pour votre père, vous soutiendront, je le sais. Les sentiments de l'amitié la plus chaude. Vous ne doutez pas de mon indignation. Cet abominable coquin. Et élevant la voix, il ajouta: il sera bientôt parti. Ils iront en Yorkshire. Je suis fâché pour Jane. Elle méritait un meilleur sort. Emma comprit, et dès qu'elle fut revenue de l'émotion agréable provoquée par une si tendre commisération, elle reprit: vous êtes bien bon, mais vous vous trompez, et il faut que je remette les choses au point. Je n'ai pas besoin de ce genre de compassion. Mon aveuglement m'a conduite à agir à leur égard d'une façon dont je serai toujours honteuse, mais je n'ai aucune raison de regretter de n'avoir pas été mise plus tôt dans le secret. Emma, dit-il avec émotion, est-ce possible? Puis se ravisant: non, non, je vous comprends, pardonnez-moi. Néanmoins, je suis heureux que vous puissiez parler de cette façon. Il ne mérite pas d'être regretté, et avant longtemps, j'espère, vous éprouverez véritablement les sentiments que vous exprimez aujourd'hui par raison. Je n'ai jamais pu, je l'avoue, m'assurer d'après vos manières du degré d'attachement que vous ressentiez. Monsieur Knightley, reprit Emma en s'efforçant de sourire, je me trouve dans une position embarrassante. Je ne puis vous laisser dans votre erreur, et pourtant, puisque mes manières ont prêté à cette interprétation, j'éprouve autant de honte en confessant que je n'ai jamais été attachée à la personne en question, qu'une femme en ressent généralement à faire l'aveu contraire, mais c'est la vérité. Il écouta avec attention et ne répondit rien. Emma jugea que de plus amples explications étaient sans doute nécessaires, et bien qu'il fût pénible de se montrer sous un jour si défavorable, elle continua: je n'ai pas grand'chose à dire pour ma défense. J'ai agréé ses hommages sans l'encourager formellement. C'est une vieille histoire, un cas très ordinaire dans lequel se sont trouvées des centaines de femmes. Mais moi, qui ai toujours eu des prétentions à la sagacité, je suis particulièrement coupable. Diverses circonstances
favorisèrent la tentation. Il venait continuellement à la maison. C'était le fils de m weston. Il ne me déplaisait pas. Pour tout dire, ma vanité était flattée, et j'ai permis qu'il me fît la cour. Depuis longtemps, du reste, je n'attachai aucune importance à ses attentions. Je les considérais comme une habitude, et je ne les prenais pas au sérieux. Il s'était imposé à moi, mais il n'a jamais touché mon cœur. Et maintenant, je m'explique sa conduite. Il n'a jamais cherché à se faire aimer. Il se servait simplement de moi pour cacher ses desseins véritables. Son but était de tromper tout le monde, et personne, à coup sûr, ne s'est laissé prendre à son manège avec plus de naïveté que moi. Mais si j'ai joué avec le feu, j'ai eu la bonne fortune de ne pas me brûler. Il garde le silence quelques instants, parut réfléchir et répondit enfin de son ton habituel. Je n'ai jamais eu haute opinion de Frank Churchill, mais il est possible que je l'ai mal jugé. Nos relations ont été très superficielles. Dans tous les cas, il se peut qu'il s'amende. Avec une telle femme, on est en droit de tout espérer. À cause d'elle, dont le bonheur dépend de la conduite et de la valeur morale du jeune homme, je suis disposé à lui faire crédit pour l'avenir. Je ne doute pas qu'il soit heureux, dit Emma. Je crois qu'ils sont sincèrement attachés l'un à l'autre. C'est un homme chanceux, reprit-il avec énergie. Si tôt dans la vie, à 23 ans, à un âge où, si l'on choisit une femme, on choisit généralement mal, il est aimé de cette charmante créature. Que d'années de félicité, d'après les prévisions normales, Frank Churchill a devant lui. La fortune a singulièrement favorisé ce jeune homme. Il fait connaissance d'une jeune fille à Weymouth, gagne son affection, la conserve malgré sa légèreté et sa négligence. Et il se trouve que si sa famille avait cherché une femme parfaite de par le monde, elle n'aurait pu trouver mieux. Sa tante le gênait. Elle meurt. Il n'a qu'à parler et ses amis sont anxieux d'assurer son bonheur. Il s'est mal comporté avec tous et tout le monde est enchanté de lui pardonner. En vérité, c'est un homme chanceux. Vous parlez comme si vous lui portiez envie. En effet, Emma, à un certain point de vue, je l'envie. Emma eut impression que m knightley se disposait à faire allusion à Harriet, et dans l'espoir d'éviter ce sujet, elle ne fit aucun commentaire touchant cet aveu. Elle se préparait à réclamer des détails sur les enfants d'Isabelle. Mais m knightley ne lui en laissa pas le temps et il reprit. Vous êtes décidé, je vois, à ne témoigner aucune curiosité, à ne pas m'interroger. Vous êtes sage. Mais je ne puis pas l'être. Je vais vous avouer, Emma, ce que vous ne voulez pas me demander, et peut-être, dans un instant, regretterai-je d'avoir parlé. Oh, dans ce cas, ne dites rien, répondit-elle vivement. Prenez votre temps pour réfléchir. Ne vous compromettez pas. Merci, répondit-il d'un ton gravement offensé, et il se tut. Emma ne pouvait supporter l'idée de faire souffrir m knightley. Celui-ci désirait évidemment se confier à elle, peut-être la consulter. Quoi qu'il lui en coûtât, elle l'écouterait et l'aiderait, le cas échéant à prendre une décision dans un sens ou dans l'autre. Vous rentrez, je suppose, dit-il d'un air accablé. Non, reprit Emma, j'aimerais bien marcher encore un peu. M. Perry n'est pas parti. Après avoir fait quelques pas, elle ajouta. Je vous ai arrêté à l'instant d'une manière un peu brusque, m knightley. J'ai peur de vous avoir froissé. Si vous avez le désir de me parler franchement, comme à une amie, ou de me demander mon avis sur un projet, vous pouvez disposer de moi. Je vous donnerai mon opinion sincère. Comme à une amie, reprit m knightley. Non, je n'en ai pas le désir.
attendez, j'ai été trop loin déjà pour reculer. J'accepte votre offre, Emma. C'est en ma qualité d'ami que je vous pose cette question. Dites-moi la vérité. M'est-il permis d'espérer qu'un jour... Il s'arrêta, dans son anxiété de recevoir une réponse, et reprit aussitôt. Ma bien chère Emma, quel que soit le résultat de cette conversation, vous resterez toujours mon Emma bien-aimée. Répondez-moi. Dites non, si cela doit être non. La surprise empêchait Emma de parler. Vous vous taisez, dit-il avec animation. Vous gardez le silence. Pour le moment, je n'en demande pas davantage. Emma était sur le point de succomber à l'émotion. La crainte de s'éveiller d'un rêve aussi délicieux dominait encore en elle. Il continua. Je ne sais pas faire de discours, Emma, dit-il. Si je vous aimais moins, peut-être pourrais-je parler plus. Mais vous me connaissez. Vous n'avez jamais entendu de moi que la vérité. Je vous ai souvent fait des reproches et vous m'avez écouté avec patience. Supportez encore une fois, ma chère Emma, l'expression de la vérité. J'ai toujours été un amoureux bien froid, mais vous m'avez compris, j'espère. Je ne demande maintenant qu'à entendre de nouveau votre voix. Pendant qu'il parlait, Emma eut la révélation de la réalité. Les espérances d'Harriet n'avaient aucune base. Harriet n'était rien et elle-même était tout pour m Knightley. Bien heureusement, le secret d'Harriet ne lui était pas échappé et elle était bien résolue à ce qu'il restât toujours ignoré. C'était le seul service qu'elle put rendre désormais à sa pauvre amie. Emma avait maintenant retrouvé son sang-froid. Elle leva les yeux vers son compagnon et parla enfin à son tour. Que dit-elle? Bien entendu, exactement ce qu'il fallait dire. Dans ces circonstances, une femme trouve toujours la réponse appropriée. Elle lui laissa entendre qu'il n'y avait aucune raison de désespérer, bien au contraire. Emma se rendait bien compte que son injonction formelle de garder le silence avait dû enlever tout espoir à son interlocuteur. D'autre part, un aussi brusque changement de ton n'était pas naturel, mais m Knightley eut la bonne grâce de ne demander aucune explication. Le malentendu qui avait présidé à leur conversation était du reste tout superficiel. Les paroles étaient susceptibles d'une double interprétation, mais les sentiments conservaient toute leur sincérité. m Knightley ne pouvait pas prêter à Emma une plus tendre affection ni des dispositions meilleures à son égard. En vérité, il avait toujours été ignorant de sa propre influence. Il était venu pour voir comment elle supportait la nouvelle des fiançailles de m Frank Churchill, sans aucun but égoïste. Il désirait seulement, si elle lui en donnait l'occasion, lui dire quelques paroles de consolation et de réconfort. L'aveu de ses véritables sentiments avait été spontané et provoqué par l'attitude d'Emma. Dès le début de leur entretien, la ferme assurance qu'elle lui avait donnée de sa complète indifférence à l'égard de Frank Churchill lui avait fait espérer de pouvoir un jour se faire aimer lui-même. Mais il ne songeait qu'à l'avenir. La réalité lui causa une surprise délicieuse. Il avait déjà gagné l'affection qu'il aspirait à conquérir. Dans l'espace d'une demi-heure, ils étaient passés l'un et l'autre du désespoir à un état de parfaite béatitude. m Knightley avait commencé à être amoureux d'Emma et jaloux de Frank Churchill, à peu près à la même époque, le second sentiment l'ayant sans doute éclairé sur le premier. À la suite de l'excursion de Box Hill, il résolut de partir, afin de ne plus être témoin d'attentions et d'encouragements de ce genre. Il voulait essayer de devenir indifférent, mais il avait mal choisi le lieu de sa retraite. Le bonheur domestique
s'épanouissait dans la maison de son frère. La femme y tenait un trop beau rôle, et la cure s'était révélée peu efficace. Cependant, ce fut seulement quand il connut le roman de Jane Fairfax qu'il se décida à revenir. Il se réjouit sans arrière-pensée, car il jugeait Frank Churchill indigne d'Emma. Son anxiété et sa sollicitude pour celle-ci lui avaient conseillé un départ immédiat. Il se mit en route, à cheval, par la pluie et dès le déjeuner, se rendit à Hartfield. Il avait trouvé Emma agitée et déprimée. Frank Churchill était un misérable. Il l'entendit ensuite déclarer n'avoir jamais aimé ce jeune homme. Son humeur était aussitôt adoucie et une paternelle indulgence pour les erreurs de Frank Churchill remplaça son intransigeance antérieure. Lorsqu'il reprit le chemin de la maison, m knightley, tout en marchant, tenait Emma par la main et il savait qu'elle était sienne. Il aurait à cet instant, si sa pensée avait pu s'arrêter sur Frank Churchill, porté sur lui un jugement bienveillant. Fin du chapitre 48. Enregistré par Margot. Chapitre 49 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 49. Emma rentra dans le salon avec des sentiments tout différents de ceux qui l'en avaient fait sortir. Elle espérait alors trouver un peu de répit à sa souffrance, et maintenant elle éprouvait une sorte de vertige en face du bonheur qui venait si soudainement de lui échoir. Ils s'assirent autour de la table à thé. Cette réunion si simple et si habituelle prit ce jour-là, aux yeux d'Emma, une signification nouvelle. Elle réussit avec peine à dissimuler son émotion et à se montrer une attentive maîtresse de maison. Le pauvre m woodhouse ne soupçonnait guère le complot tramé contre lui par l'homme qui l'accueillait si cordialement. Il était très anxieux de savoir si m knightley n'avait pas pris froid en faisant la route à cheval par la pluie. Eût-il pu lire dans le cœur de son visiteur? Il se fût sans doute fort peu inquiété des poumons. Il fit part des nouvelles que m perry lui avait communiquées du ton le plus satisfait et le plus tranquille du monde, sans nulle appréhension de celle que les deux jeunes gens auraient pu lui offrir en échange. Pendant la nuit d'insomnie, c'était la rançon d'une telle journée, Emma s'aperçut que son bonheur n'était pas exempt de tout alliage. Il restait deux sujets de préoccupation, son père et Harriet. Elle avait conscience de leur titre. Relativement à son père, toute hésitation eût été coupable. Elle ne le quitterait jamais. Elle se sentait émue à cette seule pensée. Aussi longtemps que m woodhouse vivrait, elle ne pourrait former qu'un engagement dans ces conditions. Son père trouverait peut-être un réconfort à savoir sa fille fiancée. Au point de vue d'Harriet, la solution n'était pas si claire. Emma tenait à éviter à cette dernière toute peine inutile, à apporter tous les adoucissements possibles à la déconvenue qui l'attendait. Finalement, elle résolut d'annoncer à Harriet la cruelle nouvelle par lettre et de s'efforcer de la faire inviter à Brunswick Square pour quelques semaines. Isabelle, pendant son séjour à Hartfield, avait pris Harriet en amitié, et Emma était sûre qu'un séjour à Londres serait un plaisir pour la jeune fille. Celle-ci n'aurait sans doute pas le courage de refuser une invitation si agréable, et grâce à son heureux naturel, elle trouverait probablement un apaisement à son chagrin dans les multiples distractions de la capitale. De toute façon, Emma était heureuse de donner à son amie un témoignage d'amitié et de considération.
Emma se leva de bonne heure le lendemain matin et écrivit sa lettre à Harriet. Cette occupation la laissa un peu triste et préoccupée, et m knightley n'arriva pas un instant trop tôt. Une promenade d'une demi-heure avec lui dans le parc pour refaire au propre et au figuré le chemin de la veille fut nécessaire pour lui rendre sa tranquillité d'esprit. m knightley n'était pas parti depuis assez longtemps pour qu'emma eût la moindre velléité de donner une pensée à un autre, quand une lettre fut apportée de randalls. L'enveloppe était très épaisse. Elle en devina aussitôt le contenu et aurait voulu échapper à la nécessité de cette lecture. Elle se sentait maintenant parfaitement réconciliée avec frank churchill et n'éprouvait le besoin d'aucune explication. Néanmoins, elle fit sauter le cachet et lut le petit billet de mme weston qui était joint à un manuscrit plus volumineux. J'ai le grand plaisir, écrivait mme weston, de vous adresser la lettre ci incluse. Je suis sûre que vous l'apprécierez et ne doute pas de son heureux effet. Je crois que nous serons désormais d'accord sur celui qui l'a écrite. Je ne veux pas vous retarder par une longue préface. Nous allons tous bien. Cette lettre m'a guéri de la petite indisposition nerveuse dont j'ai souffert récemment. Je n'ai pas beaucoup aimé votre mine mardi, mais la matinée était triste, et bien que vous n'admettiez pas l'influence de la température, je crois que tout le monde est affecté par un fort vent du nord-est. J'ai pensé à votre père pendant l'orage de mardi, mais j'ai eu la satisfaction d'apprendre par m perry qu'il ne s'en est pas ressenti. Toujours à vous, A. Weston. À madame weston, windsor, juillet. Ma chère madame, si je suis parvenue hier à me faire comprendre, vous attendez cette lettre. De toute façon, je sais qu'elle sera lue sans prévention. Vous êtes la bonté même, et je crois que toute votre bonté ne sera pas superflue pour excuser certains de mes actes. Mais j'ai été pardonnée par celle envers qui j'avais des torts plus graves encore, et ceux précédents m'encouragent. Il est très difficile aux gens heureux d'être humbles. J'ai déjà réussi à 2 reprises dans mes démarches pour obtenir mon pardon. Ai-je tort d'espérer trouver la même indulgence chez vous et ceux qui de vos amis qui ont eu à se plaindre de moi? Il faut avant tout que vous vous efforciez de comprendre l'exacte nature de ma position lorsque je suis arrivée à randalls pour la première fois. J'avais un secret qu'il me fallait à tout prix protéger. Voilà le fait. Quant à savoir si j'avais le droit de me placer dans une situation de ce genre, c'est une autre question. Je ne la discuterai pas ici. Je renvoie ceux qui seraient tentés de me le contester à une petite maison en briques, avec des fenêtres grillagées dans le bas et des volets verts, sise à Highbury. Je n'osais pas me déclarer ouvertement. Les obstacles qui existaient à ce moment-là sont trop connus pour que je m'étende sur ce sujet. Mais direz-vous, quel était votre espoir en agissant ainsi? Sur quoi comptiez-vous? Sur le temps, le hasard, les circonstances, la persévérance, la santé et la maladie. J'avais remporté une première et difficile victoire en m'assurant sa foi. Si vous désirez d'autres explications, j'ajouterai: j'ai l'honneur, chère madame, d'être le fils de votre mari et d'avoir hérité d'une disposition optimiste. Et c'est là un héritage qui surpasse de beaucoup en valeur les maisons et les propriétés. Considérez-moi donc dans ces circonstances arrivant à Highbury, et il me faut à ce propos reconnaître mes torts, car cette visite aurait dû être moins tardive. Vous vous rappelez que ma venue a coïncidé avec l'arrivée de mademoiselle fairfax. Comme dans cette occurrence, c'est vous seule qui avez été négligée. Vous me pardonnerez, j'en suis sûre, immédiatement. Quant à mon père,
j'espère obtenir son indulgence en lui faisant remarquer que par ma négligence je me suis privé du réconfort de faire votre connaissance. Vous n'avez pas eu, j'espère, pendant la très heureuse quinzaine que j'ai passée près de vous, à me faire de reproches, sauf sur un point. Et maintenant, j'arrive à la seule partie de ma conduite, pendant mon séjour chez vous, qui mérite des explications détaillées. C'est avec le plus grand respect et avec l'amitié la plus sincère que je fais allusion à mademoiselle Woodhouse. Mon père jugera sans doute que je dois ajouter avec la plus profonde humiliation. Les paroles qui lui sont échappées hier à ce sujet m'ont fait connaître son opinion. Je mérite ses reproches. Ma conduite envers mademoiselle Woodhouse pouvait prêter, je le reconnais, à des commentaires fâcheux en l'espèce. Peut-être, afin d'aider à une dissimulation essentielle, ai-je profité plus qu'il n'était convenable des rapports d'intimité si naturellement établis entre nous dès le début. Je ne puis pas nier que mademoiselle Woodhouse ne fût ostensiblement préférée. Mais vous pouvez me croire, si je n'avais pas été convaincu de son indifférence, je n'aurais jamais prolongé ce jeu dangereux que me suggérait mon égoïsme. Vive, aimable, gracieuse, mademoiselle Woodhouse ne m'a jamais fait l'impression d'être une jeune personne d'esprit romanesque, et j'avais d'autre part d'excellentes raisons d'être convaincu de sa bienveillante indifférence à mon égard. Elle reçut mes hommages sur un ton d'alerte marivaudage qui me convenait à merveille. Nous paraissions nous comprendre à demi-mot. Dans notre situation relative, ses attentions du reste étaient son dû. Je ne puis dire si mademoiselle Woodhouse avait des soupçons pendant mon premier séjour à Randalls. Quand je suis allé chez elle pour prendre congé, je me rappelle avoir été sur le point de lui confesser la vérité. Mais d'après son attitude, elle m'a paru vouloir éviter une explication. De toute façon, depuis longtemps, sa perspicacité avait certainement découvert une partie de la vérité. Je n'en puis douter. Elle m'a souvent fait des allusions voilées à ma situation. J'espère que cette historique sincère sera acceptée par vous et par mon père comme une atténuation de mes torts. Pardonnez-moi et obtenez-moi au moment opportun le pardon et les bons vœux de mademoiselle Woodhouse. Je ressens pour elle une affection fraternelle. Vous avez maintenant une clé pour expliquer ma conduite à Randalls. Mon cœur était à Highbury, et tous mes efforts tendaient à trouver les moyens de m'y transporter souvent sans éveiller de soupçons. Si vous avez gardé le souvenir de quelque extravagance, mettez-la, je vous prie, sur le compte de l'amour. Relativement à l'acquisition faite par moi du fameux piano, je me bornerai à dire que mademoiselle Fairfax ne m'eût jamais autorisé à l'envoyer si elle avait été consultée. Elle a fait preuve, pendant toute la durée de notre engagement, d'une exquise délicatesse de sentiment. Bientôt, j'espère, vous serez à même de la juger. Aucune description ne pourrait donner une idée juste de son caractère. Depuis que j'ai commencé cette lettre, j'ai reçu de ses nouvelles. Elle me dit que sa santé est bonne, mais comme elle ne se plaint jamais, cette affirmation ne suffit pas à me tranquilliser. Je désire avoir votre opinion sur sa mine. Je sais que vous allez lui faire une visite, et je sais aussi qu'elle vit dans une perpétuelle anxiété à l'idée de vous voir. Peut-être est-ce déjà une chose faite. Écrivez-moi sans tarder. J'ai hâte de recevoir 1000 détails. Rappelez-vous combien peu de temps j'ai pu m'arrêter à Randalls, et dans quel état d'émotion et d'agitation je me trouvais. Je ne me sens guère mieux encore. Je suis tour à tour le plus heureux et le plus malheureux des hommes. Quand je pense à votre bonté et à celle de mon père, à la générosité de mon oncle, je suis fou de joie.
mais quand je me rappelle tout le tourment que j'ai causé à mademoiselle Fairfax, je me sens en fureur contre moi-même. Si seulement je pouvais la revoir, lui parler, mais ce n'est pas possible encore. Mon oncle a été trop excellent pour que je songe à lui présenter une nouvelle requête. Il m'a été impossible hier de vous donner aucune explication suivie, mais la soudaineté et, à un certain point de vue, l'inopportunité de cette révélation nécessitent un commentaire. La mort de ma tante faisait, je le savais, disparaître le plus grave obstacle à mon bonheur. Toutefois, je n'aurais jamais songé à une solution aussi prématurée, si de très particulières circonstances ne m'avaient contraint à agir sur l'heure. Mademoiselle Fairfax, de son côté, eût certainement ressenti tous mes scrupules avec plus de force encore, mais je n'avais pas le choix. La brusque résolution qu'elle avait prise à l'instigation de cette femme. À cet endroit, ma chère madame, j'ai été obligée de m'interrompre afin de retrouver mon calme. Je viens de faire une longue promenade dans la campagne et je suis maintenant, je l'espère, en état de continuer ma lettre sur un ton convenable. Ce souvenir est pour moi, en effet, particulièrement pénible. Je reprends mon exposition. Mademoiselle Fairfax ne pouvait admettre que sous prétexte de dissimuler la vérité, je m'exposasse d'un cœur léger à compromettre une autre jeune fille. Elle désapprouvait entièrement ma manière d'être avec mademoiselle Woodhouse, et cette considération, en dehors des scrupules de délicatesse, aurait dû suffire à me faire changer de conduite. Mais jugeant son mécontentement déraisonnable, je refusai d'accéder à ses prières. Je la jugeai, en diverses occasions, inutilement scrupuleuse et prudente. Je me plaignais de sa froideur. Nous nous sommes querellés. Vous rappelez-vous le déjeuner champêtre à Donwell? Ce fut ce jour-là que nos divers malentendus aboutirent à une crise. J'étais en retard, je la rencontrai rentrant seule chez elle et je voulus l'accompagner. Elle s'y opposa formellement. Cette manifestation de la prudence la plus élémentaire me parut alors une preuve d'indifférence. Je fus assez extravagant pour m'offenser et je doutai de son affection. Le lendemain, à Box Hill, mademoiselle Fairfax, provoquée par ma négligence affectée et mon apparente dévotion à mademoiselle Woodhouse, par une conduite, en un mot, qu'aucune femme de cœur n'aurait pu supporter, m'exprima son ressentiment d'une façon parfaitement compréhensible pour moi. Le soir même, par dépit, je retournai à Richmond. Bien qu'il m'eût été possible de rester avec vous jusqu'au lendemain matin. Même à ce moment, je n'avais pourtant pas abandonné tout projet de réconciliation future, mais j'étais blessé par sa froideur et je voulais attendre qu'elle fît les premiers pas. Je me réjouirai toujours, ma chère madame, de votre non-participation à l'excursion de Box Hill. Si vous aviez été témoin de mon attitude ce jour-là, je crains que vous n'eussiez toujours conservé de moi une mauvaise opinion. Je n'avais pas prévu les conséquences de mon départ. Aussitôt qu'elle l'eut appris, elle accepta l'offre qui lui était faite par l'entremise de cette officieuse madame Elton. À ce propos, je dois vous dire combien j'ai été indigné de toutes les libertés que cette dame s'est permises à l'égard de mademoiselle Fairfax. Je suis forcé de me montrer modéré, après avoir rencontré moi-même tant d'indulgence, sinon je ne ferais pas preuve de tant de patience. Elle l'appelait Jane. Est-ce possible? Vous remarquerez que je ne me suis pas permis de lui donner ce nom même devant vous. Vous pouvez, en conséquence, juger de ce que j'ai dû souffrir en l'entendant prononcer par les Elton. Cette familiarité, aggravée encore par le sentiment d'une supériorité imaginaire, constituait pour moi une véritable torture. Mademoiselle Fairfax
après avoir disposé d'elle-même, résolut de rompre avec moi. Elle m'écrivit le lendemain que nous ne devions plus nous revoir. Notre engagement, me disait-elle, est une source de regrets et de tourments pour nous deux. En conséquence, je vous rends votre liberté. Cette lettre m'arriva le jour même de la mort de ma pauvre tante. J'y répondis sur l'heure, mais par suite d'une confusion consécutive à la multiplicité des charges qui m'incombaient, ma réponse, au lieu d'être envoyée avec les nombreuses lettres de ce soir-là, fut oubliée par mégarde dans mon bureau. Pensant avoir écrit suffisamment, vu les circonstances, pour la satisfaire, je demeurai sans inquiétude. Je fus assez désappointé de ne pas recevoir de ses nouvelles sans retard, mais je lui trouvai des excuses, et j'étais trop préoccupé, et j'ajouterai trop confiant dans l'avenir pour me montrer formaliste. Nous nous transportâmes à Windsor, et 2 jours après je reçus un paquet, toutes mes lettres qu'elle me renvoyait. Par le même courrier, je recevais un court billet me disant combien elle avait été surprise de n'avoir pas reçu de réponse à sa lettre précédente. Votre silence, ajoutait-elle, ne peut être interprété que de 2 façons, et il est également désirable pour les 2 parties de liquider rapidement tout ce qui a trait à cette affaire. En conséquence, je vous adresse par une voie sûre toutes vos lettres, et je vous prie, s'il ne vous est pas possible de me renvoyer les miennes sur-le-champ, de façon à ce que le paquet me touche à Highbury d'ici une semaine, de bien vouloir me le faire parvenir à suivez tout au long l'adresse de Madame Smallbridge, aux environs de Bristol. Je connaissais le nom et l'endroit, et je compris aussitôt. Cette brusque décision concordait parfaitement avec son caractère résolu, et le secret dont elle avait été entourée était une preuve nouvelle de sa délicatesse. Vous pouvez imaginer quel choc je ressentis. Avant d'avoir découvert ma propre erreur, j'accusai la négligence de la poste. Que fallait-il faire? Il n'y avait qu'une solution: parler à mon oncle. Sans cette sanction, je ne pouvais espérer être écouté encore. Je m'y décidai. Les circonstances étaient en ma faveur. Le malheur qui venait de le frapper avait adouci son orgueil, et sans grande peine j'arrivai à faire agréer mon projet. Finalement, le pauvre homme, avec un profond soupir, me souhaita de trouver dans l'état de mariage un bonheur semblable au sien. Êtes-vous disposé à me plaindre dans l'affreuse inquiétude endurée par moi avant d'avoir gagné ma cause? Pourtant, je n'ai été véritablement malheureux qu'au moment où j'ai eu la révélation de l'état de santé de mademoiselle Fairfax. J'ai pu juger alors à son visage de la gravité des souffrances que je lui avais infligées. Je suis arrivé à Highbury à 1 heure où je pensais avoir bien de chance de la trouver seule. Je ne fus pas désappointé. Après une longue lutte, j'obtins gain de cause. J'eus beaucoup de peine à dissiper ces justes préventions, mais c'est chose faite. Nous sommes réconciliés et désormais aucun malentendu ne pourra plus exister entre nous. Maintenant, ma chère madame, je vous prie de m'excuser d'avoir abusé de votre patience. Croyez à ma sincère reconnaissance pour toutes les bontés passées, et permettez-moi de vous remercier par anticipation des attentions que votre cœur vous suggérera à l'égard de mademoiselle Fairfax. Vous jugerez sans doute que mon bonheur surpasse mon mérite. C'est aussi tout à fait mon opinion. Mademoiselle Woodhouse m'appelle l'enfant chéri de la fortune. J'espère qu'elle ne se trompe pas. Sur un point, mon bonheur est indiscutable. C'est d'être à même de me dire: votre fils
affectionné et reconnaissant. F.C. W.C. Fin du chapitre 49, enregistré par Margot. Chapitre 50 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Laure. Emma, par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 50. Les prévisions de Madame Weston se réalisèrent. La lettre eut le meilleur effet sur l'esprit d'Emma. Le passage où il était question d'elle avait éveillé son intérêt, et elle l'avait lu jusqu'au bout sans s'interrompre. Elle retrouvait ses anciennes dispositions bienveillantes pour Frank Churchill, et de plus elle prenait un plaisir particulier à cette évocation de l'amour. Indiscutablement, le jeune homme avait eu des torts graves, mais elle était disposée à lui accorder des circonstances atténuantes. Plusieurs raisons plaidaient en sa faveur. Ses souffrances, ses sentiments de contrition, sa reconnaissance à l'égard de madame Weston, son amour pour mademoiselle Fairfax. Fût-il entré à ce moment-là, Emma lui aurait serré la main de bon cœur. Cette lettre laissa à Emma une si bonne impression que dès l'arrivée de M. Knightley, elle le pria d'en prendre connaissance. En agissant ainsi, elle savait interpréter le vœu de madame Weston. Celle-ci désirait certainement que ce plaidoyer fût communiqué à M. Knightley, qui, sur la foi des apparences, avait porté un jugement sévère sur son beau-fils. « Je serais très content de la lire, mais elle semble longue, dit-il. Je l'emporterai chez moi ce soir. » Cela n'était pas possible. Madame Weston devait venir dans la soirée, et Emma comptait lui rendre la lettre. « Je préférerais vous parler, reprit-il, mais comme c'est une question de justice, je me résigne. » Il commença, s'arrêtant néanmoins dès les premières lignes pour observer. Si j'avais eu l'occasion à un moment donné d'examiner un autographe de ce monsieur, ma chère Emma, je ne l'aurais pas lu avec la même indifférence. Il continua, et au bout d'une minute sourit et dit voici bien des compliments dès le début, mais c'est sa manière. Le style d'un homme ne doit pas servir de règle pour juger celui des autres. Ne soyons pas sévères. J'aimerais, ajouta-t-il, vous donner mon opinion au fur et à mesure. De cette façon, je ne perdrai pas conscience d'être à vos côtés. Néanmoins, si cette glose vous déplaît, au contraire, vous me ferez plaisir. M. Knightley se remit à lire. Il plaisante, poursuivit-il, sur la force de la tentation. Il sait qu'il a eu tort, et il ne peut apporter aucun argument raisonnable. Mauvais, il n'aurait pas dû former cet engagement. En se comparant à son père, il ne rend pas justice à ce dernier. Le caractère optimiste de M. Weston s'alliait chez lui à un sens précis du travail et de l'effort. En effet, il n'est pas venu jusqu'à l'arrivée de mademoiselle Fairfax à Highbury. Vous m'aviez bien dit à l'époque qu'il eût dépendu de lui de venir plus tôt. Vous glissez sur le fait avec beaucoup de discrétion, mais je n'oublie pas que cette fois encore vous aviez raison. Je n'étais pas tout à fait impartial dans mon jugement, Emma, mais je crois que de toute façon sa conduite m'aurait toujours inspiré de la méfiance. Quand il arriva au paragraphe qui concernait mademoiselle Woodhouse, il le lut à haute voix, accompagnant sa lecture d'un sourire, d'un regard, d'un mouvement de tête, d'un mot d'approbation, d'une critique ou d'un aveu d'amour suivant l'occasion. Il finit en disant, après avoir mûrement réfléchi. Mauvais, encore que ce pourrait être pire. Il jouait un jeu très dangereux. Il ne peut du reste être juge de ses manières envers vous. En somme, emporté par ses propres désirs, il se souciait fort peu des conséquences et n'avait en vue que son intérêt. Il s'imaginait que vous aviez percé son secret, s'était prêté aux autres son esprit d'intrigue. Ma chère Emma, ne voyons-nous pas là combien essentielle est la sincérité dans nos rapports avec nos semblables? Emma acquiesça et rougit en pensant à Henriette. Ne pouvant donner une explication véridique de son trouble, elle suggéra. Vous ferez bien de continuer. Il reprit sa lecture, mais il s'arrêta bientôt pour dire. Le piano. Ah. Ce fut l'acte d'un novice. Il n'avait pas réfléchi que les inconvénients de cet envoi pourraient de beaucoup excéder le plaisir. Le paragraphe concernant l'attitude du jeune homme à l'égard de mademoiselle Fairfax appela une nouvelle remarque. Je partage entièrement votre avis, monsieur, dit-il. Vous avez raison d'avoir honte de votre conduite. Après avoir lu les lignes suivantes où Frank Churchill expliquait le point de départ de leur malentendu et blâmait sa persistance à agir contre le gré de Jane Fairfax, M. Knightley reprit. Voici de bien pauvres arguments.
Il l'avait induite à se placer dans une situation extrêmement difficile et périlleuse, et il aurait dû s'appliquer à lui éviter toute souffrance inutile. Pour correspondre avec lui, elle avait à surmonter des difficultés de tout genre, auxquelles il n'était pas exposé. Un homme de cœur eût tenu compte même de scrupules imaginaires. À plus forte raison devait-il respecter les justes exigences de la jeune fille. Il faut, pour ne pas s'indigner à l'idée de toutes les angoisses qu'elle a endurées, se reporter à la faute initiale, et se rappeler qu'elle avait mal agi en acceptant de prendre un engagement. Il allait être maintenant question de l'excursion à Box Hill, et Emma commençait à se sentir gênée. Sa propre conduite avait été si incorrecte. Elle tenait les yeux obstinément baissés. Néanmoins tout ce passage fut parcouru attentivement, sans donner prise au moindre commentaire, et M. Knightley parut n'avoir gardé aucun souvenir des événements de cette journée. Il n'y a pas moyen de chicaner à propos des Elton, observa-t-il. Je lui concède le manque de tact de nos excellents amis. Ses sentiments sont naturels. Quoi, elle avait réellement décidé de rompre définitivement avec lui? Elle se rendait compte de l'incompatibilité d'une pareille conduite avec les égards qui lui étaient dus. Madame Smallbridge, de qui s'agit-il? Jane avait accepté d'entrer en qualité de gouvernante chez Madame Smallbridge, une amie intime de Madame Elton, une voisine de Maple Grove, et à ce propos je me demande comment Madame Elton supportera ce désappointement. Ne faites pas de digression, ma chère Emma, pendant que vous m'obligez à lire. Nous voici au bout. J'aurais voulu que vous lisiez cette lettre dans un esprit plus bienveillant. Eh bien, je reconnais qu'il s'exprime ici avec cœur. Il paraît vraiment avoir souffert lorsqu'il l'a trouvée malade. Chère, beaucoup plus chère. Elle ne lui a pas longtemps tenu rigueur. Mon bonheur surpasse mon mérite. Allons, il se connaît bien. Mademoiselle Woodhouse m'appelle l'enfant chéri de la fortune. Ah, vraiment, la fin est élégante. Vous ne paraissez pas aussi satisfait de sa lettre que je le suis moi-même. Néanmoins, vous devez avoir meilleure opinion de lui. Il a commis des fautes de légèreté et d'imprévoyance. Mais comme il est indubitablement attaché à mademoiselle Fairfax, et qu'il aura bientôt l'avantage de vivre continuellement avec elle, je suis tout disposé à croire qu'il s'amendera. Au contact de sa femme, il acquerra la délicatesse et le sérieux qui lui font défaut. Et maintenant, permettez-moi de changer de conversation. J'ai pour le moment l'esprit si occupé de l'intérêt d'une autre personne que j'accorde malaisément mon attention à Frank Churchill. Depuis ce matin, je médite un plan que je veux vous soumettre. Il s'agit de trouver le moyen de faire ma demande en mariage sans attenter au bonheur de votre père. La réponse d'Emma était toute prête. Tant que mon père vivra, il ne peut être question d'un changement. Je ne le quitterai jamais. Je comprends, et j'approuve les sentiments qui inspirent votre résolution, reprit M. Knightley. Toutefois, cette condition ne me paraît pas incompatible avec mon désir. J'avais d'abord songé à demander à M. Woodhouse d'émigrer avec vous, à Donwell, mais je connais trop votre père pour m'être arrêté longtemps à ce projet. Une transplantation de ce genre compromettrait le confort de votre père, et peut-être même sa santé. Je me suis en revanche arrêté à un projet que je crois réalisable. Je sollicite le bonheur d'être admis à Hartfield. Emma, de son côté, avait eu dès le début de la pensée d'un exode général à Donwell. Mais comme lui, après réflexion, elle en avait reconnu l'impossibilité. Elle n'avait pas envisagé la seconde alternative, et elle fut extrêmement touchée de cette preuve évidente d'affection. En abandonnant Donwell, M. Knightley sacrifiait nécessairement une grande partie de son indépendance, d'heures et d'habitude, et sa patience serait sans doute mise plus d'une fois à l'épreuve au contact journalier de M. Woodhouse. Comment ne souscrirais-je pas, dit-elle, à un arrangement qui satisfait toutes les aspirations de mon cœur? Néanmoins, je ne suis pas égoïste au point de n'en pas voir les inconvénients, et je vous conseille de bien réfléchir avant de prendre une décision. J'ai envisagé la question sous toutes ses faces, et c'est en connaissance de cause que j'assume les devoirs de la cohabitation. J'ai pris le soin ce matin d'éviter William Larkins, afin de ne pas être dérangé dans mes méditations. Ah, voici une nouvelle difficulté, dit Emma en riant. Je suis sûre que William Larkins n'approuvera pas cette combinaison. Il vous convient de le consulter avant de me demander mon consentement. Après le départ de M. Knightley, Emma se mit à songer à l'avenir. Elle ne put s'empêcher de remarquer avec quel calme elle envisageait la possibilité de la déchéance éventuelle des droits du petit Henry sur Donwell. Prête à des devoirs nouveaux, elle reniait sa sollicitude de sœur et de tante.
Elle souriait en rapportant à sa véritable cause l'opposition intransigeante dont elle avait fait preuve lorsqu'il avait été question du mariage de M. Knightley avec Jane Fairfax ou avec telle autre personne. Elle eût été tout à fait heureuse si la pensée d'Henriette ne l'avait obsédée. Son bonheur croissant ne ferait qu'augmenter les souffrances d'Henriette. Celle-ci devrait maintenant être tenue à l'écart dans son intérêt même. Il était impossible de lui trouver une place dans le cercle de famille. Emma supportait cette idée sans souffrance, mais il lui en coûtait d'infliger à son amie un châtiment immérité. Elle ne doutait pas qu'avec le temps M. Knightley ne fût oublié, ou pour mieux dire, supplanté, mais on ne pouvait s'attendre à une guérison immédiate. Ce dernier ne contribuerait certainement pas pour sa part à cette cure, comme l'avait fait M. Elton. M. Knightley, toujours si plein d'attention pour tout le monde, ne mériterait jamais d'être moins admiré. D'autre part, il eût été téméraire d'espérer qu'Henriette elle-même fût capable de tomber amoureuse de plus de 3 hommes dans une année. Fin du chapitre 50. Enregistré par Laure. Chapitre 51 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 51. La réponse d'Harriet fut satisfaisante. Elle se montrait également désireuse d'éviter une rencontre qui, dans les circonstances actuelles, ne pouvait être que pénible. Elle ne se livrait à aucune récrimination et ne faisait aucun reproche. Néanmoins, Emma, en lisant entre les lignes, découvrit des traces de ressentiment. Du reste, il aurait fallu être un ange pour supporter sans rancœur un coup pareil. Une séparation s'imposait d'autant plus. Elle n'eut aucune difficulté à obtenir l'invitation à Brunswick Square et eut la chance de pouvoir la solliciter sans avoir recours au mensonge. Harriet, en effet, désirait depuis longtemps consulter un dentiste, et ce prétexte fut invoqué. Madame John Knightley fut enchantée de se rendre utile. Sans avoir pour le dentiste la même considération que pour M. Wingfield, tout ce qui concernait la santé excitait son intérêt et éveillait sa bienveillance. Une fois la chose arrangée avec sa sœur, Emma proposa ce déplacement à Harriet et la trouva très bien disposée. En conséquence, Isabelle écrivit à la jeune fille pour lui demander de venir passer 15 jours à Londres. Elle y fut conduite dans la voiture de M. Woodhouse. Le voyage s'effectua dans les meilleures conditions et Harriet arriva saine et sauve à Brunswick Square. Cette question réglée, Emma put jouir sans arrière-pensée des visites de M. Knightley. Délivrée de la préoccupation que lui causait le grave désappointement d'Harriet, elle s'abandonna tout entière à son bonheur et ne voulut permettre à aucune autre raison d'anxiété de remplacer immédiatement dans son esprit celle qui venait de se dissiper. Il lui restait encore, en effet, une autre communication en perspective. Il faudrait bientôt faire à M. Woodhouse l'aveu de ses fiançailles. Elle résolut d'attendre pour cette confession que mme Weston eût accouché afin de ne pas ajouter aux actuelles préoccupations de son père. C'était en conséquence au moins une quinzaine de loisirs et de paix. Mettant à profit ses vacances spirituelles, elle se prépara à remplir un agréable devoir en allant faire une visite à mlle Fairfax. La similitude de leurs situations respectives augmentait encore les dispositions bienveillantes d'Emma. Pendant la maladie de mlle Fairfax, elle s'était arrêtée en voiture à la porte des Bates, mais elle n'avait pas franchi le seuil de la maison depuis le lendemain de l'excursion de Box Hill. Ce jour-là, l'évidente détresse de la jeune fille, qui s'enfuyait, avait éveillé sa compassion, bien qu'elle ne soupçonnât pas alors l'acuité de cette souffrance. Dans la crainte de ne pas être cette fois encore la bienvenue,
Elle attendit en bas pendant que la domestique l'annonçait. Elle entendit la réponse immédiate. Priez-la de monter. Et un instant après, elle fut rejointe dans l'escalier par Jane en personne, s'avançant à sa rencontre pour bien marquer tout le plaisir que lui causait cette visite. Emma fut frappée du changement survenu dans l'apparence de la jeune fille. Sa beauté se trouvait rehaussée par l'éclat de la santé. Ses manières avaient acquis précisément ce qui leur manquait, la chaleur, l'animation, l'aisance. Jane Fairfax lui tendit la main et lui dit à voix basse d'un ton ému: combien vous êtes aimable. En vérité, mademoiselle Woodhouse, il m'est impossible de vous exprimer. J'espère que vous croirez. Excusez-moi de ne pouvoir parler. Emma, très satisfaite de cet accueil, aurait trouvé sans difficulté les mots appropriés si, à ce moment, le son de la voix de mme Elton, provenant du salon, n'avait frappé son oreille. Elle se contenta en conséquence de résumer ses sentiments de sympathie et ses félicitations en une très amicale poignée de main. Mme Bates et mme Elton étaient ensemble. Mlle Bates était sortie, ce qui expliquait le silence qui avait régné dans la pièce durant ces 2 minutes. Emma, à dire vrai, aurait préféré ne pas rencontrer mme Elton, mais elle était dans une disposition d'esprit à prendre patience, et comme mme Elton l'accueillit avec une gracieuseté inaccoutumée, elle ne désespéra pas de voir la visite se passer sans encombre. Elle eut vite deviné la raison de la bonne humeur de mme Elton. C'était d'être la confidente de mlle Fairfax et de se croire seule au courant du secret de son amie. Après avoir présenté ses compliments à mme Bates, Emma écoutait avec déférence les réponses de la vieille dame, mais n'en observait pas moins mme Elton à la dérobée. Celle-ci, en affectant un air mystérieux, pliait une lettre et la remettait dans le réticule pourpre et or qu'elle tenait à la main. Elle murmura avec des hochements de tête significatifs: nous pourrons terminer cette lecture une autre fois. Nous ne tarderons pas sans doute à retrouver une occasion, et au fait, vous connaissez maintenant l'essentiel. Mme Smallbridge accepte nos excuses et n'est pas offensée. Vous voyez quelle délicieuse lettre elle m'écrit. C'est une charmante créature. Vous l'auriez prise en affection si vous aviez été chez elle. Mais pas un mot. Soyons discrètes. Faisons montre de nos meilleures manières. Chut! Je voulais avant tout vous tranquilliser relativement à mme Smallbridge. Les explications que je lui ai données l'ont complètement satisfaite. Emma paraissait absorbée dans la contemplation du tricot de mme Bates, et mme Elton, après avoir jeté un coup d'œil du côté de la nouvelle arrivée, reprit: je n'ai donné aucun nom, comme vous avez pu remarquer. J'ai fait preuve de la prudence d'un ministre d'état. Je puis dire que j'ai conduit cette affaire parfaitement bien. La conversation devint ensuite générale et mme Elton interpella directement Emma. Avez-vous remarqué, mademoiselle Woodhouse, l'étonnante transformation de notre petite amie? Ne trouvez-vous pas que cette cure fait le plus grand honneur à Perry? Sur ma parole, Perry a fait un miracle en la remettant sur pied en si peu de temps. Si vous l'aviez vue comme moi, au moment où elle était le plus mal, vous seriez d'autant plus stupéfaite. Afin de répondre à une question de mme Bates, Emma se tourna de nouveau vers elle, et mme Elton en profita pour se tourner vers Jane et lui dire: nous passerons sous silence l'aide que Perry a pu recevoir d'un certain jeune docteur de Windsor. Non, non, Perry gardera tout le mérite de la cure. Elle éleva ensuite la voix et reprit la conversation interrompue. Je ne crois pas avoir eu le plaisir de vous voir, mademoiselle Woodhouse, depuis notre excursion à Box Hill. Une agréable excursion. Il m'a semblé pourtant que ce jour-là, certains d'entre nous paraissaient préoccupés.
je vous propose de profiter du beau temps pour refaire cette promenade. Nous goûterons mieux encore, cette fois, la vue magnifique et le grandiose panorama. Bien entendu, tous ceux, sans exception, qui ont fait partie de la précédente expédition seront présents. Peu après, Mlle Bates rentra et Emma put constater combien le secret qui lui avait été recommandé pesait aux lèvres de la bonne demoiselle. Merci, chère mademoiselle Woodhouse, dit-elle aussitôt. Vous êtes la bonté même. Il m'est impossible de dire. Oui, je comprends. L'avenir de Jane. Mais vraiment, elle est tout à fait remise. Comment va monsieur Woodhouse? J'en suis enchantée. Oui, c'est un charmant jeune homme, si amical. Non, je voulais parler de cet excellent monsieur Perry, qui a montré tant de sollicitude pour Jane. La surprise anormale, témoignée par mademoiselle Bates à la vue de mme Elton, éveilla l'attention d'Emma. Elle acquit bientôt la conviction, les apartés de mademoiselle Bates étant toujours transparents, que cette visite était le gage d'une réconciliation. Sans doute la rupture de l'engagement avec mme Smallbridge avait causé quelque dépit au presbytère à l'égard de Jane, et la mauvaise humeur était maintenant dissipée. Au bout d'un moment, mme Elton éleva la voix et dit: oui, ma bonne amie, je suis ici, et depuis si longtemps que partout ailleurs je me croirais forcée de faire des excuses. Voici la vérité. J'attends mon maître et seigneur. Il m'a donné rendez-vous. Quoi? Aurons-nous le plaisir d'avoir la visite de m Elton? Ce sera une véritable faveur, car je sais que les messieurs n'aiment pas à faire de visite le jour, et m Elton en particulier est si occupé. Vous avez raison, mademoiselle Bates. Il est pris du matin au soir. Tout le monde a une bonne raison pour le déranger. Le juge de paix, l'inspecteur des écoles, les marguilliers viennent continuellement le consulter. On semble ne pas pouvoir prendre une décision sans lui. Je dis souvent: sur ma parole, monsieur Elton, je préfère ma situation à la vôtre. Je ne sais où j'en serais avec mes crayons et ma musique, si j'avais seulement la moitié de vos visites. Toutefois, il viendra certainement, je puis vous l'assurer. Il tient essentiellement à vous présenter ses hommages. Elle ajouta à mi-voix, en se penchant vers mademoiselle Bates: c'est une visite de félicitations dont il ne pouvait se dispenser. Mademoiselle Bates rayonnait. Il m'a promis de venir dès qu'il serait libre, continua mme Elton. Il est enfermé avec Knightley pour discuter des affaires très importantes. m Elton est la main droite de Knightley. Emma dissimula un sourire et dit seulement: si m Elton est allé à pied à Donwell, il aura eu bien chaud. La réunion a lieu à l'hôtel de la Couronne. Weston et Cole seront là également, mais on est porté à ne parler que des dirigeants. Est-ce que vous ne faites pas une confusion? Suggéra Emma. Si je me trompe, la réunion à la Couronne ne doit avoir lieu que demain. Oh non, c'est bien certainement aujourd'hui. Cette paroisse est vraiment une des plus chargées qui soit. Je n'imaginais rien de pareil, d'après mon expérience de Maple Grove. Votre paroisse était très restreinte, dit Jane. Je ne puis pas vous renseigner à ce sujet. Mais il est facile de faire cette déduction en se basant sur le petit nombre des élèves qui fréquentent l'école patronnée par votre sœur. C'est vrai, c'est parfaitement juste. Intelligente créature. J'ai souvent pensé, ma chère Jane, que nos deux natures se complétaient. Ma vivacité et votre bon sens. N'est-ce pas la perfection? Je ne veux pas insinuer néanmoins que certaines personnes ne puissent vous juger déjà parfaite. Mais chut, arrêtons-nous là. Cette dernière recommandation paraissait superflue, car Jane se montrait disposée à se consacrer à mademoiselle Woodhouse autant que la politesse le permettait. Au bout de 10 minutes, m Elton fit son apparition. Sa femme l'accueillit
avec de spirituels reproches. Eh bien, je vous fais mon compliment. Vous deviez me rejoindre au début de ma visite, et voici plus d'une heure que je suis à charge à nos amis. Vous n'avez pas craint d'abuser de ma patience. Vous saviez que, fidèle à mon devoir d'épouse, je demeurerais à mon poste. Je viens de donner à ces jeunes filles un bel exemple d'obéissance conjugale. Elles peuvent être appelées, d'un jour à l'autre, à en faire leur profit. M. Elton était de si mauvaise humeur qu'il ne parut pas particulièrement impressionné par cette saillie. Après avoir échangé les politesses d'usage avec les autres dames, il s'assit en se plaignant d'avoir trop chaud. Quand je suis arrivé à Donwell, dit-il, Knightley n'était pas là. C'est curieux, c'est inexplicable. Je lui avais envoyé un billet ce matin et il m'avait fait répondre qu'il serait certainement chez lui jusqu'à 1 heure. Donwell, interrompit Mme Elton, vous arrivez de la réunion de la couronne, n'est-ce pas? Non, c'est pour demain. Je désirais précisément voir Knightley aujourd'hui à ce propos. Une chaleur si insupportable. Par-dessus le marché, j'avais pris à travers champs de crainte d'arriver en retard. Et tout cela pour ne pas le trouver chez lui. Je vous assure que je ne suis pas du tout content. Et aucune excuse, aucun message pour moi. La femme de charge a déclaré ignorer absolument que je fusse attendu. Très extraordinaire. Personne n'a pu me donner le moindre renseignement. Ne trouvez-vous pas, mademoiselle Woodhouse, que de la part de notre ami Knightley, il y a là quelque chose d'incompréhensible? Emma en convint de bonne grâce et ne chercha pas à excuser un pareil manquement aux règles de la courtoisie. Je ne puis imaginer, dit mme Elton, comment m Knightley a pu agir avec tant de légèreté à votre égard. Mon cher monsieur Elton, il a dû laisser un message pour vous, j'en suis sûre. Knightley est parfois excentrique, mais pas à ce point. Ses domestiques auront oublié. Croyez-moi, c'est ainsi. Cette négligence n'a rien d'extraordinaire quand il s'agit des domestiques de Donwell, qui sont tous, je l'ai toujours remarqué, empruntés et mal stylés. Je ne voudrais pour rien au monde avoir un être comme son Harry pour servir à table. Et quant à Mme Hodge, Wright la tient en petite estime. Elle lui avait promis une recette et ne l'a jamais envoyée. J'ai rencontré W. Larkins, reprit M. Elton, avant d'arriver à la maison, et il m'a affirmé que je ne trouverais pas son maître chez lui, mais je ne l'ai pas cru. William m'a confié que depuis le retour de M. Knightley, il n'était pas parvenu à l'approcher. Je n'ai pas, du reste, à me mêler des griefs de W. Larkins, et je m'en tiens aux miens. Je suis très mécontent d'avoir fait inutilement cette longue promenade au soleil. Emma résolut de rentrer sans délai. Selon toute probabilité, elle était attendue à Hartfield. Elle pourrait avertir m Knightley, qui trouverait sans doute le moyen de regagner l'estime de m Elton. Elle fut contente, en prenant congé, de voir que mlle Fairfax se préparait à l'accompagner hors de la chambre et même à descendre jusqu'en bas. Elle saisit l'occasion pour dire: il vaut mieux qu'il ne m'ait pas été possible de parler. Si vous aviez été entouré d'autres amis, j'aurais pu être tentée d'amener le sujet sur le tapis et de poser des questions. Je me serais sans doute montrée impertinente. Oh, reprit Jane en rougissant, vous n'aviez pas à craindre d'être indiscrète. Vous ne pouviez pas me faire plus de plaisir qu'en me témoignant de l'intérêt. En vérité, mademoiselle Woodhouse, j'ai conscience d'avoir gravement manqué à mes devoirs, et c'est pour moi une grande consolation de savoir que ceux de mes amis, dont la bonne opinion m'est particulièrement précieuse, ne sont pas dégoûtés au point. Je n'ai pas le temps de vous exprimer tout ce que je ressens. J'ai hâte de faire des excuses, de donner des explications.
Je sens combien cela est nécessaire. Mais hélas, si votre compassion ne vous inspire pas des sentiments d'indulgence. Oh, vous êtes vraiment trop scrupuleuse, reprit Emma avec chaleur, en lui prenant la main. Vous ne me devez aucune excuse, et ceux à qui on pourrait supposer le droit de demander des explications sont si satisfaits, si enchantés même. Vous êtes bien bonne, mais je sais ce que mes manières ont été pour vous, si froides et artificielles. J'avais toujours un rôle à jouer. Vous avez dû me prendre en horreur. Je vous en prie, n'en parlez plus. C'est à moi de vous faire des excuses. Pardonnons-nous mutuellement. Nous rattraperons, j'espère, le temps perdu. Avez-vous de bonnes nouvelles de Windsor? Très bonnes. Nous apprendrons bientôt, je suppose, que nous devons vous perdre, précisément au moment où je commence à vous connaître. Il n'est, bien entendu, question de rien pour le moment. Je resterai ici tant que le colonel et Mme Campbell ne me rappelleront pas. Aucune décision ne peut être actuellement prise, j'en conviens. Mais, reprit Emma en souriant, permettez-moi de vous dire que vous devez avoir des projets. Jane sourit à son tour et répondit. C'est vrai. Voici, je sais que je peux me confier à vous. Il est décidé que nous habiterons avec M. Churchill à Enscombe. Il doit y avoir 3 mois de grand deuil, et après ce délai, la date sera officiellement fixée. Merci. C'est justement ce que je voulais savoir. Adieu. Adieu. Fin du chapitre 51, enregistré par Margot. Chapitre 52 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 52. Les amis de Madame Weston eurent bientôt la satisfaction d'apprendre son heureuse délivrance. La nouvelle de la naissance d'une petite fille doubla la joie d'Emma. Elle avait toujours désiré l'apparition d'une petite mademoiselle Weston. L'idée d'un mariage entre la nouvelle venue et un des fils d'Isabelle avait déjà germé dans son esprit. Mais elle ne voulait pas se l'avouer à elle-même, et se contentait d'énumérer à M. Knightley les avantages que les parents trouveraient à la présence continuelle d'une petite créature à leur foyer. Il eût été fâcheux, ajoutait-elle, que Mme Weston n'ait pas trouvé l'occasion d'exercer ses talents d'institutrice. Elle a pu acquérir de l'expérience avec moi, comme la baronne d'Alman avec la comtesse d'Austerlitz dans Adélaïde et Théodore, de Madame de Genlis. Et nous verrons maintenant sa propre petite Adélaïde élevée d'après un plan plus parfait. Voici, elle la gâtera encore plus qu'elle ne vous a gâté, tout en croyant être très sévère. Ce sera la différence. Malheureuse enfant, reprit Emma, quel avenir lui est réservé? Comme beaucoup d'autres, elle sera insupportable pendant son enfance, et la sagesse viendra peu à peu avec l'âge. Je me sens maintenant enclin à modifier mon opinion en ce qui concerne les enfants gâtés, ma chère Emma. Je vous suis redevable de tout mon bonheur. Il ne m'est donc pas permis de me montrer sévère à leur égard. Emma se mit à rire et reprit. Mais j'avais, moi, l'assistance de toutes vos réprimandes pour contrebalancer les mauvais effets de l'indulgence. Je doute que mon propre bon sens eût suffi à me corriger. Ce n'est pas mon avis. La nature vous avait donné l'intelligence. Mademoiselle Taylor vous enseignait les bons principes. Vous deviez forcément obtenir un heureux résultat. Mon intervention aura été plus nuisible qu'utile.
Vous vous demandiez avec raison de quel droit je vous chapitrais. Ma surveillance a surtout servi mes propres intérêts. À force de penser à vous, sous prétexte de m'occuper de vos défauts, je suis devenu amoureux. Et moi, je suis sûre que vous m'avez été utile. Je subissais votre influence sans vouloir me l'avouer. Si la pauvre petite Anna Weston doit être gâtée, vous ferez œuvre pie en lui faisant subir un traitement identique, à l'exception pourtant de vous attacher à elle, quand elle sera plus grande. Combien de fois, dans votre enfance, vous êtes-vous approché de moi d'un air futé pour me dire: Monsieur Knightley, je vais faire telle ou telle chose. Papa m'a donné l'autorisation. Ou bien, mademoiselle Taylor me l'a permis. Il s'agissait, bien entendu, d'un acte que je désapprouvais. Quelle douce créature j'étais! Je ne m'étonne pas que vous conserviez un souvenir aussi précis de mes discours. Vous m'avez toujours appelé monsieur Knightley, et l'habitude ne me fait plus paraître cette appellation si cérémonieuse, mais elle l'est. Je voudrais que vous me donniez un autre nom. Je me souviens vous avoir appelé une fois Georges, dans l'espoir de vous être désagréable, mais comme vous n'avez rien dit et que vous n'avez pas paru vous en apercevoir, je n'ai pas recommencé. Et ne pouvez-vous maintenant dire Georges pour m'être agréable? Impossible. Je ne pourrai jamais vous nommer autrement que monsieur Knightley. Je vous promets cependant, ajouta-t-elle en rougissant, de vous appeler une fois par votre nom de baptême. Je ne vous fixerai pas le jour, mais il vous est loisible de deviner l'endroit. Moi, Emma, je te prends Georges pour mon époux, et je te donne ma foi. Emma regrettait souvent de ne pouvoir ouvertement reconnaître le service important que m Knightley s'était efforcé de lui rendre en lui déconseillant une de ses principales folies, son intimité avec Harriet Smith. Mais c'était un sujet trop délicat qu'elle ne pouvait pas aborder. Il était rarement question d'Harriet entre eux. Emma était portée à attribuer cette réserve à un sentiment de délicatesse. Il soupçonnait sans doute que l'intimité avec Harriet déclinait. Dans d'autres circonstances, en effet, elle ne se serait pas contentée de recevoir des nouvelles d'Harriet par l'intermédiaire d'Isabelle. Il avait sans doute remarqué l'absence de correspondance directe. Emma éprouvait un véritable chagrin d'être forcée d'avoir un secret pour m Knightley, et seule la volonté de ne pas aggraver par des confidences la triste situation de son amie lui donnait la force de se taire. Isabelle écrivait souvent et tenait Emma minutieusement au courant. Au début, elle avait trouvé Harriet moins gaie que de coutume, ce qui s'expliquait du reste suffisamment par le motif même de la visite et la crainte du dentiste. Mais depuis ce moment, Isabelle n'avait rien remarqué d'anormal dans le caractère d'Harriet, qui paraissait toujours disposée à s'amuser et à rire avec les enfants. Emma fut agréablement surprise en apprenant qu'Harriet devait prolonger son séjour au-delà du terme fixé. M. et Mme John Knightley comptaient venir à Hartfield au mois d'août, et ils avaient offert à Harriet de rester avec eux jusqu'à cette époque. Ils feraient le voyage tous ensemble. M. Knightley, de son côté, avait reçu la réponse à la lettre où il annonçait à son frère son mariage. Il tendit l'enveloppe à Emma. John prend part à mon bonheur comme un frère. Il a pour vous, je le sais, une grande affection, mais il n'est pas complimenteur, et une autre jeune fille jugerait peut-être qu'il est un peu froid dans son appréciation même. Il écrit comme un homme raisonnable, répondit Emma, après avoir pris connaissance de la lettre. J'estime sa sincérité. Il considère évidemment ce mariage comme étant tout à mon avantage.
mais toutefois il ne désespère pas de me voir devenir en un mot celle que je vous parais être aujourd'hui. S'il m'avait décerné des louanges imméritées, je ne l'aurais pas cru. Non, Emma, il n'a nullement cette intention. Il veut seulement dire. Si nous pouvions aborder ce sujet sans aucune réserve, il s'apercevrait sans doute que nos opinions sur les deux intéressés ne diffèrent pas sensiblement. Emma, ma chère Emma. Oh, interrompit-elle gaiement, si vous trouvez que votre frère ne me rend pas justice, attendez seulement que mon père ait exprimé son opinion. Il jugera que tous les avantages sont de votre côté, tout le mérite du mien. Je crains de devenir bientôt la pauvre Emma. Ah, reprit-il, si votre père pouvait être amené à envisager notre mariage dans le même esprit que John, les difficultés seraient vite levées. Je suis amusé par le passage de la lettre de mon frère où il dit que ma communication ne l'a pas étonné. Il s'attendait, dit-il, à recevoir une nouvelle de ce genre. Si je ne me trompe, votre frère vous soupçonnait de nourrir des idées patrimoniales, mais il ne songeait nullement à moi, et ne cache pas sa surprise à cet égard. De toute façon, je ne comprends pas qu'il ait deviné en partie mes pensées. Je ne me rends pas compte d'avoir laissé paraître dans ma conversation ou dans ma manière aucun symptôme significatif. Toutefois, il devait en être ainsi à mon insu. J'étais peut-être, en effet, un peu différent pendant mon dernier séjour. Je n'ai pas joué avec les enfants comme d'habitude. Ces pauvres garçons ont remarqué un soir que l'oncle George paraissait maintenant être toujours fatigué. Le moment approchait où la nouvelle devrait se répandre au dehors. Dès que mme Weston fut suffisamment remise pour recevoir m woodhouse, Emma, comptant beaucoup sur la douce influence des raisonnements de son amie, résolut de tout dévoiler à son père et immédiatement après aux Weston. Elle s'était fixé une heure, sinon, l'instant venu, le cœur lui manquant, elle aurait remis la communication à plus tard. Mais m knightley, devant venir la relayer, force fut de parler, en s'efforçant de prendre un ton enjoué, afin de ne pas augmenter la tristesse de cette révélation par une apparence de mélancolie. Elle pria son père de se préparer à entendre une nouvelle extraordinaire, et ensuite, en quelques mots, elle lui dit que si on pouvait obtenir son consentement, ce dont elle ne doutait pas, ce projet ayant pour but d'assurer le bonheur de tous, elle et m knightley avaient l'intention de se marier. De cette façon, il pourrait jouir de la présence constante à Hartfield d'une personne qu'il aimait beaucoup. Pauvre homme, ce fut un coup terrible pour lui, et il fit tous ses efforts pour dissuader sa fille de ce projet. Ne disiez-vous pas toujours que vous ne voulez pas vous marier, renoncer à votre indépendance? Emma l'embrassait et souriait. Elle parla longtemps. Il ne fallait pas la mettre au même rang qu'Isabelle et mme Weston. Le mariage de ces dernières, en les enlevant de Hartfield, avait en effet causé un grand vide. Mais elle, au contraire, ne quitterait pas la maison. Elle continuerait d'y habiter. Il serait beaucoup plus heureux d'avoir m knightley toujours à sa portée. Est-ce qu'il n'aimait pas beaucoup m knightley? Il ne pouvait le nier. Il pourrait le consulter sur ses affaires à tout instant. Il le trouverait toujours disposé à lui rendre service, à écrire ses lettres et à l'aider de toute façon. m woodhouse reconnut la justesse de ces remarques. m knightley ne pouvait pas être là trop souvent. Il serait très heureux de le voir chaque jour. Mais n'en était-il pas ainsi actuellement? Pourquoi ne pas continuer à vivre comme par le passé? Bien entendu, Emma ne pouvait espérer persuader son père en une conversation. Néanmoins, l'idée lui avait été suggérée. Le temps et la continuelle répétition feraient le reste.
aux prières et aux assurances d'Emma succédèrent celles de m knightley. Celle-ci fit l'éloge d'Emma avec tant d'affection que m woodhouse en fut touché. Ils reçurent le jour même tout l'appui possible du côté d'Isabelle, qui manifesta dans sa lettre une approbation illimitée. Mme Weston, le lendemain, aborda le sujet de la façon la plus habile. Elle parla du mariage comme d'une affaire arrangée et en même temps comme d'une combinaison des plus heureuses. M. woodhouse finit par accepter le projet comme définitif, et tous ceux dont il avait coutume de prendre l'avis l'ayant assuré que son bonheur y trouverait son compte. Il se montra disposé à envisager la possibilité de sa réalisation d'ici 1 an ou 2. Mme Weston, de son côté, avait été extrêmement surprise en recevant les confidences d'Emma, mais elle se rendit compte aussitôt du bonheur qui allait échoir à son amie. C'était un mariage si avantageux à tous les points de vue qu'elle se jugea sévèrement de ne l'avoir pas toujours souhaité. Combien peu d'hommes, parmi ceux susceptibles de prétendre à la main d'Emma, eussent renoncé à leur chez-soi pour Hartfield, et qui, excepté m knightley, aurait été capable de faire preuve d'assez de patience envers m woodhouse pour rendre cet arrangement possible. La difficulté de régler la situation du pauvre m woodhouse avait toujours été envisagée dans les projets que m weston et elle avaient formés concernant un mariage entre frank et emma, mais la conciliation des titres d'Enscombe et de ceux d'Hartfield était restée à l'état de problème. m weston lui-même n'avait jamais pu proposer une solution et se contentait de dire: cette affaire s'arrangera toute seule, les jeunes gens trouveront le moyen. Mais dans le cas présent, au contraire, rien n'était laissé au hasard ni confié à l'avenir. Tout était réglé, clair, définitif. C'était une union qui promettait tous les bonheurs et qu'aucun obstacle ne pouvait retarder. Mme Weston, avec son bébé sur les genoux, se laissant aller à ces agréables réflexions, était une des plus heureuses femmes du monde. La nouvelle fut également une surprise pour m weston, du moins pendant 5 minutes. Au bout de ce temps, il était déjà familiarisé avec cette idée. Il vit tous les avantages de ce mariage et s'en réjouit autant que sa femme. Son étonnement fut de courte durée, et au bout d'1 heure, il n'était pas loin de croire qu'il avait toujours prévu ce dénouement. D'après ce que je comprends, c'est un secret, dit-il. Ce genre d'affaire est toujours un secret, puis on s'aperçoit un beau jour que tout le monde est au courant. Vous m'avertirez lorsque je pourrai en parler. Je demande si Jane a le moindre soupçon. Le lendemain matin, il alla à Highbury pour s'en assurer. Il confia le secret à Jane. N'était-elle pas comme sa fille aînée? Mademoiselle Bates étant présente, la nouvelle passa naturellement à mme Cole, puis fut transmise à mme Perry et finalement à mme Elton. Les intéressés avaient prévu ce résultat et ils apportaient beaucoup de perspicacité à imaginer les diverses réflexions dont ils seraient ce soir-là l'objet dans les différentes familles de Highbury. Au presbytère, la surprise fut franchement désagréable. m elton, en fait de vœux, se contenta de dire: l'insupportable fierté de la jeune fille sera enfin satisfaite. Mlle woodhouse avait sans doute toujours eu l'intention d'attraper knightley si elle le pouvait. À propos de la vie commune à Hartfield, il eut le front d'ajouter qu'il ne voudrait pas être à la place de knightley. mme elton, de son côté, fut extrêmement affectée. Pauvre knightley, pauvre garçon, s'écria-t-elle, je suis peinée de le voir s'embarquer dans une mauvaise affaire, car bien que très excentrique, il a de grandes qualités. Je ne me suis jamais aperçue qu'il fût amoureux, pas le moins du monde. Pauvre knightley,
C'est la fin de toute relation agréable avec lui. Il était si heureux de venir dîner avec nous. Pauvre garçon, il ne donnera plus de déjeuner champêtre à Donwell, en mon honneur. Il y aura maintenant une madame Knightley qui se chargera de jeter de l'eau froide à tout propos. C'est bien désagréable. Je ne regrette pas d'avoir donné mon opinion sur la femme de charge l'autre jour. Quelle idée de vivre ensemble! C'est une tentative téméraire. Je connais une famille près de Maple Grove qui a cherché à mettre en pratique un arrangement de ce genre et qui a dû y renoncer au bout de 3 mois. Fin du chapitre 52. Enregistré par Margot. Chapitre 53 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Camille en janvier 2019. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Pouliga, chapitre 53. Les jours passaient. Les John Knightley et Harriet étaient à la veille d'arriver. C'était une perspective alarmante, et Emma, en y pensant un matin, réfléchissait aux inconvénients du retour de son ami. M. Knightley entra sur ces entrefaites, et elle mit de côté les pensées tristes. Après quelques minutes de conversation enjouée, il se tut, et reprit ensuite sur un ton plus sérieux. « J'ai quelque chose à vous dire, Emma, une nouvelle à vous annoncer. »« Bonne ou mauvaise ?» dit-elle, en le regardant en face. « Je ne sais trop. »« Bonne, j'en suis sûre. Je le vois à votre visage. Vous vous efforcez de ne pas sourire. »« Je crains, dit-il, ma chère Emma, que vous ne souriez pas quand vous la connaîtrez. »« Vraiment ? Mais pourquoi ? Je puis difficilement imaginer qu'une chose qui vous contente ne me satisfasse pas aussi. Il y a un sujet sur lequel nos avis diffèrent. Il s'agit d'Harriet Smith. » Emma rougit en l'entendant prononcer ce nom, et appréhenda quelques fâcheuses révélations. « Vous avez sans doute reçu une lettre vous-même ? » ?»« Non, du tout, je ne sais rien. Je vous en prie, mettez-moi au courant. Je vois que vous vous attendez au pire. Voici, Harriet Smith, épouse Robert Martin. » Emma sursauta, et elle fut sur le point de dire « Non, c'est impossible !» Mais son regard seul trahit son étonnement. « Robert Martin, reprit M. Knightley, est venu m'annoncer son mariage ce matin. Je vois, mon Emma, que vous êtes affectée, comme je le prévoyais. »« Vous vous méprenez, répondit-elle avec effort. Cette nouvelle ne me rend pas malheureuse, mais je ne puis y ajouter foi. Vous voulez seulement dire que Robert Martin a l'intention de demander encore une fois la main d'Harriet Smith. Je répète, articula M. Knightley avec décision, il a fait sa demande et il a été agréé. Est-ce possible ? Emma se pencha sur sa corbeille et se mit à chercher une broderie, afin de dissimuler les sentiments de bonheur et de soulagement qui l'agitaient, et ajouta « Eh bien, dites-moi tout. Donnez-moi les détails. » Il y a une semaine, Robert Martin était à Londres pour affaires, et je l'avais prié de se charger d'une commission pour John. Il porta lui-même à John les papiers que je lui avais confiés. Il fut cordialement accueilli et invité à accompagner toute la famille au cirque où l'on menait les garçons. Mon ami Robert Martin ne put résister à la tentation, et il accepta. La partie fut extrêmement gaie. Mon frère lui demanda de venir dîner le lendemain, et pendant la soirée, Robert Martin trouva l'occasion de parler à Harriet. Ce ne fut pas en vain. Elle l'a rendu, en l'agréant, aussi heureux qu'il mérite de l'être. Il est revenu hier, et ce matin, avant le déjeuner, il était chez moi pour me rendre compte de sa mission et me faire part de son bonheur. C'est tout ce que je puis vous dire. Votre amie Harriet vous fera un récit beaucoup plus long. Elle entrera dans tous les petits détails que la femme seule sait rendre intéressants. Toutefois, je puis ajouter que Robert Martin paraissait très ému. Emma n'essaya pas de répondre. Elle était sûre qu'elle ne pourrait s'empêcher de manifester une joie anormale, et il la croirait folle. Son silence étonna M. Knightley, et, après l'avoir observé quelques instants, il reprit. « Emma, ma chérie, je crains que vous ne soyez plus contrariée que vous ne voulez l'avouer. Je le reconnais, sa situation est un inconvénient, mais si votre amie est satisfaite, c'est l'important, et je me porte garant que vous estimerez le jeune homme de plus en plus, à mesure que vous le connaîtrez. Son bon sens et ses excellents principes vous satisferont pleinement. Vous ne pourriez désirer votre ami dans de meilleures mains. Si je le pouvais, je changerais le rang social de son prétendant. C'est beaucoup dire, je vous assure, car je tiens énormément à garder Robert Martin à Abbey Mill. » Il s'efforçait de la faire sourire, et se sentant maintenant maîtresse d'elle-même,
Emma leva la tête et reprit gaiement. « Ne vous donnez pas la peine d'essayer de me réconcilier avec ce mariage. Je trouve qu'Harriet fait extrêmement bien. Sa parenté n'est sans doute pas plus relevée que celle du jeune homme, et de toute façon, elle lui est certainement inférieure au point de vue de la respectabilité et du caractère. C'est la surprise qui m'a fait garder le silence. J'avais des raisons de croire, tout dernièrement encore, qu'elle était bien éloignée de penser à lui. Vous devez connaître votre amie mieux que moi, reprit M. Knightley. Mais si je ne me trompe, c'est une aimable et tendre personne. Elle ne doit pas être portée à se montrer cruelle envers un jeune homme qui lui fait l'aveu de sa passion. Sur ma parole, vous la connaissez à merveille. Mais monsieur Knightley, êtes-vous bien sûr qu'elle l'ait accepté définitivement? N'avez-vous pas mal compris? Vous avez parlé de beaucoup de choses. Affaires, exposition de bestiaux, nouvelles méthodes. Peut-être ces affirmations catégoriques ne concernaient-elles pas l'acceptation d'Harriet, mais les dimensions de quelques taureaux fameux. C'est un peu fort, reprit M. Knightley en riant. Prétendriez-vous insinuer que je ne comprends pas ce qu'on me dit? Il n'y avait pas, je vous assure, d'équivoque possible. Je crois pouvoir vous en donner une preuve. Il m'a demandé mon opinion sur les démarches à faire. Il comptait s'adresser à Mme Goddard pour avoir des éclaircissements sur les amis d'Harriet. Je ne puis qu'approuver. Il doit aller chez Mme Goddard aujourd'hui même. Je suis parfaitement satisfaite, reprit Emma en souriant de bon cœur, et je leur souhaite sincèrement tout le bonheur possible. Vous êtes bien changé depuis notre dernier entretien. Je l'espère. En ce temps-là, j'étais stupide. De mon côté, j'ai modifié mon opinion. J'ai souvent causé avec Harriet. Par égard pour vous et par intérêt pour Robert Martin, je désirais la mieux connaître. J'ai quelquefois eu l'idée que vous me soupçonniez de plaider la cause du pauvre Robert Martin. Ce n'était pas le cas. Après l'avoir bien observé, j'ai acquis la conviction que c'est une aimable et simple créature, avec d'excellents principes, et mettant son bonheur dans les affections et les devoirs de la vie conjugale. Elle vous doit sans doute en partie les progrès réalisés. Moi, reprit Emma en secouant la tête. Ah, pauvre Harriet. Néanmoins, elle se contint et supporta patiemment cette louange imméritée. À ce moment, M. Woodhouse entra et leur conversation prit fin. Emma ne le regretta pas, car elle désirait être seule. Cette nouvelle l'avait mise dans un état d'agitation qui lui enlevait sa présence d'esprit. Elle aurait voulu danser, chanter, crier, et elle ne pouvait prêter attention à d'autres propos. Son père venait annoncer que James attelait les chevaux pour les conduire à Randalls, où il faisait maintenant une visite quotidienne. Ce fut une excellente excuse pour quitter le salon. La joie et le bonheur d'Emma peuvent être facilement imaginés. Seul, le souci de l'avenir d'Harriet l'empêchait d'être parfaitement heureuse. Qu'avait-elle à désirer maintenant? Rien, sinon de devenir plus digne de celui dont le jugement s'était montré si supérieur au sien. Elle souhaitait aussi que le souvenir de ses folies passées lui enseignât l'humilité et la circonspection pour l'avenir. Elle était très sérieuse dans ses résolutions, et pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de rire, de temps en temps, en pensant à l'éclosion d'une nouvelle idylle, aboutissement d'un désespoir qui datait de 5 semaines. Maintenant, elle pourrait voir revenir Harriet avec plaisir. Toutes les conséquences lui paraissaient agréables. Elle ferait bien volontiers la connaissance de R. Martin. Sa principale satisfaction était de penser que dorénavant, elle ne serait plus tenue à aucune dissimulation avec M. Knightley. Elle pourrait désormais se montrer parfaitement confiante et sincère. Elle partit avec son père, le visage souriant. Elle n'écoutait pas toujours, mais elle acquiesçait de confiance. Ils arrivèrent. Madame Weston était seule dans le salon. M. Woodhouse reçut des remerciements proportionnés à l'effort accompli, et ils s'informèrent de la santé de l'enfant. Ils étaient à peine assis quand ils aperçurent à travers le rideau 2 ombres qui passaient dans le jardin contre la fenêtre. « C'est Frank et mademoiselle Fairfax, dit aussitôt Madame Weston. J'allais justement vous faire part de l'agréable surprise que nous avons eue en le voyant arriver. Il reste jusqu'à demain, et mademoiselle Fairfax a bien voulu sur notre demande venir passer la journée. Ils vont probablement entrer. » Au bout d'1 minute, en effet, les jeunes gens firent leur apparition. On se salua cordialement, puis tout le monde se rassit. Pendant les instants de silence embarrassé qui suivirent, Emma se demanda si son désir de rencontrer Frank Churchill, en compagnie de Jane Fairfax, lui apporterait le plaisir qu'elle avait escompté. Cependant, M. Weston se joignit à eux. L'enfant fut amené, et la gêne se dissipa. Frank Churchill saisit la première occasion pour s'approcher d'Emma. « Je dois vous remercier, dit-il, mademoiselle Woodhouse, d'un message indulgent que Madame Weston m'a transmis dans une de ses lettres. J'espère que vos sentiments ne se sont pas modifiés. »« Non, vraiment, répondit Emma, pas le moins du monde. Je suis particulièrement heureuse de vous voir, de vous serrer la main et de vous faire de vive voix mes vœux de bonheur. » Il exprima sa reconnaissance et continua de parler sur un ton de sincérité émue. « N'a-t-elle pas bonne mine ?» dit-il en regardant Jane. « Vous voyez comme mon père et Madame Weston l'entourent d'affection. » Mais sa nature eut vite repris le dessus. Et, les yeux rieurs, après avoir fait allusion au retour des Campbell,
il prononça le nom de Dixon. Emma rougit et lui interdit de jamais prononcer ce nom en sa présence. Elle ajouta « Je ne puis évoquer ce souvenir sans honte. La honte devrait être toute de mon côté. Mais est-il possible que vous n'ayez jamais eu aucun soupçon, du moins sur la fin ? Je n'en avais pas le moindre, je vous assure. C'est extraordinaire, j'ai été une fois sur le point. Je regrette de n'avoir pas suivi mon inspiration. J'aurais mieux fait de manquer de discrétion et de tout vous raconter. N'y pensez plus. Quand les Campbell seront de retour, nous irons à Londres, et nous y resterons, je pense, jusqu'au moment où nous pourrons l'emmener à Anscombe. Mais actuellement, je suis condamnée à une cruelle séparation. Nous ne nous étions pas revus depuis le jour de la réconciliation. N'avez-vous pas compassion de moi ? Emma exprima sa sympathie, très sincèrement. Et il reprit soudain, à mi-voix. À propos, j'espère que M. Knightley va bien. Elle rougit et se mit à sourire. Permettez-moi, à mon tour, continua-t-il, de vous présenter mes félicitations. J'ai appris cette nouvelle, croyez-le bien, avec le plus vif intérêt et la plus grande satisfaction. C'est un homme qu'il ne m'appartient pas de louer. Emma écoutait avec plaisir et ne demandait pas mieux que de continuer l'entretien sur ce ton. Mais l'instant d'après, Frank Churchill était de nouveau occupé de ses propres affaires, et il dit, en tournant les yeux vers Jane, « Avez-vous jamais vu un teint si fin, si délicat ? Et pourtant, elle n'est pas absolument blonde. C'est une carnation assez rare, formant contraste avec ses cils noirs. Elle a juste assez d'éclat pour faire ressortir sa beauté. » « J'ai toujours admiré son teint pour ma part, » reprit Emma malicieusement. « Mais il me semble qu'il y eut un temps où vous trouviez à redire à sa pâleur. Avez-vous tout à fait oublié ? » ?»« Pas du tout. Quelle impudence était la mienne. Comment ai-je osé ?» En même temps, il riait de si bon cœur à cette évocation qu'Emma ne put s'empêcher de lui dire « J'ai idée qu'au milieu de vos tribulations, vous trouviez grand plaisir à nous duper tous. Ce jeu vous faisait prendre votre mal en patience. »« Oh non ! Comment pouvez-vous me soupçonner d'une pareille duplicité ? J'étais le plus malheureux des hommes. Pas malheureux au point de devenir insensible à l'ironie. Je suis d'autant plus portée à vous soupçonner que, placée dans la même situation, je n'aurais probablement pas résisté à la tentation de mystifier mon entourage. Nos deux natures ont certains points de ressemblance. » Il s'inclina en souriant. « Dans tous les cas, reprit Emma, nos destinées sont parallèles. N'allons-nous pas nous unir à deux personnes d'un caractère supérieur au nôtre ? » « C'est vrai, répondit-il avec émotion, du moins en ce qui me concerne. C'est un ange, regardez-la. Ses gestes n'ont-ils pas une grâce angélique ? Observez ses yeux levés vers mon père. Vous apprendrez avec plaisir, ajouta-t-il en se penchant vers elle et en baissant la voix, que mon oncle s'est décidé à lui donner tous les bijoux de ma tante. Ils doivent être remontés à nouveau. J'ai l'intention de faire ajuster un diadème. Ne sera-ce pas magnifique, sur ses cheveux sombres ? Tout à fait magnifique, reprit Emma, d'un ton si cordial qu'il éprouva le besoin de manifester sa reconnaissance. « Comme je suis heureux, dit-il, de vous voir et de vous trouver si bonne mine. Pour rien au monde je n'aurais voulu manquer cette rencontre, et si vous n'étiez pas venu, je serais certainement allée à Hartfield. » Pendant ce temps, les autres personnes avaient parlé du bébé. Madame Weston venait de raconter que la veille ils avaient été un peu alarmés à son sujet. Elle avait été sur le point de faire chercher M. Perry. Toutefois, au bout de 10 minutes, l'enfant avait repris sa tranquillité habituelle. M. Woodhouse prit grand intérêt à ce récit et exprima son regret que Madame Weston n'eût pas suivi sa première inspiration. « Ne manquez pas, dit-il, de faire chercher Perry à la moindre indisposition. Vous ne pouvez l'appeler trop souvent. Il est peut-être fâcheux qu'il ne soit pas venu hier. Sans doute, l'enfant semble en bon état. Mais il ne s'en porterait que mieux si Perry l'avait examiné. » En entendant prononcer le nom de Perry, Frank Churchill leva la tête, et dès que M. Woodhouse eut fini de parler, il dit, en s'adressant à Emma, « Mon ami Perry, est-il venu ce matin ? Comment voyage-t-il maintenant ? A-t-il une voiture ?» Emma se rappela aussitôt, et saisit l'allusion. Elle se mit à rire à son tour. Et pendant ce temps, Jane Fairfax faisait tous ses efforts pour paraître ne pas entendre. « Quel rêve extraordinaire !» reprit-il. « Je ne puis jamais y penser sans rire. » Elle nous entend, mademoiselle Woodhouse, elle nous entend. Je le devine au frémissement de sa joue. Elle a beau froncer le sourcil. Regardez-la. Ne voyez-vous pas qu'en ce moment le paragraphe même de sa lettre, qui me donnait la nouvelle, passe devant ses yeux ? Elle se rappelle ma bévue, et ne peut prêter attention à rien d'autre. Jane fut contrainte de sourire, et se tournant vers lui, elle dit d'une voix basse et calme,
Comment pouvez-vous évoquer ces souvenirs? Ils s'imposeront parfois. Mais je ne m'explique pas que vous les recherchiez. Il répondit, avec beaucoup d'entrain et d'esprit. Emma n'en partageait pas moins l'avis de Jane. En quittant Randalls, elle ne put s'empêcher d'établir une comparaison entre les deux hommes, tout à l'avantage de M. Knightley. Elle avait eu grand plaisir à revoir Frank Churchill, mais jamais la supériorité morale de M. Knightley ne l'avait autant frappée. Fin du chapitre 53. Chapitre 54 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Emma par Jane Austen. Traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 54. Emma conservait malgré tout une légère anxiété concernant la possibilité pour Henriette d'envisager un autre mariage sans arrière-pensée. Mais son incertitude ne fut pas de longue durée. Les John Knightley et Henriette arrivèrent à Hartfield. Dès qu'elle put trouver l'occasion de rester une heure en tête-à-tête avec son amie, elle put se rendre compte que Robert Martin avait réellement supplanté M. Knightley, et que la jeune fille plaçait désormais de ce côté tout son espoir de bonheur. Au début, Henriette était un peu gênée, mais lorsqu'elle eut reconnu avoir été présomptueuse et s'être imaginé des attentions qui n'existaient pas, sa confusion se dissipa, et elle parut avoir oublié le passé pour se consacrer au présent et à l'avenir. Emma avait eu soin d'accueillir Henriette avec les plus chaudes félicitations, afin de dissiper toute crainte relative à son approbation. Celle-ci fut en conséquence très heureuse de donner tous les détails touchant leur soirée à Astley et le dîner du lendemain. Elle s'étendait sur ce sujet avec la plus évidente complaisance. Cette transformation rapide plongeait Emma dans l'étonnement. Il fallait admettre pour l'expliquer qu'Henriette avait toujours conservé du goût pour Robert Martin. Le mystère de la parenté d'Henriette fut dévoilé. Elle était la fille d'un commerçant assez riche pour avoir pu lui assurer la pension relativement importante dont elle disposait, et assez respectueux des usages et de la morale pour avoir désiré éviter un scandale. Aucune objection au mariage ne fut soulevée du côté du père. Il se montra généreux dans cette circonstance, comme il l'avait toujours été. Quand Emma eut fait la connaissance de Robert Martin, elle se rendit compte que le bon sens et la rectitude de jugement du jeune homme étaient précisément les qualités propres à assurer le bonheur de son amie. Celle-ci serait guidée et soutenue, et, au contact de femmes intelligentes, ses bonnes dispositions naturelles se développeraient certainement. Henriette, absorbée par les préparatifs de son mariage et accaparée par les demoiselles Martin, était de moins en moins à Hartfield. La transformation qui s'imposait semblait s'accomplir de la façon la plus graduelle et la plus naturelle du monde. Par la force des choses, leur intimité toute artificielle était appelée à disparaître. Avant la fin de septembre, Emma accompagna Henriette à l'église et assista au mariage de son amie avec une satisfaction que même la présence de M. Elton ne parvint pas à troubler. Du reste, à ce moment, elle ne voyait en celui-ci que le clergyman dont la bénédiction devait bientôt tomber sur elle. Jane Fairfax avait déjà quitté Highbury pour aller rejoindre les Campbell. Auprès de ceux-ci, elle se sentait véritablement chez elle. M. Churchill et son neveu étaient également à Londres, où ils attendaient la fin du deuil. Le mois d'octobre était celui choisi par M. Knightley et par Emma. Ils désiraient que leur mariage fût célébré pendant le séjour de John et d'Isabelle à Hartfield, afin de pouvoir faire un voyage d'une quinzaine de jours au bord de la mer. John et Isabelle approuvaient ce plan. Mais comment pourrait-on obtenir le consentement de M. Woodhouse? Celui-ci ne parlait jamais du mariage que comme d'un événement très lointain. Néanmoins, il commençait à se rendre compte que l'échéance était inévitable. Première étape vers la résignation. Il n'en fut pas moins vivement affecté en entendant parler d'une date ferme. Emma, qui ne pouvait supporter voir souffrir son père, n'insista pas. Les messieurs Knightley, pour l'encourager, assuraient qu'une fois l'événement accompli, la détresse de M. Woodhouse disparaîtrait. Mais tout en reconnaissant la justesse de leurs prévisions, elle hésitait à causer une nouvelle émotion à son père.
La situation se dénoua de la façon la plus inattendue, à la suite d'un incident vulgaire. La basse-cour de Madame Weston fut une nuit dépouillée de tous ses dindons. D'autres poulaillers eurent le même sort. Pour M. Woodhouse, cette rapine constituait un vol avec effraction, et s'il ne s'était senti sous la protection de son gendre, il eût été en proie aux terreurs dès le coucher du soleil. La force, la résolution, la présence d'esprit des messieurs Knightley lui inspiraient une confiance illimitée. Il appréhendait le moment où M. John Knightley serait forcé de rentrer à Londres. Cette crainte salutaire fut pour M. Woodhouse le commencement de la sagesse. Et quand Emma proposa de fixer le mariage au mois d'octobre et de revenir s'installer à Hartfield avec son mari avant le départ de M. John Knightley, elle rencontra la pleine approbation de son père. Vers le milieu d'octobre, M. Elton fut appelé à célébrer dans l'intimité le mariage de M. Knightley et de Mlle Woodhouse. La cérémonie fut des plus simples, comme il convient à des gens qui n'ont de goût ni pour le faste ni pour la parade. Madame Elton écouta avec surprise la description que lui fit son mari du cortège et des toilettes. Rien de plus mesquin d'après ce que je comprends. Célina ne voudra pas croire à une pareille pénurie de dentelles. Je ne pensais pas que ce mariage dût égaler le nôtre, mais je m'attendais à mieux. Cependant, la malveillance s'arrêta au seuil du temple. Les souhaits affectueux du petit noyau de vrais amis qui assistaient à la bénédiction nuptiale se réalisèrent en tout point. Les époux furent parfaitement heureux. Fin du chapitre 54. Fin de Emma par Jane Austen, traduit par Pierre de Puliga.